Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre une fois de plus pour la 7e journée recherche et innovation de la filière TETECOU. 7e, eh oui. 17 mars, vous êtes donc ici présent à l'Institut Imagine dans l'amphithéâtre. Vous êtes en direct, vous nous suivez donc en live et vous pourrez également nous suivre comme tous les ans en rediffusion sur le site de la filière quand tout aura été monté et mis en ligne, bien sûr, sans limitation de durée et sans limitation de visionnage. Merci beaucoup. Alors, comme avant chaque début de journée, on va brièvement rappeler ce qu'est la filière TETECOU, quelles sont ses structures, et après parler justement des actions recherche, puisque c'est aujourd'hui la thématique principale. Alors, qui sommes-nous? Une fédération de réseaux de recherche, de centres de recherche, qui prennent en charge plus de 2000 malformations de la tête, du cou, de la face, des dents, du pharynx, de la déglutition. Et cette fédération regroupe 5 réseaux de référence sur plus de 30 villes en France, 90 centres de compétences, plus de 30 associations de malades, plus de 40 laboratoires, on va y revenir tout à l'heure. Donc un réseau national qui comprend plein de centres d'expertise, d'associations de malades et d'équipes de recherche, et on va justement en parler particulièrement aujourd'hui. Ces 5 réseaux sont, comme les années précédentes, comme à chaque journée, ORAR pour les malformations dentaires, Craniost pour les craniosténoses et les fasciocraniosténoses, le réseau Spraton pour les troubles de la session d'églutition et les séquences de Robin, le réseau MAFAS pour les malformations de la face et MALO pour les malformations ORL rares. Donc 5 réseaux d'expertise répartis sur le territoire national en métropole et outre-mer dans plus de 100 centres d'expertise. 36 associations de malades et tous les ans on a le plaisir d'accueillir de nouvelles associations qui nous font une demande d'adhésion et qu'on accueille volontiers si bien sûr leur champ d'intérêt correspond à notre champ d'expertise. Une équipe de coordination, donc Nicolas Blanger et moi-même, Véronique Abadi qui nous rejoindra plus tard, effectivement la co-coordinatrice, Ariane Berdal qui devrait présenter avec moi cette introduction et qui est coincée dans le RER, donc elle ne devrait pas tarder, dans le pire des cas je présenterai sa propre partie. Et donc l'équipe Myriam de Chalander, Claire Cheviès, Fanny Rollin, Antonin Verdier, Alexandra Jiménez, Sonia Pavan et Sonia Zaidi qui sont tous présents ici et que je remercie maintenant et que je le referai à nouveau infiniment de travailler pour la filière autant, si bien et de toute l'énergie dépensée pour organiser ces journées qui sont organisées très en amont et qui prennent beaucoup de temps et d'énergie. Alors on a choisi de ne pas diffuser le film parce qu'il est un petit peu longuet, mais l'an dernier, enfin un petit peu longuet juste dans ce cadre-là, on a fait un film d'animation qui explique au grand public comment ce qu'est une filière et en quoi consistent nos actions et en quoi la fédération des réseaux est importante. Donc je vous invite à consulter cette vidéo et à diffuser éventuellement le lien donc via les flashcodes d'ici en français ou en anglais. C'est une action de communication grand public qui, semble-t-il, marche bien. Donc n'hésitez pas à la transmettre et à la visionner à nouveau. Alors, nos missions, nos actions, on ne va pas tout détailler, ce n'est pas la journée nationale, mais c'est bien la journée recherche. Le réseau, le parcours de soins, ce n'est pas exactement ce qui nous amène ici. Par contre, dynamiser la recherche, c'est bien ce qui nous amène particulièrement ici, ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, les différentes missions, telles qu'elles sont définies par le plan national maladies rares de 4e génération, qui est très récent, diffuser l'information, faciliter les échanges, et l'expérience prouve que c'est effectivement ce qui se passe, en fait, avec des liens qui se sont faits ici dans cet amphi, ou juste après, ou en ligne, ou secondairement, le fait de se faire se rencontrer des professionnels de la recherche, différentes équipes qui parfois travaillent chacune dans l'ignorance, ou en tout cas la connaissance incomplète de ce que font les voisins, et de comparer les techniques, les centres d'intérêt, etc. Ça permet de créer des liens qui ont débouché vraiment sur des travaux de recherche intéressants. Donc c'est l'intérêt de la journée. Favoriser le financement, et on va revenir un petit peu, le connect de données des biobanques et expliquer et vulgariser et communiquer avec les associations et les aider également à communiquer avec leurs adhérents. C'est fondamental. Voilà, les actions pour la recherche, donc au fur et à mesure des différentes années, puisque je vous rappelle que la filière a 10 ans. 7e journée, l'an dernier, la 6e journée, et la création des pages équipes de recherche sur le site. Je vous rappellerai plusieurs fois que le site TETECOU concentre toutes les informations qu'on peut communiquer ici, toutes celles dont on a besoin et que l'on souhaite transmettre à la fois aux professionnels et au grand public. Et tout est disponible et mis à jour très régulièrement. Ça aussi, c'est un énorme travail. Cette année, donc la 7e journée, effectivement, et le 4e appel à projet Impulsion Recherche, on va y revenir un petit peu après.
Alors, quels partenaires de recherche, justement? Eh bien, plus de 40 laboratoires et un groupement de recherche répartis également sur le territoire national, on va voir la petite carte après, dans toutes les thématiques qui nous intéressent, le développement, l'os, les tissus mous, le neurodéveloppement, etc. Donc, tout ce qui concerne les maladies rares de la tête, du cou et des dents. Ces laboratoires, donc une majorité de recherche fondamentale, à peu près les 3/4. La somme des chiffres est supérieure à 100, puisque bien sûr les laboratoires ont différents intérêts de recherche. La recherche fondamentale, la recherche clinique ou la recherche translationnelle, répartie également donc, sur tout le territoire national, avec un petit groupement sur Paris, mais pas que. Les équipes de recherche, donc, elles sont toutes listées maintenant sur le site de la filière. Il y a un onglet spécifique avec non seulement leur identification, leur lien, voilà, l'onglet recherche. Les informations que je viens de vous donner sur leur répartition, un petit encart et un petit cartouche pour chaque équipe de recherche avec, pour chacun, un résumé, voilà, ça défile, un résumé graphique, un résumé grand public, un résumé scientifique, un résumé en anglais, les types et les thématiques de recherche, les contacts bien sûr, les principales publications telles qu'elles nous ont été fournies par les laboratoires de recherche, et éventuellement des ressources et des liens que les laboratoires estiment importants de communiquer au grand public ou aux autres professionnels. Donc sur le site, vraiment la carte, une sorte de fiche d'identité de chaque laboratoire de recherche qui nous est partenaire pour faciliter les contacts aussi. Voilà. Est-ce que c'est intéressant pour moi d'aller prendre contact avec cette équipe de recherche? Oui, non, que font-ils? Où font-ils? Je regarde les publications, etc. Voilà, vous avez l'essentiel des données et encore une fois, on fait le maximum pour tout mettre à jour régulièrement pour que ces informations soient à jour, ce qui est toujours, vous savez, dans la gestion d'un site de plus en plus difficile avec la croissance de son volume, mais c'est le cas, bien sûr. On fait particulièrement attention à ça. Une nouveauté aussi, ce sont le livret des équipes de recherche qui regroupe toutes ces informations dans un livret avec les équipes partenaires et disponible en ligne au bout du flashcard également. Pareil, des résumés, les affiliations, les thématiques et le lien vers toutes les ressources que l'on juge pertinentes et qui nous sont fournies par les différents laboratoires. La veille d'appel d'offres, parce que vous n'êtes pas sans savoir, je pense que la recherche c'est intéressant, mais il faut la financer et c'est un gros travail chaque fois de trouver des financements. C'est même une activité parfois presque prépondérante dans certains secteurs, certaines disciplines. Eh bien, une veille des appels à projets et des financements pour essayer de n'en louper aucun. On y travaille, vous y travaillez aussi. Hello Oriane. Pour ne pas louper de créneaux, de délais, de deadline pour faire appel à tous les projets de recherche et les financements qui pourraient être intéressants pour vos thématiques de recherche. Nous-mêmes, un appel à projet Impulsion Recherche, sur lequel on va revenir un petit peu après, que l'on a repris et que l'on reprend récemment. À ce jour, donc, on avait fait 3 sessions et on reprend en 2026, plus d'une vingtaine de projets et plus de 300 000 € de financement répartis sur les différents laboratoires et équipes qui avaient fait appel à nous. Cet appel à projet, donc Impulsion Recherche, il est ouvert aux chercheurs, aux cliniciens et aux associations, en gros tous forcément membres ou partenaires de la filière, bien sûr, c'est la condition sine qua non pour que le projet soit recevable et qu'on le finance. Cette 4e session, elle va bientôt débuter, donc le mois prochain, avec donc une clôture 2 mois après. Toutes les informations qui sont listées sur cette diapositive sont évidemment accessibles sur le site. Vous avez tous les détails des conditions de candidature, de financement, donc jusqu'à 15 000 € par projet. Donc on ne peut pas financer une recherche entière, bien sûr, mais ça peut permettre de compléter ou éventuellement d'amorcer ou de faire une pré-recherche, par exemple, pour une sorte de preuve de concept, comme on dit. Les différentes candidatures sont examinées par des experts nationaux et internationaux et le jury scientifique, le comité scientifique de la filière, bien sûr, qui désigne à la fin les 4 ou 5 lauréats que l'on aura le plaisir de financer avec l'annonce des résultats à l'automne prochain. Le soutien aux publications aussi, pensez-y, je pense vous n'y faites pas, disons que nos chercheurs cliniciens n'y font pas encore assez appel, la capacité de financer des publications, quand on estime qu'un article a vocation à être en accès libre, en open access, et bien souvent il faut le financer, le payer auprès du journal. Si c'est dans la thématique et si l'article a priori en vaut la peine, on est tout à fait prêt à financer une publication qui serait notable dans votre champ d'expertise et dans votre discipline. Les journées recherche-innovation, donc la 7e aujourd'hui, avec une thématique plutôt large. On a choisi de ne pas se focaliser sur une seule thématique, mais au contraire de favoriser les échanges et de montrer un panel de ce qui se fait au sein de la filière TETECOU. Ariane, plaisir.
Est-ce que je continue? Bon, voilà, juste quelques images des précédentes. Je ne sais pas à partir de quel moment exactement je te laisse la main, mais voilà, on va laisser place à un tout petit peu d'improvisation. Ça va très bien se passer. Là, si la recherche communique, tu veux en parler peut-être? Oui, si tu veux. Eh bien, j'ai le plaisir de laisser la parole à Ariane Berdal, donc, qui est notre référente recherche. Merci beaucoup, Ariane. Merci. Je reprends là. Tiens. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, la recherche communique par différents canaux. Donc, on va avoir en effet des échanges directs avec des séminaires, la recherche en tête, où on envisage en fait chaque thématique avec un tripode, 3 chercheurs, ou peut-être bientôt on va innover avec 2 chercheurs pour qu'il y ait un peu un ping-pong sur l'aspect translationnel, les patients dans la recherche. On a aussi, effectivement, comme vous le voyez, vous verrez sur le site internet, plein d'onglets avec des webinaires, des podcasts, les équipes, donc toute une série d'informations. Et donc, vous pourrez les suivre et vous pouvez les suivre après leur arrivée. Donc, par exemple, ceci est enregistré, comme vous le savez. Et donc, nous allons avoir, bien sûr, ces thèmes de la recherche en tête. Donc, on en a eu plusieurs qui ont eu lieu. Et donc, on a aussi, comme vous l'a dit, fait des assistances à des publications. Et notamment, on a eu une publication sur médecine et sciences, sur la recherche bucco-dentaire. Et on a de plus, alors des thèmes qui sont plus serrés cette fois-ci, sur une pathologie identifiée. Et vous verrez donc des tas de podcasts qui sont dédiés à des maladies. Et il y a toujours un peu une connotation recherche, puisque vous savez que le projet vient effectivement de l'activité de notre filière dans tous les domaines, sciences humaines, sciences exactes, etc. Donc, vous voyez un petit peu les thématiques qui ont été développées dans les webinars, avec la reconstruction du visage, la génétique, et donc les thèmes à venir, qui sont tout à fait intéressants. Et vous avez aussi, bien sûr, des congrès et des formations courtes qui sont organisées et soutenues par la filière. Donc n'hésitez pas, toujours pareil, c'est comme pour les publications, ne pensez pas que nous ne sommes pas là, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous accompagner, donnez-nous les informations pour qu'on puisse effectivement les faire circuler, et donc nous sommes une médiation d'informations. Donc là, vous avez toute une série de congrès qui ont été soutenus. La recherche est soutenue, bien sûr, par des projets recherche qu'on a réactivés. Vous avez entendu l'appel d'offres que vous a signalé Nicolas Le Boulanger. Mais nous avons aussi des actions indirectes qui soutiennent la recherche. Par exemple, soutien à la formation. Vous pouvez, par exemple, envisager de faire une partie de votre thèse ou un postdoctorat court ou un échange entre laboratoires pour acquérir une formation. Donc, n'hésitez pas à faire appel au soutien à la formation, qui sont donc des petits soutiens, mais vous pouvez partir une semaine, un mois à l'étranger ou en France. Et donc, n'hésitez pas, des formations par des DU, des congrès, à faire appel à la filière. C'est un axe qui a été très actif, puisqu'on a 87 financements qui ont été accordés. On privilégie bien sûr les gens en début de carrière, parce qu'on veut effectivement promouvoir le recrutement de jeunes talents dans notre filière. Et bientôt, la 15e session aura lieu, donc n'hésitez surtout pas. Donc si on fait un petit peu un récapitulatif de tout ce que vous pouvez générer et être accompagné, vous allez donc avoir le soutien à la formation, on l'a vu, donc pour les jeunes herbes de notre filière. L'impulsion recherche, qui là correspond, vous avez compris, à des amorces de projets qui vous permettront peut-être d'avoir des contrats ANR ou des PHRC. Donc c'est une impulsion. Et puis, vous avez aussi donc des appels d'offres sur les outils de formation et d'information qui peuvent être pour vous une manière de disséminer une activité. Et bien sûr, si vous avez fait un projet absolument translationnel, de vous aider ou de participer à nos PNDS qui vont permettre d'entrer vos nouveaux thématiques dans le cadre de la recherche. Donc, n'oubliez pas aussi qu'il y a différents symposiums qu'on peut annoncer. Donc, par exemple, le symposium oral dans quelques jours, le workshop de chirurgie crânio-faciale et bien sûr, évidemment, ce que nous vivons aujourd'hui.
Donc, pour connaître toutes ces activités, vous avez compris, vous avez un maître mot qui est TETECOU, Head and Neck, qui sera en partie traduit pour les équipes de recherche en anglais. Et donc, on va arriver à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la 7e, déjà, l'âge de raison, 7 ans, journée recherche-innovation. Donc, on va, pour ce faire, avoir plusieurs éléments. On va avoir la présentation flash d'équipes de recherche. On a en effet, depuis plusieurs années, grâce à l'activité, il faut dire, très soutenue de notre activité des chefs de projet, des chargés de projet très tonique de la filière, fait toute une révision des équipes. Et donc, vous voyez qu'il y a une présentation résumée, comme vous l'a signalé Nicolas. Et donc, on va avoir 4 unités qui vont vous présenter un petit peu leurs axes de recherche. On a la chance que Igor Adameiko du Karolinska Institute, institut prestigieux, vienne jusqu'à nous pour nous expliquer son approche extrêmement originale du développement embryonnaire crânio-facial. Et vous verrez qu'il a effectivement une approche moléculaire tout à fait fine. Ensuite, on va avoir une série de présentations que vous voyez ici déclinées, que je ne vais pas vous lire. On présentera un par un chacun des exposés. Et donc, vous allez avoir ensuite le privilège aussi d'accueillir Madame Bila Bazak-Yoissal, qui va avoir l'extrême amabilité de nous présenter le programme RDERA. Et là aussi, c'est un deuxième palier de soutien que vous pourriez utiliser pour comprendre, atteindre un degré international, et notamment plutôt en commençant par l'Europe, au niveau des maladies rares. Donc n'hésitez pas à faire ça. Donc ensuite, vous aurez un peu de restauration et de repos. Et puis, cet après-midi, on recommence, et je ne vais pas continuer à insister là-dessus, le même principe des présentations flash. 2 oratrices qui viennent d'Amérique du Nord, une du Canada, le professeur Marie McDougall. On va ensuite avoir toute une série de présentations et on a aussi le privilège d'accueillir le professeur Reina de Souza. Donc on peut dire que nous avons eu beaucoup de chance de ces 4 orateurs keynotes qui vont animer notre session. Donc en fait, en ligne sur le site, vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez regarder les posters, consulter les résumés et visiter le site. Donc en fait, voilà, et écoutez, bienvenue à cette 5e journée et nous allons commencer par les premières présentations. Tu présentes peut-être les premiers ? Volontiers, merci beaucoup Ariane. Et donc on va effectivement passer aux premières présentations flash. Donc je vous rappelle, c'est le principe du flash, c'est assez rapide théoriquement. Voilà, on a une journée chargée, un gros programme. Merci par avance à tous les orateurs et oratrices qui sont là aujourd'hui. Thank you again for our international speakers for being here today. Donc, on passera de l'anglais au français. Sentez-vous libre, bien sûr, de poser des questions à nos orateurs anglophones en anglais ou en français. Et on traduira si nécessaire. Et bien, on attaque. C'est parti. Présentation flash. Maladies rares orofaciales. Claire Bardet et ou Martin Bios-Duplan. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'initier ces présentations avec Martin. Donc on va vous présenter notre groupe de recherche donc, sur les maladies rares orofaciales au sein de l'unité INSERM 1333 Santé orale dirigée par Catherine Chaussin au sein de l'université Paris-Descartes. J'appuie sur le bon bouton. Donc, la particularité de notre groupe de recherche, c'est que c'est un groupe multidisciplinaire qui donc, regroupe des scientifiques, dentistes, mais aussi rhumatologues, endocrinologues,
Et donc, ces différentes expertises qui sont très complémentaires vont nous permettre d'avoir des sujets de recherche donc, qui portent sur les altérations de la minéralisation dentaire et osseuse, en particulier au niveau orofacial et crâniofacial. Et donc, on travaille en particulier sur les pathologies du métabolisme minéral. Donc, on va partir de données de patients, que ce soit de banques de données ou de collections de tissus qui vont nous permettre d'établir des hypothèses de recherche qu'on va tester in vitro à l'aide de cellules souches issues de pulpes dentaires de patients, par exemple, ou de modèles in vivo murins qui vont mimer ces manifestations. On va étudier les mécanismes physiopathologiques sous-jacents. Ça va nous permettre de cibler d'avoir des cibles thérapeutiques et de développer des nouveaux traitements qu'on va tester dans nos modèles précliniques. Et on va aller regarder l'impact de ces traitements sur les manifestations, donc pour le bénéfice du patient. Et quand ces traitements sont utilisés en clinique, ça va permettre bien sûr d'améliorer la prise en charge pour les patients. Donc, on a fait le choix de vous présenter 4 projets pour illustrer ces stratégies. Donc, le premier vise à comprendre l'impact des maladies monogéniques osseuses qui sont dues à un trouble de l'homéostasie du calcium sur l'amélogénèse. Et donc, à partir de dents de patients atteints de ces maladies avec hyper- ou hypocalcémie et l'aide de modèles murins donc, qui vont mimer ces pathologies, cela va permettre de comprendre les mécanismes physiopathologiques sous-jacents. Ce projet étant porté par Catherine Chaussin et Jean-Philippe Bertocchio. Donc, le deuxième projet porte sur le développement d'une stratégie thérapeutique pour l'hypophosphatémie liée à l'X. Donc, c'est une pathologie sur laquelle on travaille depuis de nombreuses années, pour laquelle on a vraiment très bien caractérisé le modèle murin, donc en particulier au niveau orofacial, crâniofacial. Et en collaboration avec Généton, on a développé une thérapie génique assez originale, puisqu'elle vise à utiliser le foie, donc ciblé avec des AAV, pour traiter l'os et la dent. Donc, on a fait la preuve de concept de ce traitement donc chez la souris HIP, donc le modèle murin, et on a montré qu'avec une injection unique, on arrivait à corriger le phénotype osseux. Et donc là, très récemment, on vient de montrer des résultats très intéressants au niveau dentaire avec l'amélioration de la minéralisation de la dentine, du volume pulpaire ainsi que de l'accroche parodontale. Et je laisse la parole à Martin pour la suite. Voilà, donc pour terminer, bonjour à tous. Un autre exemple de cette approche translationnelle où on s'intéresse toujours à l'hypophosphatémie génétique liée à l'X et on étudie un traitement récemment disponible, un anticorps monoclonal qui est dirigé contre l'hormone en excès. On regarde au niveau du modèle murin qui reproduit la maladie et un certain nombre de manifestations orales l'effet bénéfique de ce traitement. Et en parallèle, on regarde chez les patients qu'on suit dans le cadre du soin, que ce soit les enfants ou les adultes, également le bénéfice de ce traitement. Et cette expertise clinique, ça nous permet de participer à des conférences de consensus et de proposer des prises en charge adaptées à la situation de chacun. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On a listé ici les différentes collaborations qu'on a et les membres de notre groupe et les staff members du labo. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci d'avoir respecté le temps de parole. Je remercie par avance tous les orateurs. Une question. Alors, je sais que les échanges se feront sinon éventuellement derrière, lors du déjeuner, après, par mail. Évidemment, on relaie toutes les questions via la filière, si vous en avez, ou si vous voulez prendre contact avec les équipes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On enchaîne. Hypoxie et poumons. Docteur Valérie Bénard. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup de l'invitation. C'est la première année que notre laboratoire va présenter. Donc, je vais vous présenter l'une des thématiques de notre laboratoire hypoxie et poumons, qui est la réparation, régénération et le remplacement des voies aériennes supérieures.
Ce travail est réalisé donc au sein du laboratoire INSERM Hypoxie et Poumons, qui est dirigé par le professeur Carole Planès et qui est situé à l'université Sorbonne Paris-Nord, juste à côté de l'hôpital Avicenne. Alors, ce remplacement trachéal, principalement qui va nous intéresser aujourd'hui, il va prendre lieu à la suite de lésions sévères au niveau de la trachée, causées soit par des cancers étendus, soit par des sténoses trachéales qui peuvent être traumatiques suite à un accident, par exemple. Et dans plus de 50% des cas, la lésion est suffisamment sévère pour que l'on ne puisse pas faire simplement une anastomose et il va falloir remplacer une portion de la trachée. Or, malheureusement, la trachée fait partie des organes qui sont impossibles à transplanter. On a donc besoin de proposer une stratégie de prothèse trachéale. Alors, je vous ai listé un certain nombre d'essais qui ont été faits sur de très nombreuses années, de proposer des substituts de trachée, et pour la plupart, ils ont été complètement inconcluants, jusqu'à ce que le professeur Martineau de l'hôpital Avicenne propose une substitution par prothèse trachéale en utilisant une allogreffe de matrice aortique cryopréservée. Le principe, très rapide, est de supprimer la partie lésée de la trachée et de la remplacer par un morceau d'aorte cryopréservé posé sur stent et réanastomosé avec la trachée. Ce qui a été montré, c'est qu'à partir de 6 mois, 1 an, selon les patients, eh bien, on va avoir la formation d'une nouvelle trachée, avec en particulier la réapparition au sein du tissu aortique de nouveaux cartilages trachéaux, mais également le recouvrement au niveau de la lumière d'une régénération épithéliale, autrement dit, d'un organe fonctionnel. Donc au sein du laboratoire maintenant, puisque la technique chirurgicale fonctionne, l'intérêt de notre recherche est de pouvoir favoriser un retrait du stent beaucoup plus précoce, ce qui permettrait une amélioration de la qualité de vie des patients. Et donc notre but est d'identifier tous les acteurs moléculaires et cellulaires qui pourraient être ciblés afin de favoriser et accélérer la régénération de cette nouvelle trachée. Donc, nos objectifs principaux au sein de notre axe sont d'identifier tous les mécanismes qui pourraient être impliqués lors de cette régénération trachéale, d'étudier les mécanismes de la régulation immunitaire et de la réponse inflammatoire lors de cette régénération trachéale, qui est un phénomène nécessaire, mais qu'il faut pouvoir contrôler pour avoir une réparation correcte. Et puis notre troisième objectif, bien évidemment, est de générer une prothèse trachéale améliorée afin d'avoir un substitut qui sera beaucoup plus rapide. Et donc, globalement, notre stratégie pour générer une prothèse améliorée, c'est de prendre une nouvelle prothèse trachéale qui serait peut-être issue d'une trachée décellularisée ou bien d'une structure biosynthétique. Et nous travaillons en collaboration avec soit la société Messélis, soit le laboratoire de chimie pour faire des nouvelles biomimétiques. Et notre but, c'est de fonctionnaliser ces biomatériaux afin que lorsqu'ils sont réimplantés au niveau des patients, eh bien, il y a une bien meilleure coopération entre les cellules du patient et ces biomatériaux et que la régénération trachéale se fasse beaucoup plus rapidement. Le but de créer ces nouveaux matériaux sera évidemment de générer et de créer une disponibilité d'un biomimétique trachéal non seulement pour les patients en France, mais de le généraliser au niveau mondial. Il faut avoir une accessibilité donc de ce remplacement trachéal qui soit généralisé et bien évidemment, pour les patients, le but est d'améliorer la qualité de leur vie puisque le retrait du stent, qu'il soit plus précoce, bien évidemment, leur permettra de s'éloigner de l'hôpital et de rester chez eux le plus longtemps possible. Pour cela, on va utiliser tous les résultats qu'on aura obtenus dans des modèles in vitro, des modèles animaux, que ce soit des modèles murins ou des modèles ovins, et afin de mettre au point et passer en phase translationnelle. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai pas de questions maintenant, mais j'en aurai après. On se verra. Est-ce qu'il y a une question dans le public, peut-être ? Plus tard. Encore une fois, on fera le lien, sinon. Merci beaucoup. Biomécanique, bioingénierie du système musculo-squelettique. Dr Émilie Debrosse, merci beaucoup.
Bonjour à tous. Donc, j'ai la lourde tâche de résumer en 3 minutes les activités de recherche de l'équipe. Donc, l'équipe Bio2MS est une équipe de recherche du laboratoire LEM3 formée de 9 enseignants-chercheurs localisés à Metz et à Nancy. Parmi les sciences de l'ingénieur, notre discipline, c'est la biomécanique et nous étudions particulièrement le fonctionnement du système musculo-squelettique et les modifications en lien avec l'apparition de pathologies ou de dysfonctions. Nos activités de recherche sont regroupées en 2 thèmes. Le premier concerne l'étude du comportement des tissus et des structures du système musculo-squelettique. Alors cela passe par la réalisation d'essais mécaniques sur ces tissus et ces structures, ainsi que le développement de méthodes permettant de caractériser, de réaliser ces essais sous sollicitation proche des sollicitations physiologiques. Alors nous développons en particulier un certain nombre de méthodes pour tester des structures osseuses de petite taille telles que celles des souris. En parallèle, des modèles sont développés pour relier les observations qui sont faites aux différentes échelles, tenir compte de la variabilité interindividuelle ainsi que des phénomènes évolutifs. Donc ce travail est mené généralement en partenariat avec nos collègues biologistes avec lesquels nous travaillons. Le deuxième thème regroupe nos activités de recherche qui sont menées avec les médecins et les industriels du biomédical en réponse à des problématiques cliniques qui touchent particulièrement le système musculo-squelettique. L'enjeu, l'objectif pour nous, c'est d'évaluer et contribuer à développer des nouvelles solutions de restauration pour ce système musculo-squelettique. Alors on peut citer en particulier un certain nombre de solutions qui ont été développées pour la chirurgie crânio-maxillofaciale ou des distracteurs, donc, qui ont donné lieu à des brevets avec la société Materialize. Pour réaliser ces solutions, ou pour développer, faire connaître le fonctionnement de tout ou partie du système musculo-squelettique, cela passe par le développement de jumeaux numériques qui s'appuient sur les résultats du premier thème de recherche, ainsi que des mesures qui sont réalisées in vivo dans le cadre de protocoles cliniques sur patients. Ces jumeaux numériques vont nous permettre de mieux comprendre finement le comportement de ce système musculo-squelettique et également de tester des hypothèses, tester des nouvelles solutions. Ils peuvent permettre également d'apporter des moyens de formation pour les médecins ou une aide à la décision thérapeutique. Alors, nous attachons particulièrement à apporter des aides à la chirurgie, en particulier crâniale et maxillofaciale, ou en réponse à un certain nombre de complications en biomécanique obstétrique. Alors, si nous n'avons pas aujourd'hui de projet directement en lien avec les maladies rares de la tête et du cou, nos méthodes, nos approches peuvent tout à fait répondre à ces problématiques et nous travaillons depuis longtemps sur la biomécanique de la tête et du cou et en particulier les exemples qui sont donnés ici montrent que ces recherches dans ce domaine et nous nous sommes intéressés en particulier aux dysfonctions de l'articulation temporomandibulaire avec le CHU de Dijon en réalisant des mesures sur sujets asymptomatiques et sur patients nécessitant le remplacement de l'articulation par une pose de prothèse, donc avant et après chirurgie. Et on voit que dans nos démarches, on combine toujours expérimentation et développement de modèles pour comprendre l'apparition des dysfonctions, l'évolution des pathologies et proposer des solutions de prise en charge. Il y a l'exemple également des agénésies dentaires, où là, l'objectif pour nous, c'est de mettre en place des maquettes physiques pour tester les solutions qui sont développées aujourd'hui, en particulier les bridge cantilever. Et les modèles numériques nous apportent ici une compréhension plus fine des phénomènes, ainsi que permettre d'optimiser les solutions existantes. Et enfin, on travaille également sur la caractérisation de tissus du type fascia, en particulier en biomécanique obstétrique, pour l'étude des déformations de la tête fœtale jusqu'aux malformations et prédire les déformations, ruptures de tissus qui pourraient provoquer des complications. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. Pareil, j'ouvre la porte à une question éventuellement. Et je n'ai pas peur de me répéter, mais on fera le lien à chaque fois si on a qui nous arrive. Merci encore. Merci à vous. Dernière présentation flash de cette petite introduction de la matinée. Hervé Kempf, merci beaucoup. Physiopathologie thérapeutique des tissus cartilagineux. Bonjour à tous. Merci donc à la filière pour l'invitation à présenter l'équipe Carpath que je dirige au laboratoire IMOPA situé à Nancy. Notre équipe comporte 6 permanents et 2 étudiants en thèse, Romain Hugon en 3e année et Gaëlle de Cuyo qui n'est pas sur cette photo puisqu'elle vient d'arriver, sur cette diapositive, pardon. Et puis j'ai aussi fait figurer Elodie Battista qui malheureusement fait plus partie du laboratoire, qui est maintenant à Imagine, mais qui a beaucoup contribué au projet que je vais détailler dans quelques instants. Donc je ne vais pas développer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, l'ensemble des thématiques de recherche qu'on développe dans l'équipe, mais le but général de l'équipe, c'est d'étudier les facteurs et les mécanismes locaux et systémiques qui régulent le phénotype des chondrocytes, et ceci lors du vieillissement normal et pathologique. Et notre recherche se divise en environ 3 axes, que je ne vais pas non plus détailler, parce qu'en fait, le seul axe qui est en lien avec la filière TETECOU est l'axe 1, qui s'intéresse au syndrome de Quetel. Alors, cette pathologie, qui a été décrite à partir de 1971, est une maladie ultra-rare autosomale récessive qui est causée par des mutations du gène MGP qui code pour une protéine, pour la protéine MGP, qui est un inhibiteur de calcification très puissant. Et lorsque cette protéine est déficiente ou mutée, elle provoque des calcifications ectopiques dans de nombreux tissus, comme les tissus vasculaires ou cartilagineux. Alors en termes de cliniquement, ces patients développent des atteintes vasculaires ainsi que des malformations crânio-faciales et des brachytes et les phalangies, et sont parfois porteurs de petite taille. Ce qui nous intéresse particulièrement dans l'équipe, c'est le phénotype trachéal ou des voies respiratoires, où on peut voir des calcifications précoces et massives des anneaux cartilagineux et qui sont associées à des complications respiratoires qui peuvent parfois être sévères, notamment des toux, des dyspnées ou encore des infections. Alors il n'existe que 50 cas décrits dans la littérature depuis un peu plus d'un demi-siècle, donc c'est vraiment une maladie ultra rare, mais heureusement, nous avons accès à un modèle de souris déficient pour la protéine MGP, pour le gène MGP, codant pour cette protéine, et qui récapitule de façon plus ou moins fidèle le phénotype humain. Et c'est particulièrement vrai pour les phénotypes squelettiques ou crânio-faciaux, et les phénotypes des voies respiratoires, qui sont bien évidemment ceux qui sont d'intérêt pour la filière TETECOU. Et donc, grâce à un financement qu'on a obtenu, un financement européen, avec quelques collègues, on a essayé de travailler sur ce phénotype, ou ces phénotypes, et en particulier, comme je le disais, notre équipe s'est intéressée aux mécanismes de formation et aux conséquences physiopathologiques de cette calcification trachéale. Donc évidemment, je n'ai pas beaucoup de temps pour détailler. J'avais déjà présenté certains de ces résultats il y a quelques années à la filière. Donc je vais aller assez vite, mais nous avons pu démontrer que contrairement à ce qui se passe chez l'homme, il existe une calcification trachéale lors du vieillissement, mais chez la souris, cette calcification est vraiment très précoce puisqu'elle apparaît dans les premiers anneaux cartilagineux à partir de 1 mois de vie seulement. Par contre, comme chez les patients Quetel, la déficience en protéine MGP induit une accélération de ce processus de calcification dans les anneaux cartilagineux, puisque cette calcification apparaît maintenant à partir de 2 semaines de vie. La surprise la plus importante qu'on a eue, c'est d'avoir observé une calcification qui n'avait jamais été
étudiée par avant, puisque nous avons trouvé une calcification dans la muqueuse des voies respiratoires qui était associée à une invagination de l'épithélium et une fragmentation de l'élastine due à l'élastocalcinose. Et donc, depuis ces travaux, on a été un petit peu plus loin et on a notamment, grâce à une collaboration avec le laboratoire de Mark McKee à McGill, confirmé par des techniques de sub-micro-CT que cette calcification apparaissait bien dans cette muqueuse, alors qu'on ne pouvait pas la voir sur des imageries par micro-CT classiques, j'allais dire. Et puis les travaux d'Élodie et actuellement de Romain ont permis de montrer l'impact qu'avait cette calcification, notamment de la muqueuse, sur les fonctions respiratoires, puisque par exemple, on a démontré que cette calcification baissait la clairance mucociliaire, et aussi Romain, grâce à une étude omique, a permis de montrer qu'un certain nombre de gènes liés à l'inflammation, à l'intégrité mucosale ou encore à des fonctions épithéliales spécifiques de la trachée étaient altérés par cette calcification. Alors, en termes de perspective, on a obtenu récemment 2 financements, un de la Fondation Maladies rares et un de l'ANR, qui vont nous permettre de comprendre un petit peu mieux l'impact physiopathologique qu'a cette calcification trachéale, ainsi que décrypter les mécanismes moléculaires à l'origine de cette calcification. Et en termes de collaboration, je voudrais juste souligner quelques collaborations que nous avons avec des membres de la filière. Donc, par exemple, avec l'Institut Imagine, par le biais de Valérie Cormier-Der, qui nous aide sur l'ANR, sur l'aspect clinique, à rechercher des patients qui sont si peu nombreux, des patients que tels, je voulais dire. Nous avons aussi une collaboration avec Adrien Baldi du LEM3, qu'Émilie vient de vous présenter, sur les tests pour essayer de voir comment la biomécanique de la trachée est affectée par cette calcification. Et enfin, nous avons aussi une collaboration avec Briac Thierry, qui travaille sur la décellularisation de la trachée, dont une publication vient de sortir il y a quelques semaines. Et enfin, si je peux me permettre juste une minute, de faire un appel. Donc on a besoin, évidemment, de trouver des patients qui sont si rares, bien évidemment que tels, donc avec Valérie Cormier-Der. Mais si vous avez d'autres pathologies respiratoires ou de la trachée qui pourraient avoir ces calcifications, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je suis à la recherche d'un postdoc motivé à partir de juin ou septembre pour travailler sur ce projet. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une question pour notre dernier orateur ou pour les 3-4 premiers aussi? Bon, sinon, encore une fois, on fera le lien. Merci aussi d'avoir tenu votre temps. On est pile à l'heure, c'est parfait. On va passer à la première conférence. Je vais avoir le plaisir de laisser la parole à Ariane pour introduire notre premier conférencier international. Tiens, merci beaucoup. Merci à tous. Vous voyez cette belle dynamique qui s'est instaurée. So, Igor, it will be a pleasure to introduce your talk. Igor provides a very refreshing ideas and technologies about developmental biology. So, he will present the multimodal atlas of human embryonic facial development, which reveal novel positional codes and developmental categorization. I thank you very much to accept to come here, and I give you. Thank you. Yeah, it's okay. I'm very loud generally, so I hope everyone on the back can hear me, right? Yes, so it works. Perfect. Excuse me, but you're online, so people online won't hear you if you don't talk to the mic. I'll do it like this, and Yes, exactly. then everybody will hear me who is online. Thank you very much for your kind invitation. It's an honor. Yeah, okay, I'll get even closer, yes, to be here. And I'm going to talk a lot about development of the face. I'm a developmental biologist, I'm an embryologist, and I think there is a lot of interesting kind of, it's the best time actually to be in that field. And I would like to also to say that although this is a very clinically oriented conference, I would like to bring a flavor of more kind of like classic and fundamental studies talking about
fundamental aspects of development and also evolution and how everything comes together. So to provide this kind of entry and the background. And of course, I will also talk about our own work on creating multimodal atlases of human development. Most of the congenital disorders, they start early on in an embryo, and if we don't understand those mechanisms, we will never be able to solve these issues. And I think that studying humans is very important. Mouse models and zebrafish models, other animal models, they are very cool, of course, but humans have a number of specific aspects. And I'm going to dive into these aspects, into our human individuality as species and individuals as well, different personas, because that matters a lot for understanding what might go wrong with our facial development, okay? And human face is extraordinarily complex, right? So we have so many cell types and tissue types fully integrated. Probably our face is the most complex part of the body because we need to integrate sensory organs, central nervous system, our feeding apparatus, articulation, everything. And we also use our face for social interaction. So it becomes literally our interface. So I think our face is our main interface, appendage, host of the CNS, and so on. So I think there is nothing more interesting in the body than face, to be frank with you. And of course, everything starts in development, right? So we start from a single cell, from a zygote, and you see it's quite a magnificent, very complex process. The things start very early on, typically for big things like face, right, with tissue integration. And all germ layers, as we know, they contribute to facial development, endoderm, ectoderm, mesoderm, right? But two major cell sources in development, they are probably the most important. This is paraxial mesoderm that gives rise to skeletal muscles of the face and back part of the head, cartilage, bone, and everything. And the rear part, I don't have a pointer and I don't have a long stick, so you have to just follow the trajectory of my finger. And also there is another cellular source that is very important that is called neurocrest cells. Not everyone knows about neurocrest cells. I find it absolutely surprising today, right? And I will give you a quick recap of them. So neurocrest cells are just crazy cells. They're bizarre. They break the traditional picture of everything. There are only probably 2 cell types in the body that kind of like break the concepts, like whatever germ layers, whatever people know about gastrulation, everything is dismissed by the neurocrest and neuromesodermal progenitors, right? These 2 things, they can completely ruin old kind of like dogmas of embryology. And the reason for this is because neurocrest cells, they are born, they're green here, they're born at the edges of the forming neural plate within neural plate border regions. So basically, if you think about how nervous system develops, the central nervous system, it develops as a plate that will kind of bend and invaginate, right? This is the purple part, and will form the tube. So there are cells at the border of the strip, the green cells, they will end up at the top of the folding tube. So they are kind of provisionally should become a part of the brain. But they do not become a part of the brain. Instead, they do something very interesting. In the head, they delaminate and start to migrate from that part of the neuroepithelium that is kind of supposed to be a part of the brain, and they go in the head doing this axial migration, and they will multiply and they will become what is known as ectomesenchyme. And this ectomesenchyme will give rise to the connective tissue of the developing head, including dermis, including cartilage, including bone, adipose tissue, and many, many other connective tissue cell types, including perivascular cells. Also in the head, it will, and not only in the head, also throughout the body, it will give rise to sensory and autonomic nervous system, right? So the contribution in the head is massive, but if you look downwards, like along the anterior-posterior axis, you will realize that number-wise, the contribution becomes much less. But in fact, it's still very important because enteric nervous system, the nervous system that provides motility of our gut interaction with microbiota, is entirely made from neurocrest cells. Our sympathetic, parasympathetic nervous system, made from the neurocrest, right? Chromaffin cells of adrenal gland that provide us with adrenaline and noradrenaline in the blood flow, also made by the neurocrest cells. A big part of the heart, the cardiac outflow tract,
another contribution, and finally somatosensory systems. So the fact that you can kind of like touch your nose, right? And you can do it actually, I can do it with my closed eyes, like everyone here, right? I can do it like this. And if you imagine actually the amount of mathematical computations that the brain needs to do to calculate this trajectory using all the feedback, right? You understand that although it's automated function, it has very high complexity levels. And a part of that complexity is a sensory feedback loop, right, from our muscles and tendons. And those are proprioceptive neurons that are made by the neurocrest cells that sit in the dorsal root ganglia and provide that information. Also, there are other sensory neurons that provide us about the touch, the pain, and the temperature, and so on. So neurocrest cells are very important, but they are also highly multipotent, and they play this major role in our facial development. Why I love to stress facial development in addition to other neurocrest contributions, and you will see why very soon, because I will take you on a course of evolution. If we think actually about our origins, we're coming from chordates, right? So we are related to Amphioxus, right? To quite old clade of cephalochordates. We are related to tunicates, to ascidians, which are urochordates here. And then somewhere at that evolutionary level, we get an interesting thing happening. We get the entire body transformation. And this body transformation happens because, in part, largely, because these animals, they acquire neurocrest cells. And they are not just acquiring neurocrest cells as a ready-made package. They acquire it as a small population with some sort of like not fully optimized multipotency yet, not fully shaped spectrum of cell types they would give rise to. So they start the experimenting. And this kind of like freedom of experimenting becomes what made us basically vertebrates dominating this planet. I really love to paraphrase Louis Wolpert, right, who is a great developmental biologist, who said long time ago that it's not your birth or death or marriage that is most important event of your life, it's gastrulation. And I'm saying bullshit. Everybody gastrulates. There are more than 20 types of gastrulation on this planet. All multicellular animals except Trichoplex, they gastrulate. And mesoderm, there are no diploblastic animals, right? Even cnidarians are triploblastic. We know it now, right? So science moves on. What really made us dominant species is acquisition of the neurocrest. Okay, so how did it happen? First of all, cartilage and many other like tissues that are considered to be ancient skeletal tissues, they are not the properties of vertebrates. We didn't invent them. Cartilage already existed in Amphioxus. If you look into marine worms, if you look into octopus, you will find cartilage as fine as our cartilage. And in Amphioxus oral city, there is already cartilage. And the current concept is that mesodermal program that is kind of proskeletogenic is getting co-opted into this newly emerging kind of experimental lineage that is neurocrest that delaminates from the neural tube, which was supposed to be part of the brain, right? So, and then what is the driving force of that co-option is that expanding nervous system and expanding size of these animals because they want to escape the predation, they want to become bigger, they want to become predators themselves in a sense, requires a need to protect and integrate sensory organs in front of the head and produce the mechanical capsule for the central nervous system. And neurocrest cells, being a plastic population, they start to do this. This is their primary goal. And they start to kind of organize the frontal part of the animals into what will become a face. And this is the origin of the face. In the later phases, actually, they start to innovate. They start to truly innovate. And the only true innovation in vertebrates, actually, together with glial cells in the central and peripheral nervous system, this is the bone and dentin. Actually, there is a whole spectrum of transitions between bone and dentin in paleontology, in the history of extinct animals. And bone emerges as dermal bone being invented in the cranial part by the neurocrest cells, and actually almost simultaneously, well, it's not almost, it was a simultaneous evolution. The bone originates as a part of this structure that is called the odontode, which becomes a future tooth after moving into oral cavity even before these animals, acquire jaws. So, but once they acquire jaws and they start to use these articulated skeletons, we get the proto-appendage. The temporomandibular joint is the first lubricated joint in evolution, so that function gets co-opted throughout the body.
which is very interesting. Now also, like we discussed with colleagues with the lab of Andrew Gillis and Marianne Bronner, that apparently it seems that even evolution of our paired limbs and sexual organs stems from the protojaw, from the primary jaw appendage and the program that was elaborated by the neurocrest while crafting the face. If you think about the body plans of the simple chordates, it's very dissimilar to us in terms of the appendage structure, locomotion, and so on. But now we think that because neurocrest cells, while making the face, they were so experimental platform, they invented so many things that actually a huge part of our body benefited from that. It started to stem way outside of the face. So our evolving face was the major driver of our evolution. And this is some very important notion. I'll just, give you another example with these cranial bones, right? Our dermal bones, calvarial bones. These are the remnants of this body armor in the prehistoric fishes, right? So when early chordates, they started to multiply, they were like predated by giant arthropods walking these prehistoric seas. So these arthropods were hunting them. So basically there was a trend in evolution. These fish, they started to produce the dermal bone to cover the entire surface to get this full armor. So they were like medieval knights. They were like walking in a full armor. They couldn't even swim effectively. They crawled the seafloor, but they were very well protected. But once they evolved further and acquired additional adaptations, they apparently started actually to gain some mobility because they started again to be big and they started to hunt some of these arthropods. And they started to lose this kind of body armor, the dermal bone, in the trunk part. And now it stayed with us only in the head. I find it absolutely fascinating, line of evolution. But there's kind of like connection also between the brain, between the CNS, and between the dermal skeleton is kind of somewhat the result of that nervous system and sensory organs always interact with neurocrest. And neurocrest comes initially from the CNS, right? And even today, we know that this connection persists. For example, during embryonic development, the signaling centers in the anterior forebrain, for example, sonic hedgehog that is expressed here, will influence the development of the face because this signal will, of course, pattern our brain. It will be mainly dorsoventral patterning, so all different neuronal populations, they can be born properly. But then these factors also leak out of the CNS, and they will control actually the facial development. These are the works of us and Ralph Marcuzzo and many other people who worked in this field. So, and if we would ablate sonic hedgehog in the anterior floor plate of the developing brain, what will happen, again, I don't have a pointer here, but you will see that apparently the septum, the nasal septum that typically forms, starts to disappear. So basically the signal from the brain controls apparently the formation of the septum, and septum will scaffold the nasal capsule, and then there will be downwards consequences of that. And this all depends on this fine signal coming from the brain. Another signaling center is the surface ectoderm of the face, frontonasal epithelial signaling zone. So the kind of the brain, developing brain, and that zone, two epithelia, neuroepithelium and non-neural epithelium, they send the signals and they tell to basically to mesenchyme what to do and how to organize these regions of skeletogenesis. Okay, so. But now I want to go into humans a bit because I'm already touching upon, human face here, because we have something very cool. We have individual faces. We are genetically highly heterogeneous, and we convey our individuality via our face. Beauty, industry, social interactions, we all depend on that quite a lot in the daily life. And there are specific zones in the brain that you can see here. They are jointly responsible for perceiving and subconsciously recognizing other people's faces. Actually, when we recognize each other, this is actually very powerful subconscious work because there is a disorder that is called prosopagnosia. And in that case, some issues with these brain regions, they don't allow people to recognize faces automatically anymore. The vision is not impaired. These people can draw your perfect portrait, but they have to recognize you by using some kind of learned features, and it's taking much longer time, and you cannot remember as many people. I have a colleague with prosopagnosia working in the field also of human genetics, and
we don't meet very often, and every time when I meet him, I have to say already from a distance that, hi, I'm Igor, and he says, yes, of course. Then he recognizes me, he's matching kind of what he remembers about me immediately, but I need to tell him, otherwise he will stare at me for like maybe 40 seconds before he will understand who I am. So it is very interesting that probably during the evolution, while our group size was increasing, we had to create a diversity of faces, probably because there was not enough of other features for the recognition of the individuals. And this is actually something related to the spreading of the human populations across the planet. So I love to have these discussions with anthropologists. So we have different types of selection, right? And the first two types, actually the directional selection and stabilizing selections, is sort of like, it's very well explained mechanistically, right? Because if you think about basically summation of multiple traits and what Fisher did for understanding actually general laws of genetics already after Mendel and Darwin and Morgan. These two things, they are intuitive, but diversifying selection is not intuitive because actually typically there is ecological niche or some kind of optimal condition and nature wants to kind of to put a pressure on the sides to optimize the structure for the ultimate performance. But here with human faces, what we want to diversify. Actually, we don't want to have one single optimum. We want to float and fluctuate around this optimum. And this has actually very interesting potential consequences when it comes to different diseases and malformation and genetic abnormalities, right? Because when selection is not kind of pressing it for one single optimum and optimizing everything, probably like it's much harder to safeguard much larger genetic space that accounts for this human facial individuality, right? Because this is an extraordinary polygenic system. There are thousands, tens of thousands of loci in the genome that contribute to our facial heterogeneity. And now I'm getting closer to my own work, but before that, I need to make another small introduction because everything started from reading the papers of Peter Klaes many years ago. Peter innovated something very interesting. So he was one of those people who started to do the GWAS, genome-wide association studies for human facial individuality traits. So he basically asked the question, being human geneticist and physicist and mathematician at the same time, which parts of the genome define this individuality? How do we kind of carry those traits in our populations? And he took advantage of British Biobank, 50,000 human genomes, and many of them are coupled with imaging data, so with MRI data. And you can imagine when you have MRI, you're very lucky because you can 3D render the face from MRI data. Once you access this data, for every genome you can create a mask, kind of a three-dimensional mask. And then with the surge of now modern computational technologies, including machine learning, you can make a great progress with that. So at that time, apparently what was done, it was done in much more simple and kind of more intuitive way. They were splitting the human face into multitude of regions that you see here, right? More than 50 regions, more than 60 regions apparently. And for every region, they quantified the three-dimensional shape and variation of that shape. And they found the loci, the places in the genome, showing the variation for every specific feature, like increasing this feature or decreasing this feature and changing the shape of the feature. And I would like to mention that this is absolutely not straightforward because these features are not crafted in one go, and it's very hard to understand the fundamental mechanisms, the developmental mechanisms connecting these genetics with every specific feature on that screen, right? And we took that job. So that was our role because unlike professional human geneticists, we are professional developmental biologists who specialize on the neurocrest and facial development. And this facial development is not like one stage crafting or sculpting. It's actually, it goes through multiple stages. Some are more phenotypical stages that would resemble, for example, other animal embryos, right? Maybe this one is the most phenotypic stage here, but then things go differently. And at some point soon you start to recognize that this is going to be a human face. At which step actually do you think we start seeing the human face and we know that it's not gonna be some animal? I think this is actually the pre-last one, right?
or something like that. And actually, BBC, they made a very nice series about human facial development, so I stole that slide from them. Yes, I would like to thank BBC. So that was our function, actually, to understand what's going on through all these stages and in humans, not in mice, because we wanted to understand how variation connects to disease, but in this space of developmental biology and mechanisms. We realized there is almost no data on that in the public domain, so we really need to research and publish and deliver those data. And for this reason, a postdoc in my laboratory, postdoc at that time, Alec Eriksson, he's now running his independent lab at Stockholm University, and he's a great craniofacial biologist, so if you need any collaboration, you can contact him or me, and we will be happy to work with you together. So together with Alec, we started to take advantage of Swedish Biobank because they have excellent pipeline in storing embryonic tissue from different abortions, and they accumulated lots of tissues for many years. So we went for these samples, and we managed to basically to prep the nuclei and do single cell and single nuclei transcriptomics and single nuclei multiomics. So we created the transcriptional atlas at single cell level. We added the data of the chromatin accessibility at the single cell level to all these stages of human face development. We also generated micro-CT corresponding data to understand which tissues we observe and where, and when will be the onset of skeletogenesis and how it will proceed in different regions. And finally, we had to generate spatial data because even though we could subsection these samples in multiple regions, what you see actually on the right part, and we could treat these data sets differently because we sequenced them differently, we still were losing the very fine aspects of spatial niches, so we opted for Visium, and then we soon realized that Visium doesn't give us good resolution, so instead we started to do SmartSeq. And SmartSeq gave us fantastic data and very good single-cell resolution. So we've been working, integrating all this data with GWASs from Peter Klei's lab. And these overlaps, these multiple overlaps between modalities, they finally gave us much better understanding and examples of what's going on during human facial development. There is also some philosophy in this about the science methodology, I think. Very often we push for the quality of single modality, so we think that if we work very deep through one of the modalities, we get the most out of it. But I think actually that probably true conceptually new knowledge is born at the intersection of modalities. So the more modalities we intersect for the given region, given time, the more kind of systemic and probably holistic knowledge we get about the structure. So that's actually the space when you connect these modalities, the space that is born from that is the space where you start seeing the discoveries coming. It's much harder to achieve, actually, if you work with the same modality as many other people and you try to look just a little bit deeper. So this is the atlas. This is the presentation of the atlas. It will be available soon, but it's not published yet. It's now, it will be probably coming out like in about 4 or 5 months in Nature Genetics. But if you're interested in this data, you can already contact me and we can decide how we do about it. So there are tens of thousands of cells from all these stages, from all these locations, but there is also chromatin accessibility data. And we can actually generate all these massive tables for differentially expressed genes, characterizing different fine and more crude states and cell types. And we can also generate the same type of data for differentially accessible chromatin regions. So for every cell state in time and space, we know the open chromatin, and that informs us about open promoters, enhancers, and active genes, active enhancers. We see all open and bivalent enhancers, which is lovely, and we can actually see how this is changing gradually, because I will not show this data today because I don't have enough time. But I can tell you that there are lots of developmental trajectories, right? Like when probably you're already very sick of these single cell talks and like where people show these developmental trajectories where they show how transcriptional factors and genes they are changing during the differentiation. Yes, we can do all of that here and even more. So we can also extract the most often used transcriptional factor binding sites in cell populations. We know basically which gene regulatory networks operate on which enhancers and on which blocks of regulation. So it can be very granular or it can be very high level in the hierarchy. And we can, of course,
question the regulon structure. So, I mean, like, the combination of these data lets you understand actually what's going on there in terms of mechanistic implementation of gene expression programs of transcriptional factor codes. If you're interested in specific cell type, for example, bone or cartilage, and you want to know which transcriptional factors drive cartilage development where in the face and in which time, and which genes are articulated and in which sequence, you can reconstruct all of that by using this type of inference. And this is just a surface again. Now, Peter Kleiss again gets into the picture with his powerful GWAS data. So we take his GWAS tables, right? Thousands and thousands loci in a genome, and we intersect them with open chromatin, but not with all open chromatin, with linked peaks of open chromatin. So we want to have an enhancer to be active, driving the expression of a gene in a given cell type and given tissue in specific time and location in an embryo. And then we get this boring heat map. That's the work of Yakov and Rosalina, 2 PhD students in the lab. But this is probably the essence of my talk. Sometimes, you know, most important data look most boring, right? We all know it from science. So what do you see here? On the right side, you see the regions of the face. They are numbered, right? And the numbers, they are shown on the right on these face models. And down there, you have different cell types or cell types that are organized into some sort of groups. And there is something very interesting that you can get from this heat map. First of all, it moves from left to right in the color code. So you have more red on the left and more blue on the right. Why is that so? Because somehow naturally it shows the differentiation progression. So on the left side, there are less differentiated ectomesenchymal progenitors positions. So pre-skeletogenic mesenchyme, the mesenchyme that will form cartilage and bone condensations. And then later you see some differentiating chondroprogenitors, osteoprogenitors, dermal progenitors, and so on. So if I would ask you, why do you think human faces are individual when this individuality is implemented during human embryonic development, for instance? Probably you would tell me, probably these are processes that articulate the process of bone formation and some specific bone architecture. That's actually something very expectable. But largely this is not the case. Most of the differences, individual differences, they are introduced at pre-skeletal stages. I find it very interesting. So at the stages of mesenchymal condensation, skeletogenic condensations. And in the following slides, I'm going to show you why this is absolutely logical. So now let's have a look at the CT data. So first slide, this part of the slide, these are not our data. But here you see that the majority of the cranial skeleton is made of blue cartilage, right? And there is some ossification coming in mandible. I'm going to show you some of our data a bit later. On the right side, these are the data from our previous paper. This is mouse development, and you see that everything starts with the formation of the chondrocranium from chondrogenic condensations, and ossification fronts, they start to spread only much later, and basicranial synostosis, they start to move around and until the ossification of the basal cranium is finished. So indeed, cartilage comes first, and if we compare human and mouse, these are now our data, you will see that the shape of the chondrocrania is quite similar here. The shape even of the nasal capsule is similar. So what is interesting is that human nasal capsule is, of course, much smaller in relation to the rear part of the skull. And then if we look into progression, developmental progression, then we start seeing the bone, and the bone comes late. So the bone starts to introduce finer details. If you work with the chondrocranium, if you change the shape of the chondrocranium, you can change a lot. If you start changing the bone, you can change a little. So there is kind of like a natural developmental hierarchy. And before that, in this mesenchymal chondrogenic condensations, for example, there is a great deal of polarization that produces these perpendicular columns of chondrocytes that shape this kind of like flattened, like perfect cartilaginous elements that are inside of our face, right? So I think this is something very interesting, that actually these clonal shapes, they would define
the shape of the complex cranial skeleton. Anything that ruins this clonal behavior, when chondrogenic condensations, they are converted into cartilage and the first hotspots of chondrogenesis are activated in embryonic perichondrium, that will modify the facial geometry. And it will at the same time make it viable, modified but viable. And I will show you in this example. Look at this nasal capsules. These are nasal capsules from wild-type mice and also different mutants, mostly non-canonical Wnt pathway. And you will see that actually some of these nasal capsules, they produce this, they look flattened, like in bulldogs, actually, or some dog breeds with extraordinary brachycephalic skulls. So this brachycephaly is achieved not because something is wrong with cartilage, because if you will look into cartilage, basically, into clonal analysis of the cartilage, you will see that these cartilaginous sheets, they're perfectly fine. Cartilage itself behaves absolutely well. It behaves according to the instructions that were laid before that cartilage was recognized as cartilage, was differentiated as cartilage. Everything was happening at the stage of these chondrogenic condensations and early hotspots of chondrogenesis in developing skeleton. And again, this can give rise to dramatically different morphologies of the skull. So this fits our data, these early processes actually in early chondrogenic and probably osteogenic mesenchyme, they will be shaping these fine differences in human face without destroying it, right? Because the tissues, the cell types that will differentiate from them, they will be absolutely physiological, they will be unperturbed. So there is a stage when you can still introduce the change without having much damage. So next, to understand it better, we worked through the analysis of the spatial data, stereosec data. These data, they have very high complexity because we produced many sections shown like this at several stages of embryonic development, mostly week 9 and week 6. And the cell type resolution is also very good here. What we can do with this data, we can ask the question, do we really understand the patterning and the positional information in the human face? How do we study these aspects? So we did this autocorrelation, spatial autocorrelation analysis. How does it work? We don't want to see the genes that are associated with cell type differentiation, because this is another good question, how cell types differentiate, but probably mouse model, a chick model, and zebrafish model, they are good enough for that. If we want to look into human-specific aspects, we want to understand why human face is different from the mouse and why my face is different from the face of my colleagues. So we really would like to understand the spatial patterning codes and positional information. The anterior face is hoxless, so there are some other transcriptional factors and mechanisms that provide positional information. Can we discover new positional information? And this is actually exactly the methodology for that. So we remove everything that is green here, like on this small graph. Cell type specific markers are gone. So we want to go into something that spans multiple cell types, but still confined in space, in some spot. We have spot that kind of like in the area. And then we want it to be preferably transcriptional factor or chromatin modifier. So, and this is the small list of just few examples on the right, with basically these red dots now in the second graph that come up as the result of this analysis. And this is absolutely unbiased automated analysis. Now we can boil it into packs of transcriptional factors that likely represent coherent positional information in developing human face. And we also do the same with the signaling modes, molecules, and matrix proteins that can also provide that input. We, of course, can take advantage of that because we can follow specific examples. Everything that autocorrelates nicely according to this pattern will be further investigated down the line, like ALX1. And ALX1 is associated with many problems in craniofacial development. It's one of the major mesenchymal genes. And we found a new cis-regulatory element in ALX1. And when we look into the GWAS list from Peter Clive, we can see that this regulatory element harbors actually variations of nucleotides that change these regions of the face that you see as red. So it's an upper face, apparently. So
And this is how we actually try to use the GWAS information, because it is a real biological experiment, right? So it's a functional experiment that nature does for us, because we are humans, we are so many on the planet. So we don't need to make our own knockouts sometimes and produce new experimental animals. We can just go into GWAS and we see what is affected and where it is, and then we link it with our atlas. And I will show you more examples of that. But before I proceed with more examples, I want to break the monotony a little bit here by showing you something a little bit non-canonical. So we know that the face is a highly integral structure. It's filled with vessels, with nerves, with this embryonic infrastructure. So if we think about facial innervation, a large part of that facial innervation is produced by trigeminal ganglions. If you ever stained developing mouse face, for example, at embryonic day 12, with any pan-neuronal antibody, you could see this incredibly dense network of the sensory nerve fibers developing from trigeminal ganglion. The face is literally filled with the nerves and glial cells associated with these nerves. And we thought it cannot be that it does absolutely nothing. And then Alec and the students, they saw a pixel. They saw a pixel, and the pixel was here. It's this one. They saw this pixel, and they said, it's a weird pixel, because generally the whole column is blue. And this pixel just sits there as red. It must be some noise. We are working with noisy data. These are single-cell data, lots of stages, lots of modalities. It must be that something has gone wrong. That would be our default expectation. And then if you see that actually that pixel corresponds apparently to this central forehead, and also the zygomatic part is affected as well a bit. And we thought, okay, we want to see if it reproduced in a spatial analysis. So we performed COMOT. COMOT is a tool that predicts how different cell types interact with each other in space based on the receptors that some cells express and the ligands that other cells produce. And COMOT predicted, apparently, that in this region, trigeminal ganglion neurons, they will interact with surrounding tissue. So they have the toolkit. And then we did something very cool. We took advantage of neurogenin 1 knockout in mice. So basically, we explored these animals because neurogenin 1 knockouts, they will have no trigeminal ganglion. They will have normal brain because of the compensation. And generally, you can see that everything develops fine. So these are the skulls of the heads, which are not different from wild types. And these are the skulls of knockout animals. They both look comparable, but zygomatic bones and the upper facial bones, they start to differ. And this is quantifiable, and the difference is quite strong. So we could really show that trigeminal ganglion neurons and the innervation, they matter, they probably secrete some factors. And we know from mouse studies as well that trigeminal innervation of the developing incisors is absolutely key to maintain mesenchymal stem cell lesion incisors. If you ablate that nerve, incisor doesn't grow anymore, and it's just removed eventually because it cannot be self-renewed. So trigeminal neurons, they secrete a bunch of things that influence specific facial structures. So everything is integrated in development, not only structurally, but also in terms of signals and in terms of development. Everything can modulate anything around. And why not? Because evolution will take advantage of every solution that is available, right? We like to structure, we like the hierarchy, but think about nature as millions of analogous computers that are tweaked at the same time. I think that troubles our life, but that's a constructive understanding of how nature, clockwork, operates. Now going back to other examples, another spatial gene is PAX1 in the face. And we found PAX1 cis-regulatory element as well. And actually in the red, on the UMAP, you see the expression of PAX1 gene. And on the blue, you see the openness of this specific cis-regulatory element somewhere in the genome. So, and PAX1 spans these parts of the mesenchyme in spatial data, these red dots, right? So now let's have a look at PAX1 in more details. When we look at this cis-regulatory element, it is here in the structure of a genome. We go back to the GWAS data, and the GWAS data tell us that it's something about philtrum and the nostrils, that this cis-regulatory element will change in the human face. And then what we do,
we knock it out. We don't do the exact nucleotide substitution like in the GWAS data because it's a too fine work, probably with 2-week phenotype, probably it will have no genomic context in mice because they don't have diverse faces. But when we knock out this cis-regulatory element, look what happens to the skull. We have much shorter nose, we have generally skull that looks a bit different. So this cis-regulatory element is very important, and it's taken by the evolution actually into further operation, like to basically tweak human facial individuality. And conceptually, I think this is a very interesting example of like how hard it might be for evolution to separate healthy diversity from incidence of pathologies in the human population. I think this is a very fundamental medical and anthropological question, right? The high diversity we have, the greater norm of reaction we observe, and at some point, the selection, the epistasis, the interaction between the alleles can generate some pathological phenotypes. If those phenotypes are very rare, they are permitted by evolution, right? There will be no effective selection against them. And if we work with rare diseases, conceptually, these are exactly such cases. So I'm sure there must be the whole class of rare diseases that stem from these polygenic interactions that are not rooted in a single mutation. They are rooted in this coherent deregulation in cases like evolution driving human facial diversity using so many places in the genome. So this is another example. So when we look at the GWASs for cleft lip and cleft palate, right, we find that many cell types will accumulate, will harbor cis-regulatory elements open and express genes that correspond to these GWAS data. And this is something very interesting. Of course, some of that is noise, but some is not. And actually, we've been struck to see the role of epithelia, of oral epithelium in this. So we wanted to follow this because we like to follow non-conventional examples. So we looked actually, where is this signature of epithelia, where is it nested that corresponds to the GWASs from cleft lip and cleft palate data. And we found it actually to be palatal shelves epithelium. And that was like, wow, that was a great revelation. And Komoot analysis predicted that it's PDGF signaling apparently that drives it. And it's known also from the literature that anomalies in PDGF signaling can drive cleft lip, cleft palate. So then we looked into more details into where these cis-regulatory elements are exactly open in our data. They were open in this epithelial cluster where we have epithelial signature being expressed. And you see that actually this cis-regulatory element is next to the gene that is called IRF6. Now we look into gene regulatory network and the regulon activity of IRF6. So these are the downstream genes that IRF6 controls, which harbors all these mutations, GWAS mutations associated with cleft palate in the data. And you see that if we plot now the expression of the regulon, it comes up exactly in this epithelial part. And if we predict computation using Cell Oracle or other tools, how IRF6 interacts with other transcriptional factors, and we look at the expression of other transcriptional factors working together with IRF6 to drive also PDGF, we will see it in the same cluster. So I think altogether, it gives us some kind of a story, and this is like a detective work to use these atlases to pull out these lines and are kind of following lots and lots of individual cases, and probably many of you here will be interested to use this atlas in this type of research, exploring what is relevant for you and for your patients, right? And I will finish my talk by saying that, of course, we can also move into history of humans, right? We can move into paleoanthropology. So now we have these collaborations with Hugo Seeberg, and we will interact with Svante Pabo, looking into Denisovan and Neanderthal genomes, and also looking into archaic and just old DNA of different human populations, depicting also migrations of human nations across the planet and human populations. And we would like to understand actually how different alleles that correspond to different human shapes were channeled and bottleneck actually what we perceive as beauty through these GWASs and how it corresponds to developmental mechanisms and the chances for different pathology. I think this is a very exciting line of work. So with this, I will finish my talk and thank the funding bodies, our collaborators, my lab, people who did most of the work, Alek, Yakov, and Rosalina, and I'm ready to take your questions. Thank you.
romantic and scientific survey of facial development. Do you have any question? Please. Antoine, please. Yes, you should introduce yourself if you don't mind. Hi, Igor. I have two questions. I'm Antoine Salk. I'm a group leader in the Cochin Institute in Paris. So first question, how come you didn't tell me you were coming to Paris? What the hell? I'm sorry. I don't know. It was so quick. And yes, I was very messy. My apologies. It's okay. So the second question is like, so do you think then from your data, the shape variation that we see across humans, so can you reconcile whether it's coming from cell autonomous effect or whether it's coming from the environment and reflecting to, you know, the work of Ralph on quail, chick, duck, and what is influencing facial shapes? Yes, absolutely fascinating question. So probably I need to give more context to the general auditorium. The thing is that the way how the facial shape will be created, basically the information about specific shape is embedded in the neurocrest lineage. It's not in the epithelium, it's not in the mesoderm, it is in the neurocrest. If you take neurocrest from duck, you transplant it into quail, you will get duck face in a quail. But epithelia, they're important because they're orchestrating these events. They're sort of like channeling the music. And the way how the music will unfold is decided by the crest. So within the crest, of course, there are lots and lots of inductive interactions. And I do not think that we have a power to separate what is cell autonomous and what is coming from these micro niches and signal exchanges. I think facial development is so complex and kind of polygenic in terms of all these interactions that there is no feature that is fully cell autonomous. Probably some molecular transitions are cell autonomous. If we get down to that level of atomization, we will start seeing what is cell autonomous, what it's not. Anything that is tissue level morphogenesis is never only cell autonomous. I think here it's too complex. Rena? And thank you, Igor. What a brilliant example of integrative science, right? Thank you. So I have a basic question. You suggested that the chondrocranium was very important. Now, how would you, from an evo-devo perspective, explain intramembranous ossification, which is really most of the face, except for the base of the skull and the head of the condyle? Yes, exactly. I think this intramembranous ossification, of course, are key, and they, okay, I can talk about it for too long. I am thinking how to answer your question reasonably short, so we don't dive into this evolution discussion. So cartilaginous skeleton predates the bone, even as a cell type. Okay, and the first bone is dermal bone. The endochondral ossification, they're coming late, and they're coming through the stage of the cartilage ossification, what we saw in one of the talks that happens kind of ectopically in trachea. So cartilage can actually partly ossify, not because osteocytes and osteoblasts are born, but because chondrocytes can actually generate calcified cartilage. This is what is happening in macular cartilage during its disruption, right? So it's not really endochondral ossification. It's some kind of ancient proxy evolutionary step towards endochondral ossification. And because cartilaginous skeleton, obviously, and all ancient scaffolding structures, they appeared before the bone and before dermal bone in evolution during scaffolding the faces and sensory organs of ancient vertebrates and even like advanced chordates before vertebrates. We still see the sequence, I think, replicated in our mammalian embryonic development. Right. So during normal development, what we've noticed through spatial transcriptomics, and also when we use Wnt agonist therapy to bring about closure of the palate, we'll always see a cartilaginous precursor in palatal bone at the level of integration. So that's very, very interesting. Yes, there is a great parallel to this as well, to the cell type evolution question, not only to the evolution of structures, because basically skeletogenic condensations, they are always biased initially towards chondrogenesis or towards osteogenesis. You can tweak Wnt signaling and you can convert chondrogenic condensations into bone condensations and vice versa. And obviously that evolution of the osteoblast as a cell type was related to evolution of chondrocytes. And
during endochondral ossification, chondrocytes turn into osteocytes, right? That's the work of Katie Chair and the growth plate dynamics. So I think these are all interrelated cell types that kind of like exchange, intertwine their transcriptional programs. Yes, I'm here. Yes. Thank you. I'm Cassandra Gauchette. I'm a PhD student in the lab of Céline Kono in Institut Mondor. So I was interested in this difference between intramembranous and endochondral also in the face. And I was wondering, from your atlas, did you see a difference in the identity of progenitor that are in region that are intramembranous versus endochondral? Like at the transcriptomic or the yes, the short answer is yes, but this is a meaningless answer, in fact, because if you have different locations, they will be different, because cell types, they have these auxiliary programs that gear them towards very specific, location in the body, so it's perfectly crafted. Our hand is very different from our face, although it's made of largely the same cell types. There will be millions of programs involved in the skeletal development in the arm, but not in the face, and vice versa, because evolution had lots of time to really tweak these things separately, right? Because they perform different functions, they're especially separated. The same in the face, evolution of the mandible will be very different from zygomatic and things like that. Even the timing when things ossify or become cartilage, or where and how, these contextualized factors, they will show you what we're talking about. And if you're interested in this, you can directly have a look, but then sometimes it's just not easy to give it biological meaning to that transcriptional difference. Thank you. Yes. I'm Glenda Comay, a PI at the Neuroscience Institute of Paris-Saclay. Thanks for the beautiful talk. It's really inspiring, at least for me and I guess for all of us. It was very clear this micro variability that you see in the condensations. I have a very naive question. Is the extent of variability higher in the neural crest areas compared to the mesodermal bone areas? Yeah, thank you, Glenda. I don't know. This project is too fresh, basically. We didn't look into these aspects. So we are now trying to understand how the convergence of the neural crest and mesoderm lineages, they're happening in the facial development. And we see that basically at some point, at the stage of advanced ectomesenchyme, they fully converge. So I would expect that complexity levels will be pretty similar, but I might be wrong. So just introduce, you see a picture, and I think you will know. Just before the following question, I'll switch back to French, sorry. Nous avons la chance d'avoir un illustrateur aujourd'hui, M. Monin, qui va nous aider donc à illustrer plusieurs des topos, des présentations pour la vulgarisation. Tous les dessins seront disponibles également en replay, bien sûr, sur le site. Donc, ils sont affichés là. On peut continuer les questions pendant ce temps-là. Et à plusieurs reprises, donc, on interrompra, ou en tout cas, on mettra en fond d'écran, plutôt sans interrompre les discussions, les dessins qui sont des illustrations, des résumés et grand public de tout ce qui s'est dit tout à l'heure. Merci beaucoup. So we have an illustrator. That's amazing, actually. I love it. This is the first time I see them. That's over there. Just yes. Okay. Thank you so much for this. We have another question for yeah, if you have more questions, maybe I still have some time to answer. Yes. Okay. Hervé Kem from Nancy. Thank you for this exciting talk. As a former developmental biologist, I cannot agree more that we are in a fascinating time to study embryology. But I have a technical question. So you mentioned that you used Visium, if I'm not... I used Visium, but we you switched... came back to single cell. Why is that? No. I said that we started to use Visium because this project has a long history in time, right? 6 years or 7. And Visium was a good technology, but it didn't give you at the time single cell resolution. And even today, all single cell methods that are based on sequencing, they give you very different results depending on the tissue and so on. So very quickly we tried, for example, Visium HD, and we, in the end, switched to StereoSec because it was giving us better results. And StereoSec is similar method. It's also sequencing-based method based on microbeats. They're all similar in concept in a way. And then we get the quality and the density of data we wanted.
Yes, now we tried Xenium. At that time, again, Xenium was not even, Xenium is an adaptation of Mats Nilsson Cartano's work, and Mats Nilsson is my neighbor at Karolinska Institute. Same with Joaquin Lundebar, who invented Visium. They're both sitting next to me. It's just a coincidence, very funny one. So I tried actually all these methods that before they were commercialized and they went out. And I can say that actually sometimes we don't like the commercial giants and even like 10x, but they did an amazing job because they made an incredible quality lift from the primordial technology that was applicable to some extent to different solutions, but now they made it so standardized and so good and keep improving it. I'm the person who saw the difference. So I tried everything. So now we use Xenium 5K, and we think Xenium 5K is a very good technology. And if I would be choosing something to use, I would probably do Xenium 5K. In artificial intelligence, AI-driven tools, yes, and connected to this amazing cutting-edge technology, so we can get quick diagnostics, accurate and predictive. Yeah, well, I will give a very generalized question because we already use a lot of AI tools in our own work. Humans have problems, and the major problem that humans have is that we can deal with very few confounders at the same time. We can juggle with 10 objects in our mind at the same time, 10 factors. Nature has much higher complexity. There are thousands and millions of players interacting at the same time with each other, creating the dynamics of life. It will be impossible to understand without AI at every level, at predicting the diagnosis or simulating gene regulatory networks, or like even when we look at single cell data, when we project them with UMAP or t-SNE embedding, this is the result of AI, right? This is actually not straightforward projection. So it's already pre-digested for us as a multidimensional object that we sort of like shade into two-dimensional space. So we are getting to the level of describing the nature when we cannot just, look at the objects too reductionistically. That's where AI comes in every time. Thank you. We have a last question from the outside, so we keep a question. Sure. So Ali Nassif, one of our colleagues, raised a question. How does competitive demand for SHH in dental laminar morphogenesis and palatal fusion may affect the risk for cleft? Yes. Do you think there is a connection? Oh, there might be a connection. As I'm saying that, everything is interconnected, and I'm going to say maybe a very far-fetched thing because I don't know the real answer to this question, obviously, because it's too specific. I've been working in the field of dental morphogenesis. Some people probably know me from that field. Yes. And I think the good answer here will be that structures and cells, they live in spaces of probabilities of what they might do and what they might influence. For the majority of the situations, these probabilities, they're confined, but because they are probabilities, they are never zero. So with certain chance, even with minor fluctuations, some combination of factors can result in a disease phenotype, in some influence. And of course, obviously, dental lamina is a major structure during oral cavity development and orofacial development. I doubt that if something goes wrong with dental lamina, it will just stay only in the dental lamina in all the cases. So I think this is very much possible. Thank you very much, Igor. Yeah, thank you. And please keep in touch with us, because I think that people from Cranios or MAFAS network will really appreciate to interact with you, Igor. So now we go back to French. I apologize to people coming from the outside. We speak French to be. Et on va appeler donc Abdelkader Teibi, qui va nous présenter son travail, qui est donc de l'Université de la Côte d'Opale, à Boulogne-sur-Mer, et qui va nous présenter son travail sur un biomatériau substitutif. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour
Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier la filière de m'avoir donné cette opportunité de présenter mes travaux aujourd'hui. Je m'appelle Abdelkader Teibi, je suis doctorant en 2e année sous la direction du professeur Sylvie Testelin de l'équipe Chimère et sous la co-direction du docteur Aline Clabot au sein du laboratoire MabLab. Je suis ravi de vous présenter l'avancement de mes deux travaux de recherche sur le développement d'un biomatériau substitutif fonctionnalisé pour favoriser la régénération osseuse avec une application aux fentes faciales congénitales et plus particulièrement les fentes labio-alvéolo-palatines. Les fentes labio-alvéolo-palatines, c'est une naissance sur 700, ce qui en fait la malformation congénitale la plus fréquente en France. Le traitement de référence actuellement consiste en une greffe osseuse autologue prélevée aux dépens de la crête iliaque pour combler le défaut au niveau du palais osseux. Bien qu'efficace, ce traitement présente de nombreuses limites, telles que de la morbidité, des risques d'infection, des risques de lésions vasculaires. C'est pour passer outre en fait, ces limites que le laboratoire Chimère a proposé en 2020 une approche par ingénierie tissulaire qui vise à associer donc, des cellules souches mésenchymateuses humaines à une matrice développée par un laboratoire partenaire, les laboratoires Brotier, pour générer un biomatériau transplantable dans un modèle de rat avec fente palatine développé par le laboratoire Chimère. Les résultats ont été encourageants puisque le biomatériau s'est révélé biocompatible et favorisant la régénération osseuse. Néanmoins, la régénération osseuse reste incomplète pour le moment et on note une absence de vascularisation. C'est donc l'objet de mon projet de thèse qui propose en fait une alternative innovante, plus efficace pour le traitement et la prise en charge des fentes labio-alvéolo-palatines. Pour cela, je propose d'utiliser des organoïdes. Les organoïdes, ce sont des modèles 3D innovants et très prometteurs en ingénierie tissulaire. Ces organoïdes sont en fait des structures 3D qui s'auto-organisent à partir de cellules souches mésenchymateuses pour reproduire les caractéristiques clés du tissu humain. En comparaison avec des cultures 2D par exemple, les organoïdes proposent donc une structure 3D, une diversité cellulaire et des interactions également au sein de la structure. Vous l'avez compris, je vais donc générer un organoïde de la moelle osseuse que je vais appeler un bone marrow organoid-like. Au sein de la moelle osseuse, on retrouve différents types cellulaires, dont des ostéoblastes, des adipocytes et des cellules endothéliales. Les ostéoblastes permettent de former de l'os. Les cellules endothéliales sont plus ici pour la vascularisation. Afin de générer cet organoïde de la moelle osseuse, je vais au préalable générer deux sphéroïdes. Un sphéroïde ostéoblastique prévascularisé et un sphéroïde adipocytaire. Pourquoi je fais cette distinction et deux sphéroïdes différents? Eh bien parce qu'ils sont induits à partir d'un précurseur commun, les cellules souches mésenchymateuses. D'un côté, je vais associer ces cellules souches mésenchymateuses avec des cellules endothéliales pour former le sphéroïde ostéoblastique microvascularisé, et de l'autre, uniquement des cellules souches mésenchymateuses pour générer un sphéroïde adipocytaire. Un sphéroïde, c'est juste une structure 3D plus simple qu'un organoïde qui va me permettre de former un organoïde par la suite. Eh bien, ces deux sphéroïdes vont être ensuite fusionnés pour générer un unique organoïde de la moelle osseuse. Une fois généré, je vais associer ces organoïdes à une matrice, toujours fournie par les laboratoires Brotier, partenaires sur le projet, pour former un biomatériau qui sera transplantable dans un modèle de rat avec fente palatine développé par le laboratoire Chimère. La première étape donc, de ce travail consiste à identifier un milieu de culture qui soit adéquat pour la co-culture entre les cellules souches mésenchymateuses et les cellules endothéliales, ainsi que caractériser le sphéroïde ostéoblastique microvascularisé. Eh bien, j'ai testé différents milieux, au total 6 conditions, pour la co-culture de ces deux types cellulaires. Et il apparaît clairement sur le suivi de l'air en fonction du temps que la condition 5 et 6 sont les plus favorables pour la morphologie globale des sphéroïdes OBH, notamment en termes de circularité et d'air total.
En termes de circularité, justement, on n'observe pas de différence significative au cours du temps. Globalement, ça semble se maintenir, même s'il y a une légère tendance à la hausse dans les conditions 5 et 6. Pour l'air, par contre, on a une réelle différence significative avec une aire qui est supérieure significativement dans les conditions 5 et 6 par rapport au reste des conditions. Concernant la viabilité cellulaire, il apparaît clairement que dans la condition 6, il y a plus de morts cellulaires que dans la condition 5. C'est pourquoi mon choix s'est porté sur la condition 5 pour le développement des sphéroïdes ostéoblastiques microvascularisés. Ensuite, pour m'assurer que mes cellules souches mésenchymateuses se sont bien différenciées en ostéoblastes, je me suis intéressé à l'expression génique et l'expression protéique de l'ostéocalcine. Donc on observe un signal en expression génique et en expression protéique pour l'ostéocalcine, qui est une protéine sécrétée par les ostéoblastes. Mes cellules souches mésenchymateuses sont donc bien différenciées en ostéoblastes. Ensuite, je me suis assuré que mes ostéoblastes sont bien fonctionnels en faisant des tests de minéralisation. D'abord, une coloration au red alizarine, et on observe ici sur la condition test une coloration rouge, bon, qui ne ressort pas très bien, mais une coloration rouge caractéristique des dépôts calciques en comparaison à la condition contrôle. Ces dépôts calciques cette minéralisation a été confirmée par une approche par spectroscopie Raman, où on observe une bande caractéristique, une signature vibrationnelle de l'hydroxyapatite caractéristique de la minéralisation. Donc mes ostéoblastes sont bien fonctionnels et mon sphéroïde OBH est capable de minéraliser. Par la suite, je me suis intéressé au deuxième type cellulaire et donc aux cellules endothéliales, en m'intéressant à la protéine CD31. On observe un signal pour CD31 dans la condition 5 et j'ai réalisé une cinétique de suivi de ces cellules au cours du temps en utilisant des UVEC GFP. On observe une légère diminution du signal après l'induction, mais globalement, mes cellules endothéliales se maintiennent au cours de temps. On a donc la présence de cellules endothéliales et le développement d'un réseau prévasculaire. En résumé, sur cette partie, j'ai donc identifié la condition 5 comme le milieu le plus adéquat pour la culture des sphéroïdes OBH. Je me suis assuré que mes cellules souches mésenchymateuses se sont bien différenciées en ostéoblastes, que ce sphéroïde est capable de minéraliser, qu'il était fonctionnel, et la présence de cellules endothéliales qui permettent en fait de présenter un réseau prévasculaire à cette sphéroïde. Dans une deuxième partie, une fois ce sphéroïde caractérisé, place au second sphéroïde, le sphéroïde adipocytaire. J'ai suivi exactement la même démarche en m'intéressant tout d'abord à la morphologie globale au cours du temps et à l'air et la circularité. On observe une légère diminution de l'air sur les premiers jours, ce qui correspond en fait à une phase de réorganisation, puis un maintien global de l'air jusqu'à 14 jours. Au niveau de la circularité, on a un maintien de la circularité sans différence significative au cours du temps. Par la suite, pour m'assurer que mes cellules souches se sont bien différenciées en adipocytes, j'ai réalisé différents tests, notamment un marquage par immunohistochimie de la périlipine et un marquage au lipid tox. On observe ici les gouttelettes lipidiques en brun sur le marquage périlipine et les gouttelettes lipidiques ici en vert sur le marquage lipid tox. Ces données ont été confirmées notamment par expression génique en m'intéressant à deux marqueurs caractéristiques des adipocytes, P par gamma 2 et PLIN1. Ce qui me permet d'avancer que mes cellules souches mésenchymateuses se sont bien différenciées en adipocytes. Une fois que mes deux sphéroïdes sont caractérisés, place à la fusion des deux. J'ai donc mis dans un même puits en contact mes deux sphéroïdes et j'ai suivi la fusion au cours du temps. On observe un début de fusion à partir de 16 heures à peu près et à 24 heures, l'obtention d'un BMO-like unique. Sur cet organoïde, j'ai répété l'ensemble de mes marquages pour m'assurer que la fusion n'altère pas les caractéristiques principales recherchées depuis le début. Donc, l'ensemble des marquages ont été répétés, notamment pour s'assurer de la fonctionnalité et de la capacité à minéraliser. L'organoïde obtenu est donc un unit organoïde associant ostéoblastes, adipocytes et cellules endothéliales. Il présente cette capacité à minéraliser, il est donc fonctionnel et présente un réseau prévasculaire.
Donc actuellement, je suis en train de tester l'association des organoïdes avec la matrice pour former le biomatériau, pour ensuite pouvoir le transplanter dans un modèle de rat avec fente palatine. Et ce biomatériau pourra être utilisé justement pour des stratégies de régénération osseuse et de médecine personnalisée. Il offre également un modèle d'étude pour les interactions entre les ostéoblastes et les adipocytes. Pour finir, je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs sur ce projet, mes deux laboratoires, le laboratoire Chimère ainsi que le laboratoire Mablab, le laboratoire partenaire, les laboratoires Brotier, la filière de TETECOU pour son soutien et l'ensemble des financeurs qui financent le projet. Merci pour votre attention. Donc vous voyez qu'on a des jeunes pousses tout à fait intéressantes. Merci beaucoup de votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Des gens des organoïdes? Quelqu'un de chez ma face? Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez vous introduire. Moi, je vous connais, mais qu'on sache qui parle. Merci. Aurélie Majoro-Bourriez, je suis orthodontiste et je fais à l'hôpital Necker dans le CRMR ma face, dans le service de chirurgie plastique et maxillofaciale. Bravo pour cette présentation qui est vraiment super innovante. C'est vraiment la voie du futur. Je voulais savoir si vous étiez déjà familier avec les travaux de Daniela Tanikawa et de Daniela Franco-Bueno qui utilisent en fait les cellules souches de la pulpe dentaire et qui aujourd'hui déjà réalisent des greffes osseuses en clinique sur le... Alors, c'est pas toujours super pratique de pouvoir faire toutes ces préparations, il faut du temps en amont. Donc ça, c'est... donc je voulais avoir juste votre avis sur le type de prélèvement, en fait. Alors, ça peut être des cellules pulpaires, ça peut être juste des cellules parodontales. Est-ce que, là, c'est la voie in vivo, mais est-ce que déjà, quelle est la projection pour la clinique, pour les cliniciens que nous sommes? Merci. Merci pour votre question. En effet, on peut utiliser les cellules qui proviennent de la pulpe dentaire. De nombreuses équipes le font actuellement. Malheureusement, elles sont un peu limitées. Enfin, on n'en a pas énormément. Aujourd'hui, ce qu'on propose en projection également de la clinique, c'est vraiment d'utiliser les cellules souches mésenchymateuses qu'on pourra aller puiser au niveau du cordon ombilical plus tard pour pouvoir les utiliser derrière en régénération osseuse en générant des organoïdes. Donc au niveau du cordon ombilical, on pourra récupérer les cellules souches mésenchymateuses et les cellules endothéliales sans puiser dans le stock de cellules souches au niveau de la pulpe dentaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, merci pour la présentation. J'ai une question par rapport à qu'est-ce que ça apporte d'ajouter les adipocytes avec la différenciation osseuse, enfin l'interaction avec les cellules mésenchymal et les adipocytes, ça permet une meilleure minéralisation après. Ouais. Donc c'est un des points clés en fait qu'on propose. Aujourd'hui, les ostéoblastes, ils sont bien connus, c'est pour générer de l'os. Les adipocytes, je les ai ajoutés surtout en tant que réserve énergétique. Ils vont venir en fait en soutien de cette régénération osseuse et on espère qu'ils vont améliorer en fait ce processus et cette régénération derrière. Eh bien, Hervé, une dernière question? Merci Abdel. J'ai juste une question parce que j'ai remarqué que la plupart de tes marqueurs ou de ta différenciation, elle était au centre de tes sphéroïdes, notamment par exemple la calcification, enfin la minéralisation. Est-ce que tu as une explication pour ça? Une explication, c'est vrai que la plupart de mes marquages, on les observe au centre, à part sur le rédalizarine, où on voit un peu des dépôts calciques un peu partout. Et par spectroscopie Raman, on va vraiment les chercher au centre du sphéroïde. Une explication, non, j'en ai pas. Merci beaucoup. On va respirer. On va appeler le docteur Anna Leaf, qui va nous présenter les origines de l'hypertension intracrânienne dans les craniosténoses. Ok, merci pour l'opportunité de vous présenter notre travail.
L'objectif principal de cette étude est de mieux comprendre pourquoi certaines patientes atteintes de craniosténose syndromique développent une hypertension intracrânienne. Les craniosténoses liées à FGFR2 comprend principalement le syndrome d'Apert et de Cousin-Pfeiffer. Une complication majeure chez ces patientes est l'hypertension intracrânienne qui peut entraîner des troubles neurologiques et de développement si elle n'est pas traitée. On ne sait pas encore clairement comment les différents types de mutations de gènes FGFR2 contribuent à ces risques. 3 grandes théories ont été proposées pour expliquer l'hypertension intracrânienne dans ce syndrome. La première est la théorie constructive qui repose sur une disproportion entre le crâne et le volume intracrânien. La deuxième est la théorie de l'hypertension veineuse liée à une sténose des foramen jugulaires qui perturbe le drainage veineux. La troisième est la théorie du gradient de pression de liquide céphalorachidien, associée à une sténose de foramen magnum, créant un différentiel de pression entre le fosse postérieur et le canal spinal. Cependant, la relation entre ces mécanismes reste mal comprise et leur lien avec les variantes génétiques est encore peu étudié. Dans cette étude, nous avons voulu répondre à la question suivante. Quels facteurs contribuent au développement de l'hypertension intracrânienne dans les craniosténoses liées à FGFR2? Nous avons étudié 4 facteurs principaux. Le volume de la fosse postérieure, la sténose de foramen magnum, la sténose de foramen jugulaire et le type de mutation FGFR2. Nous avons inclus 92 sujets provenant de l'hôpital Necker Enfants Malades entre 2007 et 2019. Tous les patients avaient des scanners et IRM préopératoires réalisés avant l'opération avancement frontofacial monobloc. Le cohorte comprenait 88 patients avec syndrome de Cousin-Pfeiffer, 8 patients avec syndrome d'Apert et 36 témoins sains appareillés en âge. L'hypertension intracrânienne était définie partie des symptômes cliniques de l'imagerie et du fond de l'œil. Nous avons développé un workflow d'analyse imagerie dédié. À partir du scanner, nous avons segmenté et analysé les foramen jugulaires et le foramen magnum. À partir de l'IRM, nous avons mesuré le volume intracrânien et le volume de la fosse postérieure. Nous avons également recherché les présences de malformations de Chiari type 1, ce dont ont ensuite été statistiquement pour étudier l'association avec l'hypertension intracrânienne. Dans notre cohorte, 77% de patientes présentant une hypertension intracrânienne. Elle était particulièrement fréquente dans le syndrome Cousin-Pfeiffer, avec environ 83% de patients, alors qu'elle était beaucoup moins fréquente dans le syndrome d'Apert, à tour de 38%. Nous avons également observé 14% d'hydrocéphalie obstructive et 46 de malformations de Chiari type 1. Sur le plan génétique, nous avons identifié 19 changements d'acides aminés différents du FGFR2 dans la cohorte. L'hypertension intracrânienne était présente dans presque toutes les variantes génétiques. Nous avons aussi observé que la mutation impliquant un changement de cystéine était associée à une prévalence significativement plus élevée d'hypertension intracrânienne, environ 96 de patients.
La prévalence de l'hypertension intracrânienne variait également selon la mutation FGFR2. Certaines mutations étaient associées à 100% de prévalence. Ces mutations étaient également associées à la sténose de foramen magnum, une petite fosse postérieure et une sténose de foramen jugulaire gauche. Lorsque nous avons comparé les facteurs anatomiques, la sténose de foramen magnum était le facteur le plus fortement associé à l'hypertension intracrânienne. L'hydrocéphalie obstructive était associée à une asymétrie sévère des foramen jugulaires. Chez les patientes présentes un crâne en trèfle, plusieurs anomalies anatomiques semblaient agir de manière additive. Le résultat principal de notre étude est que le sténose de foramen magnum semble être le facteur le plus fortement associé à l'hypertension intracrânienne. Cela suggère que la théorie du gradient de pression du liquide céphalorachidien pourrait jouer un rôle central. Nous avons également identifié 2 facteurs génétiques potentiels de risque, les mutations impliquant la cystéine et la mutation alanine 391 glutamate. Ces mutations étaient associées à la fois à l'hypertension intracrânienne et à la sténose de foramen magnum. Mais tout d'abord, le nombre de patientes par mutation spécifique est relativement faible, ce qui limite certaines analyses. Il reste aussi des questions ouvertes, notamment quelle est la relation causale entre les différents facteurs et quel facteur apparaît en premier dans le développement de la pathologie. Ces résultats pourraient également avoir des implications pour les stratégies en chirurgie, notamment considérant davantage les structures infratentorielles et à la base du crâne. Par exemple, cette étude fournit des arguments en faveur de la poursuite de l'ostéotomie inférieure jusqu'au foramen magnum pendant l'opération expansion postérieure. En conclusion, notre étude suggère que la sténose de foramen magnum est fortement associée à l'hypertension intracrânienne, en interaction avec la sténose de foramen jugulaire et un petit volume de fosse postérieure. Certaines mutations de FGFR2, notamment alanine 391 glutamate et les substitutions de cystéine, semblent constituer des facteurs de risque génétique. Enfin, nos résultats suggèrent que plusieurs facteurs de risque agissent de manière additive plutôt qu'un seul facteur dominant. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, merci pour les poser en anglais, si c'est possible. Et merci encore. Est-ce qu'il y a des questions, justement? Is there any question for Dr. Leaf in the audience? Not yet. Moi, j'ai une question. Oui, maybe in English. Of course, in English. Okay. Well, I find just amazing that from this kind of study you find, clinical involvement and modification of the therapy. Do you know if in the care here, where they have a large cohort of patients with stenosis, they already use or extend the surgery to the posterior fossa, enlarging the foramen magnum as well? Yeah, thank you. That's an excellent question. So I think the general trend is to go lower, because these patients, they also have venous malformations. So sometimes they can have veins going out of the skull, so it can be very dangerous to go very low. But yes, there are examples of going very low and even to the foramen magnum in some severe cases, but not as an overall strategy, I would say. There's already a clinical application. Yeah. Okay. So, no questions. Well, we were perfectly on time, on schedule. Thank you very much. Thank you again for speaking in French. It's very, very, extremely brave to present your talk in French.
Thank you very much. Oui, donc merci beaucoup. On est parfaitement à l'heure et nous allons continuer ainsi. Merci par avance aux orateurs suivants. Vous êtes nombreux aussi à nous suivre en ligne, donc merci beaucoup. Il y a toujours de plus en plus de monde, donc c'est vraiment, on est très très heureux de ça. Et j'ai le plaisir, on va reparler trachée, je crois. Interaction entre les cellules épithéliales respiratoires et les précurseurs chondrocytaires après remplacement trachéal par allogreffe cryopréservé. Madame Noix Ménour Davison. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci à la filière TETECOU de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter mes travaux de thèse au sein du laboratoire hypoxie-poumon portés sur l'interaction entre cellules épithéliales respiratoires et précurseurs chondrocytaires après remplacement trachéal par allogreffe aortique cryopréservé. On commence par un petit rappel. La trachée est un organe essentiel du système respiratoire qui permet le passage et le conditionnement de l'air vers les poumons. Elle apparaît simple, mais en réalité, elle a une structure très complexe. Elle est constituée dans la face luminale par un épithélium pseudostratifié composé de différents types cellulaires, un cartilage et une adventice qui enveloppe la trachée, ainsi qu'un muscle trachéal qui la sépare de l'œsophage. Suite aux lésions trachéales étendues, comme elle a dit Madame Bénard tout à l'heure, la seule technique reproductible et faisable chez l'adulte jusqu'à maintenant, c'est celle de professeur Martineau, qui utilise la matrice aortique cryopréservée soutenue par un stent. Jusqu'à maintenant, ils ont pu traiter 55 patients avec cette technique. Et en réalité, cette technique, elle présente une réelle innovation dans le domaine de la chirurgie thoracique parce qu'en fait, après implantation de l'aorte, on voit qu'elle se transforme au fur et à mesure, au cours du temps, en une réelle trachée fonctionnelle avec régénération d'un épithélium respiratoire et formation de néocartilage, ce qui permet la rigidification de l'aorte et l'ablation du stent. Néanmoins, cette néochondrogénèse, elle est lente chez l'être humain, ce qui retarde l'ablation du stent et expose les patients à des risques de complications beaucoup plus. Donc, le challenge de notre équipe maintenant, c'est d'optimiser le greffon aortique afin d'accélérer la chondrogénèse et donc permettre une ablation précoce du stent afin de réduire les complications post-opératoires pour les patients. Tout d'abord, il faut comprendre c'est quoi la chondrogénèse. C'est un processus complexe qui se fait au cours de différentes étapes, commençant par la condensation des cellules de souche mésenchymateuses sous l'effet de plusieurs facteurs tels que TGF-bêta, la famille des BMP et SSH qui vont induire l'expression du gène SOX9 et donc la différenciation des CSM en précurseurs chondrocytaires, puis en chondroblastes et chondrocytes qui vont sécréter une matrice cartilagineuse riche en collagène et agrégants. Mais en réalité, comment cette chondrogénèse se fait au sein de la matrice aortique qui est dépourvue du collagène et de cartilage? Pardon, de cartilage et pas de collagène. Donc, pour essayer de répondre à cette question, on a essayé de revenir en arrière vers le développement trachéal intra-utérus de la trachée elle-même. Et on note qu'il y a une interaction réciproque entre l'épithélium en vert et le mésenchyme en bleu qui l'entoure. Et via cette interaction réciproque, en sécrétant des facteurs de croissance tels que SSH et BMP par l'épithélium et le mésenchyme, il y aura une formation des anodes cartilagineux au fur et à mesure du temps. Donc, on pose la question, est-ce que ces voies de signalisation du développement trachéal, elles sont réactivées après implantation de l'aorte, après implantation de l'aorte? Donc, notre hypothèse est en fait que l'épithélium respiratoire qui va couvrir progressivement la matrice aortique va jouer un rôle sur la chondrogénèse de cette matrice aortique en stimulant les précurseurs chondrocytaires. Pour cela, je vais présenter aujourd'hui deux de mes objectifs de thèse qui sont d'étudier l'impact des sécrétants des cellules épithéliales respiratoires sur les propriétés dynamiques des CSM ainsi sur leur différenciation chondrocytaire.
pour réaliser cet objectif, on a fait une collaboration avec Dr Christelle Corot-Arems, qui est spécialiste en la culture des cellules épithéliales et qui va extraire les cellules épithéliales bronchiques à partir des bronches des donneurs des poumons, et elle va les cultiver en interface liquide-liquide, en premier temps pour promouvoir la prolifération de ces cellules épithéliales. Ensuite, en confluence, elle va enlever la partie apicale de ce milieu et remplacer la partie basale par un milieu BEGM qui va induire la différenciation des cellules épithéliales avec l'exposition à l'air. Ensuite, ces sécrétomes, elles seront récupérés chaque 48 heures et on va les utiliser par la suite de nos expériences pour les mettre comme un milieu de culture des cellules souches mésenchymateuses qui sont un des précurseurs chondrocytaires. Au début, on a testé la viabilité cellulaire. Pour cela, on a mis les sécrétomes des cellules épithéliales, comme je vous ai dit, avec les cellules souches mésenchymateuses, et on a testé la viabilité avec la risazurine, qui permet de tester l'activité métabolique des cellules souches vivantes, et on voit nettement que les sécrétomes des cellules épithéliales bronchiques en cours de prolifération augmentent la viabilité des CSM par rapport aux autres sécrétomes en cours de différenciation. Ensuite, on a regardé la prolifération toujours de ces CSM en utilisant le sécrétome des cellules épithéliales. Et on a trouvé qu'en fait, que les sécrétomes des cellules épithéliales bronchiques en prolifération et en début de différenciation vont promouvoir beaucoup plus la prolifération de ces CSM. D'autre part, on a testé l'invasion des CSM dans un système de transwell où on a mis les sécrétomes des cellules épithéliales bronchiques dans la partie basale et les CSM dans la partie apicale pour voir si ces cellules elles vont passer le transwell vers le sécrétome des cellules épithéliales. Et effectivement, on a trouvé que ces sécrétomes, toujours en prolifération des cellules épithéliales bronchiques, vont activer la migration des cellules souches mésenchymateuses du compartiment apical vers le compartiment basal. Pour essayer de caractériser le sécrétome des cellules épithéliales, on a dosé certaines cytokines qui se trouvent au sein du sécrétome des cellules épithéliales bronchiques en faisant des tests d'ELISA multiplex. Et on a trouvé que les facteurs de croissance tels que TGF-bêta2, FGF basique et VEGF sont présents dans tous les sécrétomes des cellules épithéliales bronchiques, mais en quantité plus importante dans les sécrétomes des cellules épithéliales bronchiques en cours de différenciation. Pareil pour les chimiokines, elles sont sécrétées d'une quantité beaucoup plus importante dans les sécrétomes des cellules épithéliales bronchiques, intermédiairement différenciées et différenciées. Pour le deuxième objectif, j'ai testé l'effet des sécrétomes des cellules épithéliales sur les cellules souches mésenchymateuses en faisant une culture plus lente de 7 jours afin de voir s'il y a initiation de la différenciation chondrocytaire des CSM en testant l'expression du gène SOX9 et on voit qu'en fait, cette fois-ci, que ce sont les sécrétomes des cellules épithéliales bronchiques intermédiairement différenciées et différenciées qui vont promouvoir l'expression du gène SOX9, contrairement aux expériences précédentes. Pour conclure, on a trouvé jusqu'à maintenant que les sécrétomes des cellules épithéliales bronchiques en cours de prolifération vont promouvoir la viabilité, la prolifération et le recrutement des cellules souches mésenchymateuses in vitro et donc probablement le recrutement de ces CSM in vivo au niveau de l'aorte, aussi que les sécrétomes des cellules épithéliales bronchiques intermédiairement différenciées et différenciées vont induire l'expression du gène SOX9, ainsi qu'il y a une grande quantité de cytokines telles que IL-8, SDF-alpha et VEGF et fractalkines principalement, qui sont sécrétées d'une grande quantité dans le sécrétome des cellules épithéliales bronchiques différenciées. Donc, selon l'état de différenciation de cet épithélium respiratoire qui va couvrir l'aorte, il va jouer un rôle différent sur la modulation de comportement des cellules souches mésenchymateuses. Pour les perspectives, je compte à confirmer la différenciation chondrocytaire en utilisant plus de sécrétomes de différents patients, ainsi de tester l'interaction entre cellules épithéliales et cellules souches mésenchymateuses en modèle 3D sur une co-culture de ces cellules, soit sur une matrice de collagène in vitro, soit sur une matrice aortique cryopréservée in ex vivo,
afin de caractériser la différenciation chondrocytaire, voir s'il y aura une interaction entre épithélium et mésenchyme, et tester l'invasion des CSM aussi au niveau de ces matrices aortiques ou collagènes. Merci à votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs questions dans le public? Alors, moi, j'ai hélas pas de questions à vous poser, enfin, je n'ai pas les compétences pour vous poser une question, même si c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je ne manquerai pas de transmettre, effectivement, en tout cas de parler à un de mes collègues, Boyac Thierry, qui s'occupe aussi beaucoup de remplacement trachéal, de lui parler de vos travaux. Alors, je ne risquerai pas à faire une remarque technique, mais c'est très intéressant, tout à fait. Bon, en tout cas, s'il y a des questions, n'oubliez pas qu'on peut les poser en ligne aussi. Hein, on a une question en ligne, je crois qu'on posera tout à l'heure, éventuellement. On ne manquera pas de vous la transmettre si besoin. Merci encore. Merci. On va passer à la dernière de ces 4 présentations donc, de la fin de matinée. Et j'ai le plaisir d'appeler Pascal Gavel, que j'avais aperçu dans le public tout à l'heure, qui va nous parler de l'image de soi et du vécu d'enfant avec une cohorte d'enfants devenus adolescents. C'est ça, hein, porteur de fente. Merci beaucoup. Pascal. Merci à la filière de me donner l'occasion de présenter les résultats de ma thèse, qui a porté sur une cohorte d'enfants porteurs de fente labiopalatine et où j'ai étudié les intrications somatopsychologiques dans le développement de cette cohorte qui rentrait dans l'adolescence et où je me suis particulièrement focalisée sur l'image de soi et l'expérience du regard de l'autre. Alors donc il y a eu 3 étapes dans cette recherche. Une première en 2010 où j'ai rencontré 73 bébés et leurs parents à 4 mois et 12 mois et où on a étudié d'une part sur le plan des bébés le retrait relationnel éventuel et la dépression parentale des 2 parents. Et une deuxième étape en 2017 sur cette même cohorte française où j'ai revu 54 enfants sur ces 73 bébés. Ils avaient à l'époque entre 5 et 7 ans. Et cette fois, j'ai étudié leur capacité à pouvoir se raconter quelque chose de leur fente en réponse aux questions des autres à l'entrée au CP, en lien avec la qualité de la transmission parentale de cette histoire et l'impact que ça pouvait avoir sur l'image de soi. Et puis, il y a cette troisième étape qui a commencé en 2023, où cette fois, j'ai revu 42 adolescents sur les 54 que j'avais vus quand ils entraient au CP. Là, ils rentraient au collège et je me suis plus focalisée sur l'image de soi, essayer de l'évaluer, de la circonscrire, en évaluant 3 influences dans mes hypothèses. La première, est-ce que les expériences sociales et les moqueries ont une influence sur la qualité de l'image de soi ? Deuxième hypothèse, est-ce que les expériences, les mémoires corporelles potentiellement sensibles relatives à leur parcours de soins peuvent avoir aussi une influence sur la qualité de leur image de soi? Et troisième variable, est-ce que leur capacité à se raconter quelque chose de leur histoire qui soit clair, est-ce que c'est aussi relié à la qualité de l'image de soi? Alors, pour essayer d'attraper tous ces concepts, et notamment l'image de soi, qui est un concept composite, j'ai utilisé une méthodologie mixte. Donc, j'ai rencontré, vous voyez, le groupe C, 42 adolescents, mais je n'ai pas fait toute cette recherche sur les 42. Les premiers 21, j'ai utilisé donc cette méthodologie mixte avec à la fois un entretien semi-dirigé et des épreuves plus projectives, comme je leur ai demandé de se dessiner en autoportrait, une épreuve projective et des questionnaires validés en langue française. Et sur les 21 suivants, eux n'ont eu que les questionnaires, quelques questions ciblées. Et vous voyez que donc il y a 28 garçons et 14 filles.
Alors, je commence par les résultats quantitatifs et notamment cette image de soi qu'on a essayé d'approcher avec différents outils. Donc, le premier outil, c'était le Self-Perception Profile, avec notamment cette échelle de Physical Appearance qui essaye d'accrocher la manière dont il se voit, voilà, avec différentes questions. Et là, vous voyez que 23% de cette population a quand même des difficultés avec leur apparence physique plus que la population générale. Et le deuxième outil, qui était d'ailleurs corrélé, les résultats étaient corrélés avec les résultats du questionnaire. Donc, c'était une échelle de Likert où je leur ai demandé de 0 à 10 de noter comment ils se sentaient beaux ou pas quand ils regardent leur visage dans le miroir. Et là, vous voyez que ceux qui se sont donné une note inférieure à 6, donc ils étaient 22%, et ceux-là, c'est des enfants qui ont eu plus de chirurgie, qui ont préférentiellement des fentes labiopalatines par rapport aux fentes labiales ou fentes labio-alvéolaires, qui ont plus d'expériences traumatiques sur le plan corporel, qui ont plus une difficulté à raconter quelque chose de leur histoire et qui ont une anxiété sociale aussi plus importante. Justement, concernant cette anxiété sociale, on voit que 36% des filles, plus les filles que les garçons, ont cette anxiété sociale et 19% ont une anxiété sociale majeure. Et concernant les moqueries, alors finalement, dans le questionnaire, un des questionnaires utilisés, on voit que 20% seulement relatent des moqueries, ce qui est finalement par rapport à la population générale, même un petit peu en dessous de la population générale. Par contre, dans les entretiens, quand on leur demande est-ce qu'ils ont été moqués dans le passé ou dans le présent, ils sont quand même 33% à en relater. Au niveau des résultats qualitatifs, donc là, on a utilisé là encore plusieurs outils pour faire parler les outils ensemble. Donc, les entretiens semi-dirigés où j'ai essayé de questionner justement dans le miroir quand ils se regardent, comment ils s'aiment ou ils ne s'aiment pas. Et donc, vous voyez que 28% ont une difficulté à se regarder dans le miroir, à se trouver beau. La référence à la norme, à la symétrie, a été très fréquente dans leur réponse. Et c'est une thématique qui désorganise beaucoup leur discours. C'est-à-dire, est-ce que je suis normale, est-ce que je ne suis pas normale? Alors, en référence, bien sûr, à l'entrée à l'adolescence, mais voilà, ça nous a quand même interpellés. Et puis, j'ai questionné aussi cette différence entre le visage idéal et le visage réel, parce qu'on sait dans la littérature que c'est dépressogène. Et donc, je leur ai demandé, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu changerais? Et il y en a quand même 24% qui ont dit qu'ils aimeraient bien ne pas avoir de fente. Et ceux-là ont une image de soi beaucoup plus altérée. Au niveau du regard, qu'on a aussi essayé de questionner, 95% des adolescents disent qu'ils reçoivent des questions concernant leur visage, quelquefois de manière intrusive, et 57% disent que c'est une bonne idée de se protéger de ces regards. Et quand je leur demande si tu avais un conseil à donner à quelqu'un de plus jeune, voilà, ils sont 57% à dire qu'il ne faut pas faire attention au regard des autres. Au niveau de leur mémoire corporelle, ils sont 66% à rapporter quand même des mémoires de leur parcours de soins sensibles, voire traumatiques. Et cette trace est détectable dans notamment la désorganisation de leur discours, avec beaucoup, je vous laisse lire la phrase parce qu'elle est difficilement lisible. Et au niveau de leur narrativité, voilà, ils sont 54% à être capables de raconter quelque chose de clair concernant leur fente, avec l'idée d'une fente qui peut être intégrée donc dans leur identité, mais ils sont quand même 21% à être en grande difficulté pour intégrer cette histoire dans leur identité. Au niveau du portrait, de l'autoportrait, donc ils sont 28% à avoir représenté leur fente quand ils se dessinent, de manière quelquefois très claire, quelquefois un peu moins claire, mais comme la fente intégrée dans leur identité. Et ce qui nous a aussi intéressé, c'est l'investissement du regard dans ces portraits. Pour 42%, le regard est hyper investi. Vous voyez ces yeux qui prennent presque tout le visage, qui accrochent
décrochent le regard. Et pour 47% d'entre eux, le regard a été soit aveugle, comme vous voyez, voilà, soit masqué, soit colorié, soit avec des lunettes où on ne peut pas voir le regard. Voilà, comme quoi ce regard est quelque chose qui n'est pas neutre pour eux. Au niveau du test projectif, je ne rentrerai pas dans tous les résultats, mais on voit en tout cas que l'inhibition dans la relation sociale est le mécanisme qu'ils utilisent de manière prépondérante. La place de l'image paternelle aussi nous a interpellés parce que cette place, elle est beaucoup critiquée lorsqu'elle est à distance. Et c'est la troisième idée qui est ressortie des tests projectifs, c'est beaucoup cette menace qui plane de la moquerie, même chez ceux qui n'en ont jamais reçu. Alors, concernant les hypothèses de départ, est-ce qu'il y a un lien entre la qualité de l'image de soi et les moqueries ou le harcèlement ? Eh bien, non, finalement, on n'en a pas mis en évidence. Je pense que c'est d'autres facteurs qui interviennent là-dedans. Est-ce qu'il y a eu une influence entre les expériences traumatiques, la mémoire traumatique concernant leur parcours de soins et la qualité de l'image de soi ? Là, oui. Il y a un lien significatif. Et est-ce que la capacité à pouvoir raconter quelque chose de clair sur son parcours et la qualité de l'image de soi, est-ce que c'est relié ? Eh bien, oui aussi. Comme quoi, voilà, ça peut être pour les équipes aussi quelque chose d'intéressant à aller chercher. Alors, juste pour conclure, voilà, on a essayé d'attraper cette image de soi qui ne peut pas se traduire uniquement par un chiffre et le résultat d'un questionnaire. Donc, on a essayé de l'attraper de plusieurs manières avec différents outils. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a plein de choses, les regards, ils sont internalisés, à la fois les premiers regards, les premières interactions, mais aussi la qualité des relations et des regards ensuite. Et puis, il y a des modulateurs. Voilà, il y a des modulateurs corporels, voilà, qui vont être notamment ces traces potentiellement traumatiques reliées au parcours de soins et bon, d'autres modulateurs corporels comme la puberté, etc. Et puis, il y a des modulateurs relationnels. Voilà, et notamment voilà, la capacité parentale à pouvoir transmettre l'histoire de manière verbale à l'enfant et aussi la qualité du soin, c'est-à-dire la qualité de la relation de soins et notamment des soignants qui sont à même de pouvoir prendre en compte voilà, ces parcours de soins traumatiques, pouvoir les écouter, les entendre et les évaluer en amont pour qu'ils puissent être mieux pris en charge ensuite. Voilà, merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Pascal Evel. On vous passe le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était super intéressant de voir cet aspect. Ça nous éloigne de la paillasse, c'est pas mal des fois. J'ai deux questions en fait. La première, c'est est-ce que vous avez regardé le lien entre le niveau socio-professionnel de la famille et notamment enfin, dans quel établissement les enfants ont été. Est-ce que certains établissements ont plus ou moins une importance sur les préventions du harcèlement scolaire, etc. C'est ma première question. Et la deuxième question, c'est que votre cohorte, en fait, elle a passé 2-3 ans en Covid avec des masques sur le visage. Je ne sais pas si vous savez si ça a eu du coup un impact ou non. Oui, alors sur l'anxiété sociale, en effet, le premier cut-off que j'avais choisi était un article avant Covid. Et j'ai fait attention de prendre un deuxième article pour pouvoir avoir un autre cut-off sur l'anxiété sociale, sur une étude en effet sur des collégiens allemands post-Covid, pour pouvoir en effet comparer ce qui est comparable. Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait pertinent. Et après, est-ce qu'on a comparé... Alors, maintenant, il y a quand même des dispositifs, le dispositif phare qui est implanté, tout collège doit avoir ce dispositif et l'appliquer. Après, je n'ai pas comparé par rapport... je pense que maintenant, tous les collèges ont ça, donc je n'ai pas comparé cette variable, en effet. Véronique Abadi. Merci Pascal pour ce travail que je connais un petit peu, que j'apprécie beaucoup. Est-ce que tu as pu faire le lien, parce qu'on parle beaucoup d'intérêt et d'importance
de l'interaction précoce et de la structuration précoce du bébé, j'ai 2 questions. Est-ce que tu as fait le lien entre un diagnostic prénatal et la qualité de leur image de soi à l'adolescence et la qualité relationnelle dans les films que tu as fait, ou je ne sais pas si c'était des films ou des interviews, de la relation parents-bébé quand ils étaient petits, donc ce n'est pas leur souvenir réel, mais ce qu'ils ont imprimé dans leur confiance en soi, éventuellement transmis par les parents, et leur qualité d'image d'eux-mêmes à l'adolescence. Alors j'aurais bien aimé, mais malheureusement, dans la cohorte qu'il me restait, les 42, j'avais très peu de bébés qui étaient en retrait relationnel quand ils étaient bébés. Donc je crois que j'en avais 4 qui me restaient, donc je ne peux pas en tirer grand-chose. Voilà, mais j'aurais bien aimé. Et la deuxième question ? Et le prénatal, alors le prénatal, je crois que oui, dans ceux qui avaient une image de soi, il n'y avait rien de vraiment significatif, mais on avait quand même un taux de diagnostic anténatal bon, malgré le fait qu'on était en 2010. Voilà, par rapport à la cohorte de Lille, par exemple, où ils avaient beaucoup moins de diagnostic anténatal, je me souviens. Nous, je crois qu'on était quand même à 90%. Donc là aussi, difficile de comparer sur des tout petits effectifs. Oui, encore des questions. Oui. Oui, on vous écoute. J'ai une autre question. Donc, Aurélie Majorot, on est dans la même équipe et on réalise à chaque fois qu'on t'entend la chance qu'on a de t'avoir dans notre équipe. Auprès de nos petits patients et des familles. Une question par rapport à ce que tu as montré, c'était avant la mise en place des ateliers thérapeutiques. C'est vrai qu'on ressort tous, beaucoup d'entre nous, du congrès, la session francophone des fentes faciales à Marseille. On a vu le bénéfice depuis des années des ateliers thérapeutiques qui ont été mis en place, notamment par Isabelle James, avec Béatrice de Revier. Toi, tu le fais maintenant ici. Est-ce que tu voudrais faire une autre étude dans le futur en comparant ceux qui ont eu la chance d'avoir des ateliers d'éducation thérapeutique, en mixant les différentes pathologies d'ailleurs, ou pas? Alors, bien sûr, les préconisations, on ne fait pas une thèse juste pour regarder les chiffres. Les préconisations, c'est justement de prendre en charge bien les parents au départ, et notamment les pères, et d'aider les enfants dans leurs relations sociales, et notamment, les groupes d'éducation thérapeutique sont un outil intéressant. Et donc en effet au moment où cette population-là, j'avais pas encore d'outils pour les préados, et le résultat de cette thèse, c'est aussi de penser des outils pour des préados. Voilà, donc j'ai un petit peu des projets dans la tête. Mais ces préados-là n'ont pas bénéficié des ateliers d'éducation thérapeutique. Après, oui, bien sûr, il y aurait des recherches à faire sur l'effet à long terme de ces... Mais je pense que ça, c'est pas un atelier qui suffit. Je pense que c'est toute la prise en charge globale depuis le départ qui fait corps et qui fait que ça fortifie le développement, la construction de l'image de soi. J'ai encore une question. En fait, il y en a eu plusieurs en ligne en fait, sur ta présentation, dont une partie ont déjà été abordées, notamment sur la question du suivi de la prévention. Est-ce qu'il y avait par exemple des signes précoces éventuellement chez les enfants qui semblent le plus souffrir, on va dire, du handicap esthétique au sens très très large du terme? Est-ce qu'à posteriori, donc c'est pas évident, il y a une manière d'identifier peut-être précocement ces signes-là en dehors de... Enfin, voilà, c'est une des questions. Alors, un des critères... Et comment s'orienter vers éventuellement une prise en charge individualisée, en fait? Alors, ce qui a déjà été en partie abordé à l'instant. Oui. Alors, un des critères, et je trouve que ce qui a été intéressant à la fois dans la recherche sur la cohorte quand ils rentraient au CP et de ceux-là qui sont au collège, c'est vraiment la capacité à pouvoir raconter quelque chose de compréhensible en réponse aux questions des autres. Ça, c'est finalement un critère qui, dans la clinique, peut être assez facilement questionnable par le chirurgien, mais tu sais pourquoi tu es là, comment tu réponds aux questions quand on te pose des questions sur ta fente. Et là, la manière dont l'enfant va être capable ou non de raconter quelque chose de compréhensible, c'est un bon critère parce que dans les deux recherches, c'était à la fois à 6 ans et à 12 ans, c'était relié à la qualité de l'image de soi. Donc je pense que ça, c'est un critère intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Et une énième fois, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. On fera évidemment, on transférera tout
Oui, effectivement, je vous laisse quelques instants, oui, merci, pour regarder les dessins qui ont été faits, qui illustrent donc les 4 présentations qui viennent d'être réalisées. Alors, je ne vais pas les détailler moi-même, déjà parce que je ne les ai pas sous les yeux, en fait. Et ils seront, encore une fois, disponibles, de toute façon, sur le site secondairement, pour bien synthétiser de manière extrêmement pédagogique et ludique tout ce qui a été dit pour l'instant. En attendant, we are going to move on to the last presentation of this morning, so it's going to be a pleasure to welcome at the podium Dr. Bashak Uzial. Okay, so we are going to talk us about ERDERA project. So the way the management and research on rare disease is organized at a European scale. Thank you very much. Thank you. I think every congress should be like this with a jingle and a cartoon. I love it. Hello, everybody. My presentation is not scientific, but more representation of the project that I'm a part of as well. For the papers that came off this project, you can check our website if you want to read further. Today, I'm going to more talk about how is this project organized, what are the components that are potentially helpful for you all as well, because we have different funding, different network schemes, very likely also going to be benefit many of you here. So I called my presentation Accelerating Innovation Through Coordinated Research Platforms, the ERDERA approach. And I see some familiar faces. I'm guessing some of you already know the project a bit. What is ERDERA? And also, I'm Bashak Uysal. I'm a coordination member. Our coordination head, Daria Yulkovska. You might know her. She's in an event in Sofia, Bulgaria right now. Hence, I'm going to be presenting ERDERA. ERDERA is built on the shoulders of the giants that came before us. As many of you know, there were lots of initiations that took place before. One of them is more strategy. That would be International Rare Disease Research Consortium, European Commission, and other funding that existed. We also have funding that started in early 2000s with ERANET Rare, European Commission, as well as the support from industry. We also have infrastructures such as Orphanet, RD Connect, RDRI, SolRD, EATRIS, etc. We also, from early 1990s, the patient need organizations such as EURDIS and many other amazing organizations that you all very know well as well. When it comes to healthcare support, we also have European reference networks that creates the basis of many of our works. The project that came before ERDERA was called EGPRD, European Joint Program on Rare Disease. That was a project that went between 2019 and 24, and ERDERA is a continuation of this amazing project. What was the main objective? It was to create an innovation pipeline from bench to bedside, ensuring rapid translation of research results into clinical applications and its uptake in healthcare for the benefit of the patients. It had many components already in EGPRD that we continue today with ERDERA, which is the RD Research and Funding Hub, as well as a virtual platform that consists of many of our data sources, biobanks, and tools to use for data analysis. As well as we had our capacity building and empowerment hub as well. And on top of that, we also have Acceleration Hub, and the big house that we have is managed by the coordination team as well. EGPRD recruited over 2,000 people. It had 35 participating countries. The budget was one of the biggest ones for European Commission projects, 101 million euros. It had 130 institutions in Europe and outside of Europe as well. And all 24 ERNs was a part of this project. Many stakeholders were trained as a part of online and in-person trainings. I'm going to mention a bit further, there was different funding that was given to clinical and basic and foundational researchers.
There was innovation management toolbox with close to 1,000 resources that was developed as a part of EGPRD, and virtual platform was created during EGPRD. And virtual platform, as I'm going to explain a bit further, is the basis of the interactions we have in Erdera. But after this project was finalized, there were still some remaining needs. We still know that 95% of the rare disease are disregarded in terms of research and effective treatment options. We also know that almost half of the rare disease patients do not have a molecular diagnosis confirmation. We know that on average it's around 4 years. If you are being very positive, actually, I think in most countries that's not the case. The diagnosis is 4 years. And 52% of RD patients and caregivers have severe impact on their lives. So how do we connect these dots that were missing in the previous projects? Our aim is to develop the better diagnostics, as well as develop faster and better effective treatments, and always having an impact of the patients, families, and their caregivers when we are considering the rare disease ecosystem. One of the important things for Erdera, it's a European Commission project. You might not know, Horizon Europe 2020 framework. And it's the only co-founded partnership. What does that mean? We have private, public, and member states working together as a tripartite model, as we call it. Erdera in action. So we call Erdera as a house. We're a big happy family, where we have the coordination on top of the organization. But the core of it is the service hub as an expertise. We have expertise hub, data service hub here, as well as our clinical research network, which is our in-house research that is foundational and clinical research. We also have competitive funding that we offer, as well as we need to make sure that everything we find is translated between different countries, and there's also knowledge exchange between different countries and different legislations. So currently we have 37 countries with 108 organizations, and the budget is over 38 million euros for a span of 7 years. And our ambition is having full sustainability, so in case European Commission no longer supports us, we can be a house that's fully functional. One of the very important things in Erdera is that different streams, such as I explained, expertise, data service, clinical research network, they're not independent. The collaboration between these different work packages is always motivated, and this is a basic representation of how much close cross work package partnership exists currently. I think this might be the most interesting part for many of you here. We have different funding in Erdera. One of the most biggest ones is the joint transnational calls that just closed in February for the pre-proposals. Networking support scheme, multinational clinical research, clinical trial call. And we ensure that in every part of when we decide these different fundings, the patient's needs and involvement is possible through the patient organizations that are active part of Erdera. Joint transnational calls. Here the main goal is the enabling scientists in different countries to build an effective collaboration on a common interdisciplinary research project. And the participation of multiple countries, multiple institutes is highly motivated. And it has 2 stages. That's the pre-proposal, very close to many funding. And then after that, we also support you with data service hub and expertise hub on how we either can support your needs in your research project. This is a difficult to see slide, but very basically this is showing that every year there is a different team. So please follow this for the next year as well. In GTC 2021, it was more social sciences and humanities research for rare disease, whereas 2022 was more analytic tools development and pathways. And so these years, last year's was more preclinical therapy studies for rare disease using small molecules and biologicals. And as a part of last year's call, that now people are getting their funding in the next week. There were 20 countries, 33 million euro was committed for these projects, and overall, in the beginning, there were 164 eligible participants,
And as I said, right now, I think that we have around 20-30 projects that received this funding. This year's call just closed in February. That was resolving unsolved cases in rare genetic and non-genetic diseases through variant validation and new technologies approaches. And we also have a networking support scheme. This is one of our funding that is still open if you're interested in applying. I think we have 21 days to apply still. And this is a budget of 30,000 euros per event. And again, multi-country, multi-institute collaborations supported. And the aim here is to bring researchers in person for an event, for a congress, can be networking events. And eligibility is minimum 3 applicants from 3 ERDARA countries. Clinical trials cost, which I believe is also very interesting for the people here. There is a total of 30 million euro budget from the European Commission and with a possible addition for this call coming from national funding bodies. Definition of call topic and rules in 2025 was set, and the first call just happened earlier this year in January. As I said, our home research is clinical research network that has both foundational as well as clinical research. And we have 3 legs of the chair, as you can say: diagnosis, clinical trial readiness, and therapy development as the main purposes of clinical research network. We aim to accelerate rare disease diagnosis across Europe, and hopefully this translates to global scale as well. And our aim is to build a foundation with a governance framework, so we also aim to have federated learning between clinics as one of the main things of ERDARA. And it integrates Data Service Hub and GDI for seamless data exchange. The goal is that that's actually very close to being collected at the moment. 10,000 genomic data sets that is being analyzed as well. As we're in second year, there is big progress in this part. And innovation for faster diagnosis to better diagnosis process for patients. Data Service Hub, I'm the project manager of the Data Service Hub. So if you ever need help with the more Data Service Hub, I'm your contact person. Already by EGPRD, the virtual platform was established and well utilized. What is virtual platform? It's fair by design. That means the data sets are reusable and accessed through this platform. It can help you to find patients with particular condition in multiple sites. It's machine-readable consent and access conditions, reusable data for clinical trials optimization as well. Here you go. Currently, it has 45 resources connected, and these data sources are registries, catalogs, genotype, phenotype deposition, infrastructure, knowledge bases, as well as projects. It has over 100 biological pathways, 3 linkage discoverability levels, and it also allows us to do data reanalysis. Fair stewardship, we have a team dedicated to make your data fair and better usable for the research network. And it has computing infrastructure that both ERDARA and outside ERDARA researchers can use. And Expertise Service Hub, very similar to Data Service Hub, it also offers some technical support, but as well as mentorship and different expertise for ERDARA network. ERDARA Accelerator, let's say you use the funding from ERDARA or your national bodies, and then you can also get mentoring within the ERDARA for any project that can turn into a therapeutics, that can turn into a molecule or treatment option. And next step is if there's if it passes the criteria for adapted evaluation, you can get support in tools, services to enhance your outputs, as well as our acceleration hub helps you with due diligence. And if it turns into a perhaps public-private product, it also helps you with market and supporting you in the market. So this is a little bit more in detail from sourcing to
investor search, investor roadshow, and all that steps that might be necessary for that product. We also have education services, education trainings, and many of them in person, as well as our MOOCs, our online trainings for experts in the field, as well as the patients and their caregivers. We have very often fair data training for the bioinformaticians, pediatric training, Urology's Open Academy. We also work closely with them. And for diagnostic research as well, we offer multiple in-person and online trainings. These are some examples of the online courses that are free for the use of the entire community. As I mentioned, there is a big knowledge that comes from this project and the other projects, of course, and institutes. And we need to make sure that this expertise is communicated within the countries as well as with the other countries, and to ensure that there is a equality between our expertise. So for that, we have a big part, which is national mirror groups. I think I see some faces are actually part of national mirror groups here. So what are they? They make sure that whatever comes from their countries is communicated through ERDARA and other networks. And currently we have 18 national mirror groups established, 13 of them ongoing. And end of this year, very soon, we're going to have our target of 37 countries and MGs established. Of course, in this ecosystem, because it's a very small ecosystem, we need to support each other. We have collaborations with Jardin Project, European Genomic Data Infrastructure, Global Alliance for Genomics and Health, as well as Screen for Care, and many other collaborations are in progress at the moment. And none of that work would be possible without the amazing coordination team. So I want to thank my colleagues here, as well as all the members in our ERDARA network. So we are a team based in Paris and Barcelona. The coordination team is in INSERM. We also have our teammate colleagues in Barcelona supporting all the coordination activities. Thank you, and this is my email if you want to ask me questions after the event. Thank you very much for this presentation of ERDARA, very complete, and for giving us another point of view in the management and research of rare disease, because we need the connections, data, hubs, services, and funding, as you said. Do we have any questions in the audience? On peut se demander en français? Également en français. Également en français, ouais. Si vous voulez. Quel confort. Alors, commentaire en français, hein, n'hésitez pas effectivement déjà à nous soit contacter directement ERDARA, soit passer par la filière pour avoir des contacts. Encore une fois, tous les services qui sont proposés voilà, sont des aides à la recherche, au relais, au networking, à tout en fait. Voilà. Au financement. Vous êtes basé à Paris? À Paris, à Biopac, à 13e. D'accord. Oui. J'ai peut-être une question très spécifique. Moi, j'ai participé, j'ai eu la chance d'avoir un EJPRD, et en fait, le nombre de partenaires était limité au minimum et au maximum. Est-ce que c'est la même chose dans le ERDARA Joint Translational Call? Est-ce qu'il y a aussi des minima et des maxima d'équipes pour les projets? Oui, il y a minimum 5 partenariats pour la Joint Transnational Calls, mais il y a aussi un peu d'exceptions. Si c'est un patient organization, c'est un peu différent. Pour la petite règle, on peut regarder le site web, parce que c'est minimum 5, mais ça dépend. Pendant les autres questions, je vous invite à prendre connaissance également du résumé qui est derrière vous, du dessin synthétique. Oui, on peut dire aussi, effectivement, l'Europe a, alors sans chauvinisme aucun, mais beaucoup d'avance sur l'organisation de la prise en charge des maladies rares, sur la recherche, enfin, la France beaucoup, et l'Europe en général. Donc c'est vraiment une structure à laquelle il ne faut pas hésiter à faire appel. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public ou en ligne peut-être? Non, très bien, merci beaucoup. Merci. And it's amazing because we are ahead early on schedule today. I guess it's the first time, but it's not over. Yes, I'd like to invite back all the speakers of this morning to the podium so we can take a group picture.
Pour les gens qui nous suivent en ligne, nous nous retrouvons à 14h après la pause. We also have a poster session just during the lunchtime over there. Une dernière question dans le public? Eh ben, merci à tous en tout cas. Thank you everyone for this morning, and so see you in 2 little hours. Thank you. Oui. Les intervenants de ce matin, s'il vous plaît, à nouveau. So all the speakers of this morning, please join us. Thank you very much. Et on peut lancer les jingles. Merci, c'est parfait.
Je redis bonjour, je te laisse place pour le poster. Oui. Ok, parfait. On va recommencer. Merci pas. Oui. Pardon. C'est parti. C'est parfait. Merci de bien vouloir prendre place. Nous allons reprendre pour l'après-midi. Un peu de silence dans la classe, s'il vous plaît. Merci de nous retrouver pour cet après-midi. Donc, deuxième partie de la 7e journée recherche de la filière TETECOU. Merci d'être là, sur place, ici, en direct et en podcast, ou en tout cas en rediffusion, secondairement, quand vous nous regarderez. On va attaquer, avant de recommencer les présentations flash d'équipe de recherche, par le prix poster, puisque nos jurys ont délibéré pendant cette pause déjeuner. Et nous avons un poster gagnant. Oui. Merci Ariane. Merci Nicolas, merci à tous. Donc ça a été très difficile parce que vraiment il y avait une qualité exceptionnelle et donc entre membres de jury il y avait des discussions qui ont été quand même un peu toniques. Et donc la personne qui va avoir ce prix poster aujourd'hui s'appelle Gaëtan Caravello, qui est Diagnostic Complexity of Dentinogenesis Imperfecta Involving DSPP Genetic Variants. Est-ce que Gaëtan peut nous rejoindre? Ah, c'est toi. Donc Gaëtan est Alexandra. Donc Alessandra Jiménez Amiro, qui, on la connaît aussi, joue un rôle majeur dans la filière, et notamment à Strasbourg. Donc félicitations, on a été impressionnés par la taille de votre cohorte. Bon, ça a été difficile parce qu'il n'y avait que des qualités, et donc on va avoir la remise de votre prix. Évidemment, on peut préciser que ça n'a rien à voir avec l'appartenance à la filière, bien sûr. Voilà. Alors, effectivement, Alexandra travaille dans la filière, mais je précise évidemment que, ce prix n'a rien à voir avec son appartenance à la filière, puisque c'est vraiment, elle fait aussi partie d'une équipe de recherche et les posters ont été évalués par nos 4 orateurs internationaux de ce matin, enfin de cet après-midi. Donc vraiment, ça n'a absolument aucun rapport. Eh bien, allons-y, on reprend donc des présentations rapides. Je remercie à nouveau tous les orateurs de maintenant et d'un peu plus tard de bien vouloir respecter le temps de parole, mais ce matin, ça s'est parfaitement passé, donc on va continuer sur cette lancée. Présentation flash d'équipe de recherche, d'équipe partenaire, laboratoire de biologie cellulaire Biotis, Mathilde Fénelon. Merci beaucoup. Donc tout d'abord, un grand merci de me donner l'opportunité de présenter donc mon laboratoire de recherche, Biotis, qui est un laboratoire donc, de bioingénierie tissulaire situé à Bordeaux. Donc on est plusieurs cliniciens rattachés à ce laboratoire et la majorité d'entre nous faisons également partie du centre de compétences des maladies rares orales et dentaires. Donc l'objectif de notre laboratoire, c'est vraiment de créer de nouveaux substituts biologiques qui vont viser à restaurer, maintenir ou améliorer la fonction des tissus. Donc, de façon historique, il y avait vraiment deux grands axes qui étaient développés au sein du laboratoire. C'était tout ce qui allait être régénération osseuse et vasculaire. Et puis, depuis quelques années maintenant, on a vraiment étendu les principes de l'ingénierie tissulaire à la régénération de nombreux tissus. Donc maintenant, on s'intéresse aussi aux tissus gingivaux, aux tissus dentaires, à des modèles en néphrologie. On va aussi utiliser un petit peu tout ce qui est organoïde, comme on a pu le voir ce matin, pour créer des modèles d'études, notamment
pour simuler les environnements de cancer et évaluer de nouvelles thérapies. On s'intéresse aussi à la régénération cutanée. Donc voilà, au fur et à mesure, les indications vraiment se sont multipliées. Et puis, donc on se base toujours sur le principe de l'ingénierie tissulaire. Donc on va associer une matrice biologique ou synthétique avec des cellules souches et éventuellement des facteurs de croissance. Et de plus en plus aussi, on bénéficie donc de l'ART, l'accélérateur de recherche technologique qui est abrité par notre unité Biotis, et on bénéficie donc de leur expertise dans tout ce qui va être biofabrication. Avec notamment tout ce qui va être fabrication additive ou bioencre. Donc, ça va pouvoir nous servir à élaborer, par exemple, là, il y a un projet sur un substitut gingival qui est imprimé couche par couche en essayant de différencier les principales couches des tissus gingivaux. On a aussi de plus en plus recours à tout ce qui va être intelligence artificielle et machine learning, avec notamment un projet actuellement en fait où on s'intéresse à des marqueurs en fait au niveau du morphotype du palais, de la cavité buccale, comme qui pourrait permettre en fait le dépistage précoce de certaines maladies rares, notamment osseuses au niveau de la face. Et puis, on est aussi leader dans tout ce qui va être matrice extracellulaire auto-assemblée, qui avait initialement des applications en vasculaire. Et puis là, on va s'y intéresser pour notamment des maladies cardiaques rares. Voilà, donc l'idée du laboratoire, ça va être vraiment le développement de ces nouveaux substituts biologiques et puis leur évaluation, donc biologique, mais aussi mécanique. Et souvent, on va jusqu'aux études précliniques chez le petit et le gros animal. Un des projets dont je voulais vous parler aujourd'hui, le projet dont je vais parler aujourd'hui, concerne les membranes placentaires, parce que c'est un sujet qui est un petit peu à l'interface entre l'activité de recherche et notre activité hospitalière, et donc notamment sur la membrane amniotique. Donc, vous savez, la membrane amniotique, c'est la partie la plus interne du placenta. C'est une membrane qui est connue pour ses propriétés biologiques, anti-inflammatoires, antifibrotiques, aussi peu immunogènes, et qui ont des actions aussi au niveau de l'angiogénèse. Donc cette membrane, en fait, du fait de ses propriétés biologiques, elle est déjà couramment utilisée dans certaines spécialités médicales, notamment en ophtalmologie. Et nous, au sein du laboratoire, on s'intéresse à son utilisation pour la régénération osseuse. Donc on a déjà obtenu des résultats très intéressants pour la régénération osseuse chez le petit animal, avec notamment une régénération osseuse qui est accélérée. Et puis voilà, on s'est intéressé, on a comparé différentes méthodes de préservation de cette membrane, et on l'utilise aussi actuellement donc dans un PHRC multicentrique qui est porté par Besançon et où on est investigateur à Bordeaux, et donc là on s'y intéresse pour le traitement des ostéochimionécroses, donc qui sont classés dans Bamar en maladies rares, et qui sont des nécroses osseuses liées à la prise de certains traitements qui inhibent la résorption osseuse, notamment dans des contextes d'ostéoporose ou dans des contextes plutôt malins de cancer avec des métastases osseuses. Donc voilà, nous on s'intéresse à cette membrane placentaire qui a donc beaucoup de propriétés, mais on a vu aussi des limites dans nos applications en chirurgie orale et maxillofaciale, notamment liées à sa finesse et au fait qu'elle va être difficilement manipulable. Donc les travaux, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit précédemment. Là, c'est s'aider en fait des techniques de fabrication additive pour renforcer cette membrane, faire une membrane composite qui va allier à la fois donc les propriétés biologiques de notre membrane placentaire aux propriétés mécaniques d'une membrane synthétique qu'on va imprimer par impression 3D sur notre membrane placentaire. Et alors, pour les collaborations, je n'avais pas trop compris. Je pensais pas qu'il fallait mettre les collaborations existantes. Je pensais que c'était si on recherchait des collaborations. Donc, j'avais pensé éventuellement, s'il y a des laboratoires où vous avez des modèles précliniques avec plutôt des pathologies, parce que nous, on a l'habitude de tester cette membrane chez des animaux sains, on va dire, juste pour la régénération osseuse. Et ça pourrait être intéressant de la tester dans des modèles avec des pathologies préexistantes pour un petit peu mieux étudier les mécanismes de la régénération sous-jacente. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une question ?
Non, alors moi j'ai pas de questions. Par contre, je crois savoir à qui je vais donner votre nom, votre adresse. J'ai des équipes partenaires, voilà. Effectivement, je ne sais pas s'ils auront des choses à voir avec vous, mais à mon avis, probablement, effectivement. Merci beaucoup. On va passer à la présentation suivante. J'ai le plaisir d'appeler M. Bernard de Vauchel au pupitre. Chirurgie, imagerie et régénération tissulaire de l'extrémité céphalique. Donc, création d'un institut de recherche dévolu à la défiguration. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour cette invitation à venir présenter devant une assemblée si noble l'Institut Faire Face. Je n'avrais la présentation qu'on m'a demandé, enfin, qu'on m'a donné à faire là comporte un nombre tellement important d'images que je vais être obligé de vous les passer très vite, ou bien je vais vous les laisser et me contenter de quelques images simplement. Voilà, les choses ont été... Voilà. Alors, voilà, j'allais dire notre enfant, cet Institut Faire Face qui a été inauguré en mai 2022 et dans lequel nous avons réuni un certain nombre de chercheurs, de cliniciens autour de l'extrémité ou des pathologies de l'extrémité céphalique avec 3 fonctions, la formation, l'information et la recherche. Il a fallu 15 années pour aboutir ou faire aboutir ce projet entre, il y a 20 ans, le privilège que nous avons eu de réaliser la première allotransplantation de tissu composite au niveau du visage, n'est-ce pas? Et nous en avons fait d'autres depuis, dont la dernière il y a quelques semaines, quand il n'y en a au total dans le monde que 55 à notre connaissance. Alors vous voyez tout ce cheminement avec la création d'une équipe de recherche en 2018 qui s'appelle, c'est un jeu de mots, chimère, chirurgie, imagerie, régénération, mais qui rejoint bien effectivement la problématique profonde liée à l'allotransplantation de tissu composite. Alors, cette équipe donc a deux buts à développer, ou plutôt 2 axes importants de recherche qui réunissent en fait toute une série de compétences autour de la robotique, de l'imagerie et de la biologie. Je vais essayer d'aller très vite, vous m'excuserez de vous passer ces images avec un fort investissement dans la robotique et essayer de réunir les vertus des différents robots. C'était un travail que nous menions depuis une 12aine d'années avec l'université de Bâle pour développer ce robot qui aujourd'hui n'a pas l'accréditation européenne mais qui nous a permis malgré tout d'opérer et qui nous fait repenser sur le plan chirurgical les tracés d'ostéotomie. La super microchirurgie, d'aucuns en ont peut-être entendu parler, qui reprend les principes de la téléchirurgie, du Da Vinci ou du robot Da Vinci, mais qui nous permet d'aller au-delà de la dimension manuelle quand on maîtrise les techniques donc, de microchirurgie. Surtout, ça nous ouvre des perspectives de recherche, notamment dans la prise en compte de la chirurgie des pathologies lymphatiques, et on va le voir aussi d'un certain nombre de pathologies au niveau cérébral dans les hydrocéphalies. Un long travail mené également depuis fort longtemps avec le département, le CEA LIST, sur les vertus que peut apporter la robotique à l'apprentissage pour le chirurgien, non pas seulement du geste, mais de la sensibilité, car un robot ne donne pas de retour haptique, il ne ressent pas. Et c'est peut-être effectivement un petit peu l'un des inconvénients que l'on peut opposer à la cobotique ou à la robotique. Nous travaillons avec des biochimistes autour de la médecine de précision et notamment en cancérologie autour de l'envahissement périneural. Nous avons travaillé avec l'UTC autour de la régénération nerveuse et on revient en essayant d'inventer de quoi pouvoir substituer à la greffe nerveuse ces espèces de biosubstituts implantables
fait de fils électrospinés. Et puis nous avons également travaillé sur l'ingénierie de tissus osseux. Ce matin, vous avez eu la présentation de M. Taïbi. Pardonnez-moi d'aller vite. Nous avons également le privilège, dans ce qui nous a été donné sur le plan national et international, de disposer donc d'une IRM, à la fois d'une IRM pour la recherche en pathologie tumorale ou en neurochirurgie, mais surtout une IRM, alors donc recherche humaine, mais également recherche animale, avec les travaux d'Olivier Balédan concernant l'IRM de flux, c'est-à-dire la mesure des flux grâce à l'IRM, et qui permet d'offrir des perspectives, non seulement dans la prise en charge des hydrocéphalies et des hypertensions intracrâniennes, mais peut-être aussi dans certaines maladies dégénératives, en nous ouvrant, couplant l'IRM et couplant la super microchirurgie, de peut-être répondre à certaines pathologies tout à fait particulières. Je vous laisse lire, si vous arrivez à lire suffisamment rapidement, pour les 10 secondes que je vous laisse exposer l'image. Privilège également nous avons d'avoir, sur le modèle de ce qui se passait à l'Université technologique de Compiègne, cette plateforme d'analyse des mouvements de la face et uniquement consacrée au visage. C'est le travail du professeur Stéphanie Dagpé, qui nous permet, bien évidemment, dans notre domaine, qui est celui de la chirurgie du visage, de mieux comprendre et de mieux également aider les patients à être réhabilités, soit dans le cadre des paralysies faciales, soit aussi dans le cadre des allotransplantations de tissus composites au niveau du visage, où on s'aperçoit qu'il n'est pas possible de restituer une fonction motrice identique. Nous avons aussi eu le privilège de travailler avec notamment des collègues psychologues qui faisaient partie de l'équipe et qui s'étaient impliqués, et ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu auparavant, qui s'étaient impliqués donc dans la prise en compte des autistes. Ça nous a ouvert également, on va le voir après, des ouvertures vers le monde de l'art, avec ces techniques d'eye tracking qui nous permettent d'analyser effectivement le regard ou le sens du regard des gens porteurs d'un certain nombre de pathologies. Et puis, peut-être suis-je particulièrement sensible à cette dimension. Nous avons quand même un long passé de liens, mais c'est le visage qui nous oblige peut-être à avoir ce long passé, avec aussi bien les historiens, aussi bien les philosophes. Il y a quand même un certain nombre d'ouvrages connus qui sont sortis avec le monde de l'art, avec un certain nombre d'expositions que nous pouvons entreprendre. L'équipe vient d'avoir une reconnaissance importante, puisque 5 ans ou 6 ans après avoir été créée, elle a eu le label de l'INSERM, ce qui est à la fois exigence, mais qui est également privilège. Nous sommes intégrés à un certain nombre de projets nationaux que vous voyez listés ici, avec des collaborations et avec différentes universités, notamment dans le domaine de la régénération nerveuse avec Rouen, Marseille. Je ne vais pas épiloguer sur davantage. Donc ça, c'est le côté recherche. Uniquement, sachez que nous disposons au sein de l'Institut, et je vous inviterai bien, si vous le voulez, l'année prochaine, à faire votre réunion de... pourquoi pas à Amiens, vous seriez invités. Nous avons là toutes les disponibilités, voilà, la qualité de réception pour voilà, vous découvririez ce magnifique bloc opératoire de cette table d'opération qui nous permettra également d'accueillir, pourquoi pas, des équipes qui voudraient mener un certain nombre de travaux. Nous y faisons bien évidemment également de la formation. Faut-il ajouter que la dimension du regard porté sur l'autre et la dimension du regard porté sur le visage détruit, mal formé, est une chose qui s'éduque. Vous le voyez là-bas dans le fond, je viens de la ville d'Amiens, comme un certain président. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. de Vauchel, de cette présentation de cet outil. Alors, est-ce qu'on a une question pour un outil aussi polyvalent, multifacette? C'est peut-être un petit peu compliqué. Êtes-vous sûr que c'est un privilège? La question est, êtes-vous sûr que c'est un privilège? Comment dirais-je?
il faudrait réinscrire ça dans une histoire beaucoup plus longue, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de circonstances qui me laissent penser que c'est un privilège. Voilà. Peut-être le mérite-t-on, mais ce n'est pas à moi de le dire. Et merci d'avoir joué les jeux d'une présentation rapide. Et par contre, nous risquons de répondre positivement à votre invitation aussi. Hein. Attention, hein. Ok, ben, merci. Et ben, je crois que c'est noté. Si, une dernière petite question au fond. Aurélie, oui, on a le micro. Aurélie Majoro. Félicitations et bravo pour ce que vous avez construit et mené. J'avais une question plus sur le côté technique et technologique des robots utilisés. On a des liens avec l'Université de Strasbourg qui travaille aussi avec l'IRCAD. Est-ce qu'il y a un partenariat ou c'est des robots complètement différents par rapport à ce que fait l'IRCAD dans le monde aujourd'hui en robotisation ou c'est... Alors, ce qui est assez curieux, c'est que la création de l'Institut Fairfax repose sur l'exemple de l'IRCAD. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de l'IRCAD. L'IRCAD a beaucoup travaillé au départ, et c'est le privilège ou l'avantage qu'il a eu, le mérite qu'il a pu avoir, que de faire cette première téléchirurgie des États-Unis. Voilà. Et ça a donné lieu, effectivement, ou ça a accompagné, si vous voulez, la création de l'IRCAD. Et nous, c'est un petit peu pareil. Comment un événement clinique particulier a pu... Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous travaillons avec... il y a une start-up qui est développée autour d'un projet qui s'appelle le GRECO, groupe de recherche, etc., et qui cherche effectivement à réunir les différentes possibilités qu'offre là, plutôt que d'être obligé de changer à chaque fois selon les industriels de robots. Autrement dit, d'avoir un robot que l'on pourrait programmer pour pouvoir à la fois faire un geste de précision, par exemple, à la fois un geste de découpe osseuse, à la fois faire un geste de téléchirurgie. Bien, il y a là, si vous voulez, une espèce de volonté oui, réunir dans un seul appareil. Voilà. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même. Et puis, les applications aussi sont un petit peu différentes. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais eu l'occasion de rencontrer M. Maresco en son temps. Effectivement, oui, effectivement. Merci encore. Eh bien, on va enchaîner. On continue. Nicolas Garcelon, plateforme Data Science. Merci d'être là aujourd'hui. Alors bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler de la plateforme Sciences des données de l'Institut Imagine, qui existe depuis 2012. Je suis arrivé à Imagine en 2012 et puis j'ai construit cette plateforme au cours du temps qui s'oriente autour de l'intelligence artificielle, entrepôt de données et de diagnostic. Je vais rentrer plus en détail. Donc nos thématiques de recherche, c'est vraiment essayer de rendre exploitable la mémoire hospitalière à travers l'intégralité des données qui sont produites par les médecins, avec des stratégies d'entrepôt de données, d'analyse des données textuelles, des données multimodales, et avec par exemple la mise en place de moteurs de recherche de type Google dans l'hôpital et d'autres outils d'exploration. Donc ça nécessite d'avoir des techniques de traitement automatique du langage, de développement logiciel. Au niveau des thématiques, on est aussi sur l'errance diagnostique, comment essayer de retrouver des patients non diagnostiqués à partir des données de vie réelle, donc à partir des données produites par les médecins. Et donc pour ça, on a des méthodes qui permettent d'avoir des représentations informatiques des données des patients, développer des algorithmes aussi pour essayer de retrouver ces patients. Et comme on est sur des maladies rares, on ne peut pas appliquer des méthodes de machine learning traditionnelles. On a des méthodes qui s'appuient sur la similarité, par exemple, et qui permettent de fonctionner même si on n'a qu'un seul patient diagnostiqué. Et donc pour ça, on va aussi utiliser des méthodes d'intelligence artificielle. On va aussi travailler sur des méthodes de signature phénotypique. Donc ça, typiquement, dans le cadre de projets RHU, comme RHU6 d'Olivier Hermine sur les sickle cell, ou de projets aussi sur les épilepsies rares. Donc essayer, à partir des données cliniques, essayer de trouver des signatures de réponse au traitement, des signatures diagnostiques, des signatures pronostiques. Et donc on va utiliser, encore une fois, des méthodes de représentation des données des patients à partir des données cliniques. Les deux projets phares que je voulais présenter aujourd'hui, c'est le projet, tous les deux sont pour l'errance diagnostique, pour essayer de diagnostiquer des patients à partir des données hospitalières. Le premier, c'est Dr Warehouse, qui est l'entrepôt de données hospitalier qu'on a créé à Necker
et qui permet, à partir des comptes rendus hospitaliers, d'essayer de retrouver des patients non diagnostiqués dans tout l'entrepôt. Donc pour ça, on va créer des patients archétypes qui vont un patient pour une maladie rare et essayer de retrouver des patients qui lui ressemblent. Et on a développé, en regard de ça, le projet qui s'appelle ID, qui fait la même chose, mais à partir des photographies des enfants. Et donc on a un algorithme qui va essayer de retrouver des patients qui ressemblent à un patient diagnostiqué. Et donc on a à la fois mis ce modèle d'intelligence artificielle dans la photothèque de Necker, qui est utilisé par les généticiens de Necker pour essayer de retrouver des patients qui ressemblent à des patients diagnostiqués. Mais on a développé aussi une application téléphonique qui permet de prendre en photo un patient, puis d'indiquer les diagnostics des patients qui lui ressemblent le plus. Et donc dans les perspectives qu'on a, c'est vraiment diffuser ces technologies dans d'autres hôpitaux, pour lesquels il y a une errance diagnostique peut-être plus forte qu'à Necker, où il y a beaucoup trop de spécialistes pour que ce soit utile, à la fois à partir des comptes rendus et à partir des photos. Et dans les collaborations, alors le projet ID, ça a été mené vraiment en étroite collaboration avec Roman Hossein-Consari, chirurgie maxillofaciale, l'équipe de génétique de Necker. On travaille aussi avec le CHU d'Angers sur la partie errance diagnostique à partir des comptes rendus, en collaboration avec Codoc, qui est la spin-off d'Imagine qu'on a créée en 2017 pour diffuser ces technologies autour d'entrepôts de données de santé. Et puis plus généralement, on travaille avec toutes les filières maladies rares et tous les centres de référence qui sont à Necker. Voilà pour moi. Merci beaucoup, parfaitement dans les temps, tout va bien. Est-ce qu'il y a une question ou plusieurs pour Nicolas Garcelon? Sinon, j'ai une remarque, comme à chaque fois, on sait très bien, on s'en sert énormément de ces outils-là, enfin, nous, au quotidien, donc on est ravis. Et à Heidi, je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir, mais je crois que c'est extrêmement prometteur aussi. Il faut aussi des marquages CE pour que ce soit... Ouais, pas encore. Pas encore de marquage CE, c'est ça? Mais la généticienne l'utilise. Ouais. Merci beaucoup. Dernière présentation rapide. Oui, Jean Boisson, c'est vous. Bienvenue, merci beaucoup. Mécanique du vivant et santé. Donc bonjour à tous, donc, je suis Jean Boisson, je travaille à l'ENSTA, qui est une école d'ingénieurs sur le plateau de Saclay, qui appartient à l'Institut Polytechnique de Paris. Et je vous présentais notre groupe de recherche qui appartient à un laboratoire de mécanique un peu plus généraliste, où à partir de notre savoir-faire en mécanique industrielle ou de gros ensembles, on a appliqué notre savoir-faire au vivant et à la chirurgie. Et en fait, le groupe a démarré son existence en 2016 à travers un projet qu'on appelle le projet Vivodogma, qui s'intéresse à la distraction mandibulaire. Alors, c'était en collaboration avec Natacha Kellub de l'hôpital Necker. Alors, je pense que vous savez pour la plupart ce que c'est que la distraction mandibulaire. Pour ceux qui ne le savent pas, l'idée, c'est de faire de la chirurgie, un transfert osseux, une avancée osseuse pour des défauts osseux, des microsomies, des choses comme ça. Généralement, c'est fait chez les enfants et l'idée, c'est de faire transférer un os de manière progressive pour agrandir cet os. Alors, sur la mandibule, ça se fait très bien, ça peut se faire sur d'autres os. Et généralement, en fait, ça se fait grâce à un distracteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un distracteur? C'est voilà, c'est cet objet-là. Alors, c'est deux plaques reliées par une vis sans fin. Et la chirurgie est très simple, enfin très simple, parce que c'est pas moi qui l'a fait, mais qui consiste à faire une fracture de l'os. Vous vissez le distracteur, les deux plaques distracteurs de chaque côté de votre trait de fracture, et ensuite l'idée c'est d'écarter ces deux fragments d'os progressivement pendant 1 mois. Et à l'issue de ce mois d'activation, vous retirez la tige et vous laissez consolider. Vous avez un nouvel os. Le problème, c'est que vous avez bien compris que pour activer cette distraction, vous avez besoin d'une tige, et cette tige, elle est transmuqueuse ou transcutanée, et c'est les parents qui doivent activer. Donc c'est très douloureux, ça a un problème d'occlusion, des choses comme ça. Et le projet, en fait, est très simple. Il s'agit de remplacer cette tige par un système d'aimant. Alors on a des spécialités en structure magnétique au laboratoire, et le concept est tout simple. Vous avez un aimant à l'intérieur du distracteur, ici, un aimant extérieur. Lorsque vous tournez cet aimant, vous appliquez une force sur l'aimant interne et vous pouvez étirer
vos tissus mous et donc activer la distraction. Donc on a réussi à développer ce dispositif. On est en cours de transfert vers un tiers exploitant. Mais ça a créé en fait des compétences en fait en mécanique du vivant, en mécanique chirurgicale, qui a permis de décliner ça en plusieurs projets. Je vais vous parler juste d'un petit projet, enfin d'un autre projet qui est sur la décellulation des os. Donc c'est en collaboration avec le professeur Benoît Langelet de l'Université catholique de Louvain. Et en fait, la problématique, c'est que si vous avez un défaut osseux, vous avez différentes stratégies pour combler ce défaut osseux. Une des possibilités qui pourrait être explorée, c'est de faire de la greffe décellularisée par perfusion. C'est-à-dire que vous prenez un os sur un sujet anatomique, sur un donneur, vous enlevez tout le matériel qui va créer le rejet et vous pouvez implanter cet os. Le problème, c'est que pour enlever tout ce matériel-là, c'est très compliqué. L'équipe de Benoît Langelet a créé une méthode qui utilise les voies naturelles pour faire cette décellularisation. Ils utilisent les artères et des choses comme ça pour les fémurs, par exemple. Et nous avons commencé à collaborer pour voir quel était l'effet sur les propriétés mécaniques de ces os décellularisés. Et on a vu que c'était a priori utilisable, en tout cas sur les fémurs porcins. Et on s'est intéressé à la mandibule, savoir comment était-il possible d'appliquer ce processus-là à la mandibule. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre la vascularisation de la mandibule. Et à notre grande surprise, il n'y avait pas forcément consensus sur celle-ci. Et donc, on a commencé à explorer l'albiblio. On a vu qu'il y avait des possibilités d'arches vasculaires, deux manières de nourrir cette mandibule. Mais pas forcément des choses toujours très bien décrites, en tout cas de notre point de vue, même si on va peut-être s'attirer les foudres. Mais on s'est posé une question, mais comment faire pour cartographier cette mandibule-là ? Et c'est là où encore notre caractère mécanique, de mécanicien est venu. On s'est dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter dans une mandibule, alors qui a été effacée ici, du produit de contraste, mais pas à débit constant, mais à pression constante. C'est-à-dire que vous appliquez de pression de plus en plus forte. Et en fait, ce produit de contraste, à chaque pression, vous allez faire un scanner et vous n'avez pas du tout la bonne image, mais grosso modo, à chaque nouveau scanner, vous avez un nouveau territoire envahi par le produit de contraste et vous êtes capable de reconstruire la vascularisation de la mandibule par pression, par incrément de pression. Ce qui nous a permis de montrer que, d'une part, on arrivait à partir de l'artère maxillaire à envahir toute la mandibule. Et donc, ça veut dire qu'a priori, en utilisant cette artère, on peut réaliser une décellularisation complète de mandibule. Et en plus, ça nous a permis non seulement de voir quelques curiosités anatomiques, et ça nous a permis aussi de développer une nouvelle technique d'exploration de la vascularisation qu'on espère développer à d'autres os et d'autres organes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que je vais trop dépasser. Merci d'avoir joué le jeu du contraire d'interprétation courte. Une question ? Oui. Je me demandais, pour les essais précliniques en souris, est-ce que vous faites ces distracteurs pour ces petits animaux ? Non. En fait, pour passer sur l'humain, il n'y aura pas forcément d'essais précliniques sur les animaux, parce que les seuls animaux qui sont pertinents, c'est plutôt les moutons. Et en fait, faire un essai clinique sur les moutons, c'est très compliqué, parce que si vous posez un distracteur sur un mouton, il va probablement le débricoler très rapidement. Donc l'idée, c'est de faire un dossier complet pour montrer la non-nocivité, ce qui est a priori le cas pour l'instant, avant de passer directement sur un essai clinique en centre classique. Eh bien, super. Merci beaucoup. Je te laisse la parole, Ariane. C'est parti. Bien sûr. Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Mary McDougall, qui va donc nous parler du sourire, Discovering with a Smile, Craniofacial Genetics and Beyond. Et donc, professeur Mary McDougall est de UBC, Vancouver au Canada, et s'est déplacée rien que pour nous tous.
Thank you. I want to thank the organizational team for inviting me here to listen to all the wonderful research being conducted here and to congratulate you on 10 successful years and the 7th symposium. I am going to be discussing research conducted at 2 universities, but the basis of which is the human smile, which is fundamental to how we as humans connect and has very transformative powers for us as social beings. But related to research, we've had a number of opportunities through a human smile when things don't quite go right, to have a gateway for discovery, innovation, and knowledge. And I'm going to talk to some of the discoveries we've made with the smile. I'm going to highlight some findings done at the Global Center for Oral and Dental Disorders at the University of Alabama at Birmingham, and talk about our mission and organization, which mimics, I must say, the wonderful work that you're doing here in France, within the United States. Talk to discoveries in 3 diseases: cleidocraniodysplasia, amelogenesis imperfecta, a syndromic form, and then radicular dentin dysplasia. But also to talk about some of the unique approaches we've undertaken to develop some unique resources that can be used to make new discoveries. Mouse models, which are quite common, but then establishing human immortalized cell lines from patients that carry mutations that are identified associated with rare diseases. Also, I'll introduce a new center that will be funded next month by the university, which is the Craniofacial Oral and Dental Disorder Research Cluster. And again, that's trying to organize this consortium within Canada with the 10 Canadian dental schools, but also then hopefully through interactions here and colleagues here, a formal collaboration with your established network. So the Global Center, or GC Coded, was an interdisciplinary center that was initially established at the University of Alabama at Birmingham. And it was to make new discoveries related to rare diseases, advance scholarship, provide a training ground for young investigators, and to serve as a clinical resource for patients, and then also advocacy and fundraising for resources for those families. In the United States, there's not a source for private medical funding for these patients, so often they're in need for dental and medical care. So the University of Alabama, I'm sure many of you don't know, is highlighted Alabama in red. It's in the southern part of the United States. And UAB is a urban campus located downtown. And it was also associated with an Institute of Oral Health. And then we also had a clinical research center. So the organizational structure were to take these unique resources within a faculty of dentistry, but also coordinate them with the university at large. We were fortunate to have a large NIH, National Institute of Health grant for practice-based research network, which were clinicians addressing oral health problems in the community, the Institute of Oral Health, and then tapping into UAB's Heflin Genetics Center that had a clinic looking at rare diseases, and then establishing within the dental school a dental genetic clinic.
This was also correlated with a training program that was funded by the National Institute of Dental and Craniofacial Research that would provide a pipeline for faculty members in dental school to pursue this type of research. So the dental clinic we established was to standardize and prioritize the best practice care for patients, and to look at developing guidelines for monitoring these patients long-term within our clinic. Also to provide evidence and consensus-based clinical care. So obviously, this dental clinic had a number of various disciplines and specialties associated with it, mostly orthodontics, prosthodontics, and pediatric dentistry. And the consortium identified phenotypes of interest, and some of those are listed here. But it was really open to anyone that had what was considered a less than normal presentation within our normal dental clinic. And it provided an opportunity for wonderful discoveries. Now, this just highlights our training program, which was called DART. And this program provided dental school students for training and research, as well as PhD students, postdocs. And the outcomes, our first student here, Ava Slimani, who trained in my laboratory, is now on faculty as an orthodontist with a PhD, and she just received her first grant to look at SRA and the genetic basis of that condition. So the goal that we have, and I think that's common to many of the people in your cohort, is to improve our understanding of rare diseases, their cause and mechanisms, to be able to make early diagnosis, do risk assessments within cohorts of patients, discover potential new drug targets, look at mechanisms of intervention and prevention within these patients, and better define the molecular basis of the disease and establish better classification systems. And one of the cases I'm going to talk about, there was a poster on amelogenesis imperfecta and syndromic and non-syndromic. So I think there's a lot of room there for improvement. Our basic strategy, as with most investigators here, is to develop cohorts of patients that are affected with these conditions, and then develop mouse models that I'll show you. In some cases, mouse model systems don't reflect the phenotype we see in patients. And then we went on to isolate teeth that are normally potentially extracted for clinical reasons within the patient cohort, and then establish cell lines and immortalize these so they can be used for in vitro studies. So we use the tooth as a model system of development. And I'll go over this very quickly because I know a lot of you are familiar with the tooth, but it develops because of epithelial mesenchymal interactions. It leads to very highly specialized cell types, which are the odontoblasts expressing dentin and ameloblasts, which make enamel. After the crown is formed, that is followed by the establishment of the root through the interactions of the Herzwig epithelial root sheath, and that leads to formation of the root structures. So historically, conditions are classified by
their specificity. So in the case of a single tissue being affected, those are non-syndromic conditions. Where one or more or two or more tissues are affected, then they're classified as syndromic. And if they're also characterized by the tissue affected, be it enamel with amelogenesis imperfecta or dentin affected, dentinogenesis imperfecta. And they are further characterized generically by their inheritance patterns within families. So is it a dominant trait, recessive, or X-linked? So what we did is established a simple classification for the dental disorders that we were seeing within our dental clinic, those affecting tooth number, which would be the hypodontia or hyperdontia. And the hyperdontia was of special interest for us because these patients have extra teeth. So correlating this with our researchers interested in tooth regeneration in biomaterials, that work could lead to some insights. Structural diseases were those that affected the extracellular matrix of the teeth in the dentin, the dentinogenesis imperfecta, and we had the presentation in winter looking at characterizations of mutations in DSPP associated with that condition. But amelogenesis imperfecta, that's affecting enamel formation, much more complex, about 70 genes associated in the literature to date, causing enamel defects. And then morphological diseases where the shape or structure of the tooth is affected. And what I'm going to be talking about is rootless teeth or the radicular dentin dysplasia. So related to root number, clitocraniodysplasia is a disease that not only affects the dentition, but the skeletal issues. This is some of the classic clinical presentations: short stature, missing clavicle, and dental-related supernumerary teeth, or what is really a third and fourth dentition. This condition is known to be caused by mutations in the gene RUNX2, which is a transcription factor that is critical for normal bone formation. And there is a knockout mouse generated for RUNX2, but in this case, the skeletal phenotype is reflected of what is seen in human patients, but related to the dentition where humans have extra teeth or a third dentition. These mice have missing teeth or arrested tooth formation, so it doesn't mimic the phenotype that we see in patients. So what we did is through connections locally at our dental school and other dental schools in the US and globally is developed a cohort of patients with clitocraniodysplasia or CCD. To date, we have 21 families with the condition, and this has an incidence in the general population of about 1 in a million. So this really talks to the importance of collaborations and pooling resources, both locally and globally. So of this cohort, what we did is looked at alterations in the RUNX gene because we were fortunate to know what was the target gene in this condition. So this shows one of the patients where we looked at the family, and you can see the pedigree showing a dominant trait. This family was interesting in there was a set of twins that was affected.
And what they were found is to have a deletion that went over the RUNX2 gene. So that was causing the phenotype, and we looked at dosage of the RUNX2 gene and other genes in the area and could define the deletion in this case. So we looked at another family, and here again, what we found is the RUNX gene dosage was lower. So again, that indicated a potential deletion. And this is that patient initially presented in our clinic at 14 years of age. What we were able to do in her case is look at her over several years, and her analysis continues to this day, to really correlate the condition long-term, which there's not much data in the literature related to this. So we also looked at her dental phenotype. So she had failure of eruption, inadequate alveolar bone growth, and 7 supernumerary teeth. So what we were finding in the cohort, there was a variation in the number of teeth, of extra teeth or supernumerary teeth found. This shows the ability then to go further with the phenotype analysis, where we have 2 cases of cleidocraniodysplasia, one that has a large deletion, taking out 1 copy of the entire gene, and the other condition caused by a single nucleotide change within a very important functional domain of the protein. So as I said, our strategy with supernumerary teeth being one of the very important clinical findings in this condition. Normally these teeth are removed to allow the permanent dentition to come into the oral cavity. So we took these teeth and dissected various types of cells from them. This shows dental pulp cells, place them in culture, and then we can look at properties of these cells in relationship to sex and age match controls. What we find is the expression of the RUNX in these cells is significantly lower than our control cells, both at the mRNA and protein level. And then the next step is to have a stable resource, immortalizing these cells with the human tert. And then this allows us then to immortalize this population, because normally these dental-derived cells will senesce in long-term culture. So this shows you some of the RNA sequencing using the primary and immortalized cell population to better identify downstream target genes of RUNX2, which is a transcription factor in teeth that may be related to the formation of extra teeth. Then hopefully this information someday can be utilized to initiate tooth formation. And they're actually based on the findings of RUNX and downstream regulation genes, the USAG. There is a clinical trial being performed in Japan to induce tooth using an antibody that suppresses that gene, which is downstream of RUNX. So tooth structure, amelogenesis imperfecta, as I said, is a very broad classification of conditions that affect normal enamel formation. In the clinical classification system, I believe there's 14 different types. And the incidence varies in different populations. Sweden has a high 1 in 700, and that's based on a founder effect. There's different patterns of inheritance, different genes involved.
And as I said, there's non-syndromic forms where only enamel is affected, and syndromic forms where other tissues are also affected. So we've been studying one form of enamel renal syndrome in collaboration with Ariane Burdell for a number of years now. And this leads to thin enamel discoloration, enlarged dental follicles, delayed tooth eruption, delayed root formation, and is also associated with renal issues and renal calcifications. And this is known to be caused by a mutation or different mutations in the gene FAM20. And FAM20 is a non-enamel matrix protein. It is a member of a broader family containing 3 members, A, B, and C. And it is actually shown to facilitate the action of the family member FAM20C, which is very important in phosphorylating proteins of the extracellular matrix that are expressed during enamel formation. So this is a case that we identified in our clinic. It was a female presenting with enamel defects, and she had enlarged dental follicles, impacted teeth. So we did determine that she had a mutation in both alleles of the FAM20A, and then went back to her parents and actually sequenced them and found that the parents carried different alterations or mutations in the FAM20 and then didn't have a phenotype, but she had carried both of these changes and did have a severe phenotype. Now, there is a mouse model for FAM20 that's available that we were able to access in our laboratory through a collaboration with Dr. Vogel, who established the model. And we've done a number of studies looking at the micro-CT. These animals do not make normal enamel. They do have a delayed root formation, but they do form roots ultimately. And then looking at a major enamel protein, amelogenin, you can see here that there is a broad diffusion of the protein within the extracellular matrix. This happens by 3 days postnatal, 5 days postnatal. So that enamel protein is not retained within the ameloblast cells under its normal secretion pattern, but is diffused throughout the tooth. And this leads to a number of problems in that you don't get mineralization of the extracellular matrix. You form circular mineralized structures that can be seen at the EM level. The right panel shows the knockout mouse in contrast to the normal mouse on the left panel. And at high magnification, the enamel, instead of forming a mineralized layer, forms puddles of plate-like mineralized structures. Also, we are able to see, as in the human phenotype, mineralization outside the enamel, within the pulp, periodontal ligament, and also gingival tissue. So again, we were fortunate in this patient did have for clinical treatment extraction, and we took this tooth and developed epithelial cell lines, since we know the target tissue is the ameloblast cells that form the enamel. And we were successful in immortalizing these cells. We looked at the expression profile. There are 3 isoforms of FAM20A that are expressed. So we do have all 3 isoforms being expressed.
And this is being used now as a model to look at the dysregulation of the FAM20A facilitating FAM20C phosphorylation of these proteins. And if there could be a therapeutic where we can add back enough of the normal protein to regain the function of the kinase activity. So in tooth morphology, we have radicular dentin dysplasia, which is rootless teeth. These individuals are very, very rare. They have small crowns, produce normal enamel and dentin in the crown structure, but they have a truncation that's dramatic of the root structure. As you are aware, roots really anchored the teeth into the alveolar bone of the jaw. So what happens is these teeth become loose and are exfoliated, and they're premature loss, and the patients ultimately become edentulous very early. Again, the incidence is about 1 in 100,000 in the literature, and this is classically described as an autosomal dominant trait. There has been published literature identifying genes associated with rootless teeth from autosomal dominant inheritance pattern. But we were, through a collaboration with Ana Carolina Acevedo, initially in Brazil, able to identify a family that was affected, an individual, a young boy, and the family, it segregated as an autosomal recessive trait. What we did then is looked, they do have truncation of the roots, pulpal calcifications, which is also a classic phenotype. And then what we did is looked again globally, investigating cases reported in the literature, contacting the primary author to see if we could get samples from other cases that had a recessive pattern of inheritance. Fortunately, we identified 5 families globally, 2 from Brazil, 1 from Venezuela, and 2 from Turkey. In the literature at the time, there was a mouse model that was made knocking out a transcription factor that was associated with brain formation and neural issues, and that was NFIC. And interestingly, this mouse did not have roots on the teeth. So this became a potential candidate gene. So we did exon sequencing, but then also targeted to NFIC. This shows the gene structure. And initially, this work was done prior to the thorough human genome database. So we actually had to determine the exome structure for this gene. And what we were able to find is the isoforms and identify a new novel isoform that utilized a secondary promoter upstream of the start area. So in the mutational analysis, what we did find is within segregating with the patients affected, 3 nucleotide deletion. And that was in the 3' non-coding area. And this was found in 4 out of the 5 patients. We found a founder effect within the cohort. So the families located in Turkey, Venezuela, and one of the families in Brazil actually had a common ancestor. We showed the expression pattern of the protein that was not seen before or described in the literature, and it was highly expressed within the developing teeth through root formation, which correlated with the phenotype we're seeing.
Again, we're fortunate because these teeth exfoliate to get one of them. And again, the importance of clinicians collaborating with basic scientists. Normally, this tooth would have been discarded in biohazard waste, but I'll show you all the data gleaned from sending the sample for culture. So we did culture these cells. We found that they do mineralize abnormally in culture compared to controls, and that's a phenotype where you get pulpal calcifications. We looked at the localization of the protein, and you can see it's very abnormal compared to the control cells. The amount of protein and its stability is decreased in the cell population. Mineralization studies show that these cells mineralize in culture more readily than control, and that mineralization in the dentin is associated with a class of proteins called the sibling proteins. And we showed that that whole group of proteins is dysregulated, associated with this condition. We then looked at potential downstream targets, since this is a transcription factor. And there was a wealth of data here with dysregulation both up and down in the cell population, over 1,000 genes upregulated, 700 downregulated. We looked at which ones were consistent with teeth-related gene products. One of those was MSX2, which has been shown to be involved in amelogenesis and enamel formation. And then one protein that was very dysregulated is SOX11. That's not described in the literature. So what we did is looked at SOX11 expression in teeth, and you can see the immunohistochemistry here, that it is expressed in teeth. We then looked in the cell population of the levels of SOX11, which were decreased, confirming the data from the gene array. And then we transfected the cells with normal NFIC, and this shows we're able to rescue the levels of SOX11, showing that, in fact, SOX11 is a target of the NFIC. Related to MSX2, we were fortunate. There was previous published data in the literature looking at this gene in teeth. The bottom panel shows the teeth that were seen in a knockout that described enamel defects. But what was striking is in the right panel with the knockout, you can see that the root is very abnormal in its formation and is truncated. So that indicated that potentially it was a downstream target as well. So we focused in, because of the mouse data and the significance of NFIC with the TGF-beta BMP pathway, which is very important for dentinogenesis imperfecta, as well as dentin formation. And this is the array of genes dysregulated in that panel, and it's about 57% of the genes. So one of the genes that came up on the panel, again, there was a knockout, so we can confirm that a receptor to the TGF-beta family in the knockout mouse also has a truncation of the roots, so that gene is another identified as important in the pathway. So what we've generated from one clinician not discarding a clinically extracted tooth, but sending to us this nexus of tooth root formation. So this is a regulatory pathway of downstream targets that are regulated by NFIC, and identified this gene as a master transcription factor for human root formation.
So again, the Dental Genetic Clinic is an application for allowing us to gain insight and new knowledge for best practices for our patients, but also being able to better facilitate recommendations and directions for genetics and functional genomic research to better understand dental, oral, and craniofacial development and biology, and to set guidelines for long-term care for understanding over time the progression of the phenotypes correlated to genotypes. So this slide highlights the new center called CODED that we've established at the University of British Columbia. And again, this is the first center of its kind in Canada, which when you look at the wealth of information you have established over the past 10 years, we are delayed in initiating these studies in Canada, but we are fortunate that UBC is going to be the home for initial studies. We have a new director, Daniel Goff, and he is shown here. And we are hoping to collaborate with the various networks here to look at rare diseases within our populations in BC, but across Canada. There are 10 dental schools in Canada, and they vary in size, so they do represent the very number of provinces across the country. So with this, we're establishing a new care network, and the topics here will initially gather together national and international investigators that are interested in this area to help guide our new center. So hopefully we can get collaborations with many of you here and at other sites within France to develop our best practices and collaborate with you. Obviously, there are a number of dental conditions we're interested in, as well as other syndromes of interest that affect the cranial facial complex. But we hope that we, through this work, can gain new knowledge in what happens when things go wrong, and then better understand the consequences of master genes being altered versus structural genes, and also the functional domains of the proteins involved in these genetic disorders, and then look at potential therapeutics, because the tooth model, I think, offers an interesting perspective, and we've started some gene therapy where we can inject corrected genes into the developing tooth organ. In the case of amelogenesis imperfecta, only 25% of the normal protein has to be expressed, and we can get correction. We can inject, we're using a red cherry dye in a mouse model, and we can show using the incisor model where we can inject into the stem cell population at the growing or developing end of the incisor and look at the dye progress as the ameloblasts develop. So there's a potential there where we can treat isolated organs and not treat the systemic individual with the therapeutic and have an outcome that will better quality of life for the patient, but not correct it. So with that, I just want to acknowledge the number of people. Most of the work that I showed was done at the University of Alabama at Birmingham, and the various sources of funding for that work.
This is my email address, and hopefully people, we can contact each other and start collaborating, and hopefully invite you to our symposium, the D-Care, where we initiate our studies. So with that, I hope all of you discover your future with a smile. Now that you've seen of the wonders of the human smile and what we can discover. So thank you. Are there any questions? So in your rootless mice, could you indicate the molecules that you identified? Is it a membranous protein? What is the, because you mentioned the downstream genes, MS62, the TF-beta pathway, but do we know? So the NFIC itself is a transcription factor. It's ubiquitously expressed throughout the body. So when we look at these patients, the phenotype they have to date is limited to the lack of root formation. But again, I think long-term, as we're seeing by the poster with the amelogenesis imperfecta studies, trying to correlate further the phenotype of those patients using mouse models to the enamel proteins. There are other tissues that are the proteins are expressed in and potentially have phenotypes. So in this patient, the downstream genes are numerous. And I think this is an extreme condition, since this gene is so important for root formation, that there are many genes. What we're hoping is those other genes may be helpful in other families where we don't have the gene identified and it's unknown that they could potentially become target genes or help guide the whole exome sequencing when we do get potential candidate genes. So I think probably. Thank you very much, Mary. So now I will call Romain Martineau. Okay, so we'll be on distance presentation. So Mary, you have a present from Paris. Thank you very much for the drawings. Donc on attend, Romain Martineau va être présenté. Donc il va nous présenter à distance. Embryonic development of the human craniofacial complex between 6 and 15 weeks of gestation using microcomputer tomography. And so, thank you very much. Romain, that's to you. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement et si vous voyez mon écran. Les deux, tout va bien. Parfait. Merci. Alors, moi, je m'appelle Romain Martineau. Je suis interne en gynécologie obstétrique et en phétopathologie à l'université de Montpellier, CHU Montpellier-Nîmes. Et je vais vous présenter les travaux issus de mon Master 2 portant sur l'étude de l'embryo-développement du massif crânio-facial humain en micro-imagerie multimodale entre 6 et 15 semaines d'aménorrhée. Donc je remercie bien sûr tous les organisateurs de ce congrès de m'avoir convié à présenter mes travaux, et je tenais aussi à m'excuser de ne pas être parmi vous en présentiel. Donc, le dépistage des malformations congénitales représente en France et dans le monde un véritable enjeu de santé publique, puisqu'il concerne environ 3,2% des naissances en France. Parmi ces malformations, on retrouve les malformations crânio-faciales. Et en France, notamment, en cas de malformation considérée comme étant d'une particulière gravité et incurable au moment du diagnostic, un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal peut accepter une demande d'interruption médicale de grossesse qui serait formulée par une patiente, quel que soit le terme.
Et dans ce contexte, ou en cas de mort fétale, c'est l'examen fœtopathologique qui est le gold standard pour confirmer et étayer le diagnostic, et puis également pour constituer un conseil génétique qui sera précieux pour les grossesses suivantes. Cet examen consiste en la réalisation d'un examen externe du fœtus et puis un examen macroscopique interne, puis histologique, associé généralement à des radiographies, un examen placentaire et plus ou moins d'autres explorations si besoin. Cependant, son taux d'acceptation est relativement faible, aux alentours de 50%, notamment du fait de contraintes éthiques, culturelles ou encore religieuses liées à son caractère invasif. Et puis, on peut également rencontrer des difficultés techniques, notamment pour les plus petits spécimens qui peuvent être volontiers macérés ou pour lesquels la dissection peut être difficile. Quelques rappels brefs d'embryologie. Ici, c'est un modèle issu de la collection du musée d'anatomie de Montpellier. Donc, le massif crânio-facial va débuter son développement aux alentours de la 4e semaine de développement, et c'est donc le premier arc pharyngien qui joue un rôle central dans ce dernier, puisqu'il va être à l'origine des bourgeons maxillaires et mandibulaires qui vont former les structures osseuses du même nom. Et donc le palais, lui, va se former en 2 temps, avec le palais primaire qui provient des bourgeons nasaux et maxillaires, et puis le palais secondaire qui va être issu de l'horizontalisation et de la fusion des lames palatines, qui débute aux alentours de la 6e semaine de développement pour fusionner aux alentours de la 9e semaine de développement, ce qui correspond donc à 11 semaines d'aménorrhée. Alors, on s'est intéressé à la microimagerie comme complément potentiel à cet acte considéré comme étant invasif, qui est donc l'examen fœtopathologique. Il y a 2 types de microimagerie, la microtomodensitométrie et l'IRM au champ, et elles sont caractérisées par une haute résolution isotropique inférieure à 100 microns. Donc isotropique, c'est la petite illustration qui est ici. En fait, ça signifie on a une résolution qui est identique dans les 3 plans de l'espace X, Y et Z, ce qui signifie que chaque voxel de l'image va être un cube et non pas un parallépipède, comme c'est le cas dans la plupart des imageries standards de routine, ce qui permet de limiter les distorsions. Et puis, la particularité de la micro-imagerie, c'est également, dans le cadre du microscanner, qu'on a un phénomène donc de pas de rotation extrêmement faible avec un pas de rotation faible autour du spécimen sur 360 degrés, ce qui va contribuer du coup à avoir cette haute résolution. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'étudier la morphologie crânio-faciale de spécimens humains issus d'IVG, on va y revenir, à travers des études à la fois biométriques, angulaires, mais aussi morphologiques, 2 dimensions, 3 dimensions et volumétriques, et de comparer les données obtenues avec celles de la littérature sur le plan des données histologiques historiques. Donc on a inclus des spécimens, comme je vous le disais, issus d'interruptions volontaires de grossesse. Ça rentrait dans le cadre d'un projet du docteur Lamourou, qui était donc son projet de thèse de science. Donc on a eu bien sûr toutes les autorisations nécessaires. Les patientes qui acceptaient de faire don de leurs embryons donc étaient anonymisées. On avait ensuite un examen externe des spécimens qui était réalisé par un expert en phytopathologie pour confirmer qu'il n'y avait pas de malformation apparente. Et on vérifiait également qu'il y avait une concordance entre les dimensions, les biométries de l'embryon et la date des dernières règles de la patiente. Les embryons étaient ensuite fixés et préservés dans le formol à 4%. Et de façon préalable à la réalisation de la microimagerie, il était nécessaire de réaliser des bains de contraste. Donc c'était l'un des travaux majeurs du docteur Lamourou, de définir quels étaient les bains optimaux et les temps d'exposition optimaux, puisque si on ne fait pas de bains de contraste spontanément, on a ce genre d'images qui ne sont pas du tout interprétables et pour lesquelles on ne peut pas bien sûr étudier l'anatomie fine. Et donc après passage dans des bains de contraste avec des temps optimaux, on arrive à avoir une anatomie extrêmement fine pour un embryon ici qui ne mesure que 21 mm. Donc ensuite, les acquisitions étaient réalisées, les spécimens étaient par la suite déiodinés et préservés à nouveau dans le formol 4%, et il s'ensuivait un processus bioinformatique relativement fastidieux pour permettre de transformer des images obtenues initialement de type radiographique en images scanographiques, et également pour pouvoir rendre les fichiers compatibles avec notre logiciel qui est Myriam, qui est un logiciel en fait d'imagerie médicale utilisé par les radiologues. On verra que de ce fait, il est grévé d'un certain nombre de biais d'utilisation dans notre contexte.
Alors, dans cette étude, donc, quand je suis arrivé sur le projet, il y avait déjà 34 inclusions. On en a inclus 4 supplémentaires, ce qui nous a amené donc à 38 spécimens éligibles. Les 15 spécimens exclus sont ceux pour lesquels il y avait une altération majeure du pôle céphalique ou pour lesquels les acquisitions n'ont pas pu être réalisées. Donc au total, on a inclus 23 spécimens, 12 dans l'étude volumétrique et tridimensionnelle et les 23 au total dans l'étude morphologique. Et on voit ici sur le diagramme de la représentation des différents termes qu'on a déjà une disparité de représentation qui est liée à la méthode de recueil finalement, qui est dans le cadre de l'interruption volontaire de grossesse. Et on a notamment un manque de spécimens entre 9 et 10 semaines d'aménorrhée. Alors, pour débuter l'étude, on a fait une revue de la littérature assez importante et on est tombé notamment sur de nombreuses études de Virginia Dewart qui datent quand même des années 80 et qui sont quand même très précieuses, dans lesquelles elle va décrire justement un peu ce qu'on va nous rechercher en micro-imagerie. Et donc, dans cette publication et dans d'autres publications d'imagerie qui sont plus récentes, comme J. Ferriol en 2015, on a des points de repère qui sont définis, qui sont illustrés ici donc, sur les coupes histologiques, mais pour lesquels il n'y avait pas de définition stricte. Donc, initialement, on a essayé de repérer ces points de façon un peu subjective, et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une variabilité intra- et inter-observateur qui était beaucoup trop importante, qui pouvait aller jusqu'à plus de 20 degrés pour les études angulaires. Donc une grosse partie du travail a été de définir finalement des définitions à ces points de repère. Alors je ne vais pas tous vous les présenter, mais j'en ai choisi 4 pour comprendre la suite du topo. Donc le point NA ici, il est situé à l'intersection entre la parallèle à l'os frontal ici et la parallèle au pôle supérieur du massif nasal. Le point S est situé au centre de la glande hypophysaire. Le point BA ici est situé à l'intersection entre la parallèle la plus externe au bord postérieur du cartilage basio-occipital et la parallèle la plus externe au bord inférieur de ce même cartilage. Et enfin, le point MC est au centre du cartilage de Meckel qui constitue donc le tuteur pour la formation du, de la mandibule. Donc, on a fait une étude angulaire. On a sélectionné un certain nombre d'angles qui étaient notamment issus de la littérature. Je vais vous en présenter 4. Donc ici, on a une représentation de l'angle NASBA. Et on constate une diminution statistiquement significative de cet angle avec le terme, ce qui traduit en fait le phénomène de courbure croissante de cette base du crâne qui est liée à une flexion antérieure au cours du développement. Et on a fait une analyse en sous-groupe avant versus après 11 semaines d'aménorrhée qui elle aussi est statistiquement significative, donc une décroissance nette de cet angle après 11 semaines d'aménorrhée. Ensuite, on a regardé l'angle SBAPP qui traduit en fait le phénomène d'horizontalisation de la langue et qui là aussi augmente de façon statistiquement significative avec le terme, avec à nouveau une analyse en sous-groupe qui était significative. L'angle MCBA axe cervical diminue de façon significative avec le terme, ce qui traduit la flexion du rachis cervical par rapport au plan de la face. Et enfin, l'angle SBA axe cervical à nouveau augmente de façon significative avec le terme, ce qui traduit à nouveau le phénomène de déflexion céphalique, qui est illustré ici par les petites photographies de termes différents. Alors, bien sûr, de façon non surprenante, l'ensemble des biométries augmente de façon statistiquement significative avec le terme, mais de façon un petit peu plus précise. En fait, quand on regarde les facteurs qui multiplient les différentes structures, en gros, quand la longueur crânio-caudale est multipliée par 6,6, on a une augmentation également de 6,6 des biométries de la base crânienne antérieure, comme par exemple le segment NAS qui est représenté ici, alors que les biométries de la base postérieure ne sont multipliées que par 3,3, ce qui traduit le fait qu'on ait une croissance antérieure du massif crânio-facial qui semble plus rapide que la partie postérieure. On a également réalisé une étude volumétrique à travers des reconstructions tridimensionnelles via une segmentation manuelle sur le logiciel Myriam qui nous a permis d'une part d'obtenir les volumes de 3 structures d'intérêt, la mandibule ici en jaune, le palais qui est illustré en vert et la langue en bleu. Et ça nous a permis aussi d'établir des courbes et d'avoir donc des reconstructions 3D. Ce qui ressort de cette courbe, donc ici représentée en échelle logarithmique, c'est qu'on a en fait
un profil qui semble suivre une exponentielle biphasique avec une croissance extrêmement rapide à pente aiguë jusqu'à 9-10 semaines d'aménorrhée, et puis une croissance après plus harmonieuse et plus lente au-delà de 10 à 11 semaines d'aménorrhée. Enfin, la dernière partie du travail a été donc d'établir des coupes de référence pour réaliser une étude un petit peu plus subjective, mais morphologique de dimensions, pardon. Ce qu'il en ressort, c'est que quand on compare les spécimens les plus précoces, par exemple entre 7,4 et 8,1 semaines d'aménorrhée, on a surtout un redressement du plan paracordal et le début de formation du bourgeon nasal. Ensuite, quand on passe plutôt sur des 8,6 jusqu'à 10,7 semaines d'aménorrhée, on a la face qui se forme et qui s'affine, on a une augmentation de la hauteur de la face et on a également une poursuite du redressement de l'axe paracordal avec une antériorisation de la langue. Par la suite, le pharynx est beaucoup plus visible, se développe de façon plus importante, et puis le palais se ferme. Alors, dans notre étude sur le spécimen à 11,6 semaines d'aménorrhée, mais c'est lié au fait, comme je disais préalablement, qu'il y a un manque de spécimens pour certains termes, pardon. Donc, au total, ce qu'on retrouve finalement, c'est qu'il existe que nos données, finalement, elles sont complètement consistantes avec celles qui ont été publiées dans de nombreuses études, mais notamment dans celle de Virginia Dewart en histologie et de Jeffrey et Hall en imagerie standard. Alors, notre étude, bien sûr, elle a certaines forces et certaines limites. C'est une étude donc, qui se base sur une technique mini-invasive qui pourrait avoir un avantage pratique en phétopathologie, qui étudie des spécimens humains, avec surtout cette base solide qui est l'établissement de définitions strictes et objectives pour les points de repère. Avec une méthode reproductible, puisqu'on a comparé aussi, je ne vais pas présenter ici, la variabilité intra-observateur qui était très bonne et qui a l'avantage de combiner la 2D, la 3D, des méthodes angulaires, volumétriques, etc. Cependant, on a un échantillon relativement faible, bien que honorable, entre guillemets, pour une étude sur l'embryon humain. Comme je vous le disais, il y a un manque de spécimens à certains termes. On peut également avoir des altérations parfois tissulaires et ce qui fait qu'on n'a pas pu étudier certains spécimens aussi, avec des variabilités potentielles dans la qualité du contraste, une certaine subjectivité liée à la segmentation manuelle et parfois aussi des limites de structure qui sont difficiles à mettre en évidence. Enfin, on n'a pas testé la variabilité interobservateur puisqu'il n'y avait qu'un seul opérateur. Et puis, il y a aussi des limites inhérentes à ce logiciel qui est, comme je vous le disais au début, un logiciel d'imagerie médicale, donc qui n'est pas du tout conçu pour la microimagerie. Donc pour conclure, on a démontré une très bonne comparabilité entre les données qu'on a étudiées en microimagerie et celles qui étaient connues issues de données histologiques. Ça pourrait avoir une application en recherche, mais aussi dans le cadre de l'apprentissage, notamment des cours d'embryologie avec plus ou moins éventuellement l'accès à des reconstructions 3D. Et puis pour mieux étudier à la fois l'embryologie et l'anatomie humaine. En pratique clinique, ça pourrait avoir bien sûr un grand intérêt et c'est déjà utilisé dans certaines équipes, notamment à Londres, pour le complément de l'examen phytopathologique, soit dans des situations difficiles où on a des petits embryons ou macérés, etc., ou alors dans les cadres où les couples ne souhaiteraient pas d'examen invasif. Pour cela, bien sûr, il est nécessaire de poursuivre les études, d'étendre les bases de données. Il sera nécessaire également de faire la même étude sur l'IRM au champ et de comparer les données. Et puis d'étudier des spécimens pathologiques et de rendre, bien sûr, les plateformes de microimagerie accessibles de façon un petit peu plus large à l'ensemble des centres hospitaliers français, ou en tout cas au moins dans les centres de phétopathologie, de mettre en place, bien sûr, des protocoles standardisés pour que ce soit applicable de façon un peu plus simple, plus ou moins avec l'aide d'autres outils comme l'intelligence artificielle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si vous entendez la salle, mais vous êtes applaudis. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Est-ce qu'on a des questions dans la salle, justement? Alors, je sais pas, j'en avais une, mais vous y avez partiellement répondu déjà, donc, Nicolas Le Boulanger. La première, c'est une remarque. C'est bien déjà que vos données confirment effectivement ce qui existait déjà, même si effectivement c'est une technique complètement différente, donc c'est plutôt rassurant quand même. Et la deuxième, vous avez déjà partiellement répondu, c'est l'utilisation pour la phétopathologie. Par contre, vous dites que ça se fait en routine déjà? Parce qu'effectivement, je pense que ça peut être un complément intéressant de l'étude morphologique externe ou de la anatomopathologie classique du fœtus, oui. Oui, ça ne se fait pas du tout en routine, en tout cas pas en France. Alors moi, comme je travaille avec le docteur Lamourou, qui est gynéco-obstétricienne et phétopathe et qui a fait du coup sa thèse de science sur la microimagerie
Donc effectivement, elle est très sensibilisée. Pour l'instant, on n'a pas les autorisations pour l'utiliser en pratique clinique, mais c'est un peu le projet par la suite. Et l'objectif, ça serait effectivement de l'utiliser pas forcément en routine pour l'ensemble des autopsies, parce que ça a un coût aussi et que ça n'a pas forcément toujours un intérêt. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant soit dans les cas où les couples ne souhaitent pas d'examen invasif, ou pour les pertes de grossesse précoces, notamment celles du premier trimestre, où il y a souvent des tout petits spécimens qui sont très macérés et pour lesquels la dissection est souvent peu contributive, et l'histologie également. Et Mais là- effectivement, il y a des pays comme en Angleterre, et notamment il y a une équipe à Londres avec lesquelles a travaillé le docteur Lamourou, qui l'utilise de façon plus pratique, on va dire, enfin, de façon habituelle en routine. Ouais. Et à votre connaissance, la technique de préparation dans ce cas-là de l'embryon, elle est la même si le terme est plus... En cas de fœtopathe, par exemple, Oui, c'est la même, oui. C'est toute la Même pour difficulté, parce qu'effectivement, embryon plus âgé. oui, en fait, on vend ça entre guillemets comme une méthode moins invasive. Effectivement, c'est moins invasif parce qu'il n'y a pas d'incision, mais malgré tout, effectivement, il y a quand même un process qui est un peu long, qui peut potentiellement dégrader, entre guillemets, en tout cas colorer la peau du fœtus. Donc, il faut prévenir quand même les parents de ça s'ils souhaitent récupérer le corps par la suite. Et un processus qui peut être long aussi, parce qu'il y a un temps d'exposition qui est proportionnel un petit peu, enfin qui est proportionnel complètement d'ailleurs, Au volume. à la longueur crânio-caudale et au poids du spécimen. Bien sûr. On a une question, je crois, oui, dans l'assistance. Alors peut-être avec un micro pour que, voilà, juste pour que notre présentateur puisse vous entendre. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Benjamin Fournier. Je voulais savoir, pour l'enseignement, si vous envisagiez que ces reconstitutions soient disponibles pour l'enseignement tout simplement de l'embryologie et notamment crânio-faciale. Bonjour, merci pour votre question. Alors, je suis pas totalement, comment dire, décisionnaire là-dessus, et je pense que ça, enfin, même si c'est mon projet, ça s'inscrit dans un travail d'équipe, mais je pense que l'objectif, c'est que ce le soit. On est en train de développer un mode de stockage parce que c'est un peu compliqué et qu'on n'a pas une facilité d'accès aux données. Mais en tout cas, moi, pendant mon stage, j'ai essayé de faire des impressions 3D. Bon, je pense qu'il va falloir mettre en place des mesures de correction, etc., pour que ça soit plus fluide, parce que ça n'a pas très bien fonctionné. Mais en tout cas, a priori, ça pourrait être le cas. Et effectivement, je pense que ça pourrait être intéressant de rendre les segmentations, notamment les reconstructions 3D, disponibles. Après, effectivement, il va falloir travailler aussi sur l'autonomisation potentielle de cette segmentation pour la rendre un peu plus fluide, pour pouvoir segmenter plus de structures sur plus de spécimens et avoir quelque chose d'un peu plus solide, on va dire. Mais effectivement, oui, ça fait partie des projets, notamment en lien avec le laboratoire d'anatomie de l'Université de Montpellier. Merci beaucoup. Merci. Nous avons une autre question. Another question? Yes, one question. Oh, we have time. Yes, we are the schedule. Yes. Wait for the mic, please. Thank you. Yes, thanks a lot for a very interesting talk. Actually, I wanted to ask if you are going to integrate the other human embryos that were profiled in similar way and are published currently into your collection. And I think in that case, it will start solving the problem of inter-individual variability, which we currently have in human embryo micro-CT. Are you aware of other people's works where they kind of publish already quite a bunch of these samples? J'ai pas très bien entendu la fin. Oui, la question, est-ce que vous êtes au courant de travaux comparables et de publications chez d'autres équipes, par exemple, qui auraient déjà effectivement travaillé sur des images d'embryons comparables? Alors du coup, le docteur Lamourou a travaillé avec l'équipe de Londres, parce qu'elle avait fait sa mobilité là-bas. Donc effectivement, elle a déjà fait des travaux avec eux. Et puis bien sûr, dans le cadre de sa thèse, elle a travaillé aussi dessus. Alors après, pas spécifiquement sur la partie pôle céphalique. Moi, j'ai travaillé sur le pôle céphalique parce que c'était en lien avec le professeur Captier, qui est chirurgien infantile et qui travaille justement sur la partie TETECOU. Donc effectivement, il y a déjà eu des travaux, notamment, je vous dis, l'équipe de Londres principalement. Après, voilà, moi, c'est dans le cadre de mon Master 2, donc c'est vrai qu'on a un plus petit échantillon, mais effectivement, l'objectif, ça serait, pour pouvoir étendre aussi l'échantillonnage, avoir accès aussi à des spécimens plus âgés et avoir une base de données plus solide, effectivement, de travailler en équipe. Et ça fait partie également des projets du docteur Lamourou et plus ou moins d'éventuels travaux de thèse de sciences par la suite. Merci beaucoup. You repeat to translate even further? Oui, pardon, j'ai fait en français, excusez-moi. Okay, he's mainly aware of similar works in London from the London team,
but that's all for now. Ok. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Eh bien, on avance sur la présentation suivante. Maxime Taverne, on s'est vu et voilà, tout à l'heure. Merci beaucoup. Vers une évaluation 3D standardisée et partagée des informations crânio-faciales chez l'enfant. Merci encore. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la recherche fondamentale et appliquée clinique que l'on fait dans le laboratoire Forme et Croissance du crâne à Imagine, mais plutôt d'une initiative qui est portée par l'ERN Cranio et qui consiste en fait en la réutilisation des données de santé pour la clinique, mais aussi pour la recherche. Donc l'ERN Cranio, c'est le réseau européen des maladies rares ou sévères du crâne, de la face, des oreilles, du nez et de la gorge. Et en fait, il y a une initiative, donc l'ERN constitue des groupes de travail pour travailler sur certaines thématiques. Et donc, moi, je co-dirige avec mes collègues Luke Smith et Tarek Abdelalim le 3D Working Group, qui en fait s'intéresse à la réutilisation des données d'imagerie médicale 3D pour la recherche. Donc le gold standard pour l'évaluation, le diagnostic et le suivi des patients, globalement, c'est les CT scans et les IRM. Pour autant, on connaît l'importance aujourd'hui pour l'évaluation long terme des patients et pour bien connaître l'histoire naturelle des maladies, d'avoir des données longitudinales, c'est-à-dire avec un maximum de points repères le long de la vie du patient. Or, ces modalités d'imagerie en fait, permettent assez peu d'avoir des données longitudinales propres et homogènes, puisqu'on essaie de diminuer la quantité d'irradiation ou de sédation. Et donc, c'est dans ce contexte en fait, qu'on essaie d'intégrer à la pratique clinique et la recherche la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est une technique qui a commencé à être démocratisée il y a une dizaine d'années et qui en fait repose sur la reconstruction d'un nuage de points issu d'un certain nombre de photos en 2 dimensions pour reconstruire une surface en 3 dimensions. Alors, outre l'inconvénient de cette technique qui ne permet pas de reconstruire les structures intracrâniennes, c'est quand même très intéressant pour avoir une morphologie 3D, donc ici du crâne et de la face. Ça présente d'autres avantages qui sont c'est une technique non invasive et très rapide, et donc ça permet d'avoir une caractérisation longitudinale assez dense. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point ces données-là sont interchangeables. Il y a un certain nombre de constructeurs et de modèles qui sont sur le marché, et on n'a jamais en fait testé si les données 3D qui en résultent sont interchangeables. Donc c'est ce qu'on se propose de faire dans ce groupe de travail, et le type de données qu'on peut extraire à partir de la reconstruction 3D du crâne et de la face, ce sont par exemple des mesures linéaires, mais aussi des cartographies de changements morphologiques, des indices de sévérité, des indices d'asymétrie, et ces indices-là peuvent être utilisés dans la pratique clinique et la recherche. Donc dans le groupe de travail, ce qu'on essaie de faire, c'est d'identifier toutes les sources de biais possibles qui pourraient interférer dans l'analyse commune de données multicentriques et de faire converger ça avec les objectifs cliniques et de recherche de tous les centres, que ce soit des mesures linéaires, toutes les caractérisations phénotypiques qui pourraient en découler. Donc on a identifié au sein de l'ERN Cranio donc les 15 groupes participants. Une grande partie d'entre eux commencent déjà à utiliser la photogrammétrie, mais utilisent un grand nombre d'appareils et de protocoles différents. Sur les 15 centres participants, 7 ont accepté de participer à une étude quantitative, une petite expérience qui nous a permis en fait, d'évaluer la reproductibilité des mesures 3D. Le principe était le suivant. On a envoyé une étudiante volontaire, donc Saskia Brullemann, de l'EMC Rotterdam, qui est allée dans les centres volontaires, qui
qui s'est fait scanner son visage selon le protocole du centre local, et aussi qui a scanné un mannequin rigide. Donc l'étude morphométrique du mannequin rigide a permis d'évaluer la robustesse et la performance intrinsèque de la technologie, de l'appareil en lui-même, et la comparaison des résultats avec la surface de son visage et de son crâne ont permis, d'un autre côté, d'évaluer eh bien, la variabilité qui pourrait être introduite par d'autres facteurs, que ce soit le protocole d'acquisition, la préparation du patient, les calibrations de l'appareil, etc. Donc l'idée, ça a été d'extraire de ces acquisitions répétées un certain nombre de paramètres qui sont ceux qui pourraient être utilisés dans un contexte clinique et de recherche, des mesures céphalométriques, des paramètres craniométriques clés comme l'indice céphalique, le périmètre crânien, le volume intracrânien, et aussi une analyse plus fine de la morphologie 3D. L'objectif était simple, quantifier la variabilité inter-appareil et inter-centre pour la photogrammétrie 3D, quantifier si les variations observées étaient cliniquement satisfaisantes et interchangeables, et produire un certain nombre de recommandations pour la bonne pratique de l'acquisition des données de santé de photogrammétrie 3D, afin de promouvoir la standardisation des données dans un but de partage au niveau européen des données pour des études multicentriques. Donc l'étude craniométrique a été faite selon un outil semi-automatique qui a été développé et validé il y a quelques années, qui s'appelle CraniumPy, et qui a produit des mesures qui étaient étonnamment reproductibles. On avait une marge d'erreur qui était en dessous de 2% pour tous les paramètres crâniens qui ont été mesurés. Donc ça, c'était déjà très rassurant par rapport aux technologies. Ensuite, on a fait des superpositions une à une des mesures répétées pour tous les centres. Et ce que ça nous a permis de montrer, c'était que la reproductibilité, donc les performances intrinsèques des appareils étaient très robustes. En revanche, quand on plaçait justement ces acquisitions dans un scénario réaliste cliniquement, c'est-à-dire avec la volontaire, pour un appareil, on avait une déviation qui était significative, et nous avons pu identifier la source de cette erreur, et je vais vous la présenter juste après. Et ensuite, nous avons effectué des analyses de forme 3D un peu plus fines sur la voûte et le visage, que ce soit de la volontaire ou du mannequin rigide, ce qui nous a permis de montrer que, en ce qui concerne la performance intrinsèque des appareils, on a une assez forte reproductibilité. Ici, l'appareil F, donc tout est anonymisé, l'appareil F est le groupe et l'appareil qui emporte le plus la variance, qui explique le plus la variance. Mais en fait, les appareils sont très reproductibles. On est en dessous de 1 voire 2 mm de précision. En ce qui concerne le visage, là, on a une reproductibilité qui est vraiment étonnamment précise, avec tous les appareils qui sont concordants au millimètre près, voire à 2 mm près. En revanche, quand on regarde la voûte crânienne, eh bien, on se rend compte qu'il y a une forte variance, une forte disparité entre les appareils. La première chose intéressante à noter, c'est que des appareils qui intrinsèquement sont très précis ici sont totalement imprécis. Et donc, en fait, la variabilité qui est imposée par la préparation du patient et les calibrations et les circonstances, le protocole, en fait, emportent tout sur leur passage. Et c'est notamment dû à la façon dont les cheveux sont placés sous le filet de contention, en fait. Et donc, ce que ça suggère ici, c'est que les capacités intrinsèques des appareils ne sont pas vraiment un problème. En revanche, ça nous donne des indications et ça nous pousse à être très vigilants sur la façon, sur tout le protocole en amont de l'acquisition de données et sur des points de contrôle au moment de l'acquisition. Donc ici, vous voyez le type d'artefacts qui sont produits par une mauvaise gestion des cheveux. Donc ce que ça, oui, ça je l'ai déjà dit. Et donc ça nous amène à un certain nombre de recommandations. Donc ce qu'on a vu, c'était que les appareils étaient interchangeables,
mais que c'était la calibration et la préparation qui étaient la plus importante. Donc dans un souci d'harmonisation et de standardisation des acquisitions de données pour des analyses multicentriques, ici vous avez en fait le pipeline général depuis l'acquisition par les centres jusqu'à des études multicentriques et des publications communes, les différents points clés qu'on va devoir bien contrôler. Donc le premier, c'est effectivement produire un certain nombre de recommandations et de bonnes pratiques pour l'acquisition de données photogrammétriques, qui va ensuite permettre de fusionner et de partager nos données, de faire des publications et des études multicentriques qui, en retour, vont permettre de développer des nouvelles méthodes, de proposer des nouveaux indices, des nouveaux gold standards, des nouvelles métriques de sévérité ou d'évolution des patients. Et donc, en fait, ces recommandations, elles ont vocation à ne pas être fixes dans le temps, mais à évoluer en fonction de la recherche qui est permise par cette mise en commun des données. Voilà, donc je veux évidemment remercier toute la communauté de l'ERN Cranio, le groupe de travail avec lequel je travaille et la filière TETECOU évidemment pour l'opportunité de présenter nos projets. Merci. Est-ce qu'on a une ou plusieurs questions dans le public? Moi, je remarque que c'est bien d'avoir contourné effectivement le problème d'échange de données patients déjà avec un mannequin et une volontaire. Est-ce que le fait d'avoir comparé les caractéristiques techniques pourrait permettre de rattraper et d'utiliser des données déjà existantes, ou est-ce qu'il c'est vraiment que pour le prospectif? Oui, c'est une question intéressante. Je pense qu'il va falloir qu'on regarde toutes les données et qu'on fasse des contrôles qualité. Donc en fait, ce qu'on propose, c'est une répartition des responsabilités. Parce que quand on regarde un petit peu l'expérience de ce que ça représente de construire une base de données multimodale à grande échelle, européenne ou internationale, il y a déjà des initiatives qui ont été faites pour partager justement des données 3D anonymisées. Et ça n'a pas abouti à la hauteur des espérances qui étaient initialement placées dans ces bases de données parce que la modération n'était pas faite, que les données qui étaient partagées n'étaient pas propres et pas standardisées. Et donc ça, c'est vraiment un écueil dans lequel on ne veut pas tomber. Donc ce qu'on propose, c'est de répartir en fait les responsabilités entre les premiers points d'acquisition qui sont vraiment à la charge des centres et des responsables techniques qui sont identifiés dans les centres qui font partie de l'ERN. Et ensuite, au niveau de l'ERN, on a notre groupe de travail plus les chefs de projet qui travaillent au niveau du registre. Et à cette étape-là, on va produire un certain nombre d'outils qui vont permettre d'automatiser les points de contrôle et de standardiser toutes les formes. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, en fait, le point clé pour intégrer éventuellement des données rétrospectives, ça va être de faire passer toutes les données déjà existantes dans cet entonnoir de points de contrôle. Et donc, une partie vont être exploitables, ça c'est sûr. Mais il y en a certaines qu'on va devoir enlever. Ouais, parce que pour travailler parfois avec les ERN, c'est effectivement, il y a le souci des données patients éventuellement, mais on peut les anonymiser dans ce cas de figure-là. Mais effectivement, de la récupération, parce que c'est pas seulement c'est une chose de vérifier que tous les différents outils de mesure sont tous bons quelque part, mais de pouvoir après tous les utiliser en fait. C'est vraiment un deuxième point très important. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Non. Et vous préparez un enseignement, non, je crois, à ce sujet-là? Oui, qui permettra d'exploiter ce genre de données. Oui, on en reparlera. Ouais. Ouais. Merci pour la pub. Plaisir. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Parfait. Et enfin, on va passer à la dernière courte présentation de l'après-midi. J'ai le plaisir d'appeler Lisa Friedlander à la tribune. Épidémiologie de la filière TETECOU, 10 ans d'évolution de Semara à Bamara. C'est ça, merci. Bonjour à tous, merci de me donner la parole pour ce point que vous attendez tous, le fou moment d'épidémiologie qui excitera les foules, j'en suis sûre.
Néanmoins, c'est important d'aborder ce point d'un point de vue scientifique, bien sûr, car donner des prévalences de nos maladies, c'est important, et voir ce qui se passe dans la filière et l'activité de chaque réseau que vous connaissez est très important pour notre activité scientifique, mais également pour notre activité clinique. Donc, je vous remercie de me donner la parole. Je voudrais évidemment remercier la BNDMR avec qui on travaille à mouliner ces données, car ce n'est pas juste une grande base dans laquelle on se sert pour faire nos analyses, mais c'est un travail de réflexion sur savoir ce qu'on choisit, ce qu'on inclut ou on n'inclut pas. On va en discuter avec Claude Messiaen et Anne-Sophie Jeannot. Et je voudrais particulièrement remercier, car ce n'a pas beaucoup été fait aujourd'hui, Myriam de Chalandard, que nous épuisons tous et que je remercie très fortement, car elle est très, très contributive et connaît nos patients extrêmement bien et souvent aussi bien que nous cliniciens. Il y a presque 8 ans, nous avions publié sur les premiers éléments épidémiologiques de notre filière qui reposaient sur des éléments de comptage de patients et de questions d'adéquation entre l'offre et la demande de soins, c'est-à-dire l'enfant, le patient malade, rencontrait-il un réseau de soins compétent pour le soigner, quel que soit le réseau de notre filière, et où se trouvait ce soin, à côté de chez lui, ou devait-il traverser la France pour venir se faire soigner ? Et parfois même les territoires d'outre-mer, bien sûr. Nous sommes passés, vous le savez, de Semara, cette base, première base, à Bamara, 2022-2023, et il y a eu un énorme effort lors de la relabellisation, qui était une incitation très forte pour être relabellisé, de coder nos malades pour leur donner un diagnostic ou une tentative de diagnostic. Nous allons en discuter et coder leur passage ainsi que nos activités sur ces malades, que ce soit du soin, de la chirurgie, du diagnostic, de la mise en place de thérapeutiques ou du recours. Ces données sont importantes car elles nous permettent d'évaluer l'efficacité et l'efficience de l'organisation, du maillage territorial et de ce que les plans nationaux maladies rares ont mis en place d'un point de vue financier et organisationnel pour comprendre mieux ces malades et leur prise en charge au sein de notre réseau. Nous avons codé bien mieux, et je me souviens d'il y a quelques années où j'avais fait une présentation incitative au codage qui avait été mal vue parce que c'est très dur, cette activité de codage, très dur d'un point de vue technique, car on ne sait pas toujours coder, même s'il y a un très bon guide du codage fait par la filière TETECOU, parce que nous avons peu le temps, nous cliniciens, au détour de nos consultations, de nos blocs opératoires, de nos activités de recherche, de prendre le temps de renseigner ces documents, et ils sont néanmoins primordiaux pour mieux comprendre l'organisation épidémiologique de notre filière. À l'époque, quand nous avions fait cette étude, en 2015, on va dire, 2016, sur les données 2008-2015, nous avions dans notre cohorte 11 300 patients. Évidemment, vous le comprenez, il y avait un énorme biais de codage, donc cela ne représentait pas le nombre de patients malades, porteurs de malformations rares de la tête, du cou et des dents. Tout ça est bien clair dans notre tête. Depuis, nous avons fait un énorme effort de codage, comme nous l'avons dit. Aujourd'hui, dans notre filière, nous avons 37 434 patients avec un diagnostic confirmé. On peut rajouter entre 5 et 6 000 patients, grosso modo, avec des diagnostics non confirmés. Néanmoins, ce sont des patients, donc nous pouvons dire que nous avons à peu près 40, 42 000, 43 000 patients dans la filière. Ça pourrait commencer à être le début de quelque chose qui se rapprocherait du réel, même s'il y a encore de nombreux centres qui n'ont pas une exhaustivité de codage et où d'autres patients sont suivis hors centre, on le dira. Donc les données, même, on ne peut faire, pour analyser des données épidémiologiques, vous le savez, nous ne pouvons faire qu'avec les données qui sont accessibles et les données que nous avons. Donc c'est de celles-là dont nous allons parler aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, et on va le développer, c'est que nous avons une meilleure couverture nationale. Bien sûr, un meilleur codage, nous l'avons dit, mais nous avons également fait des petits
des centres, des petits c'est une expression, c'est pas des petites connaissances, des petites compétences, des petits savoir-faire, mais les centres de référence ont fait des centres de compétences, avec un maillage territorial qui s'est étoffé à la fois en métropole, mais également en Outre-mer. Et nous avons une meilleure traçabilité de nos parcours de soins, que ce soit des parcours diagnostiques et des parcours de prise en charge, à la fois médicaux et chirurgicaux. La question importante est toujours, il me semble, la question de l'adéquation entre l'offre et la demande de soins. L'enfant, ses parents, le patient, trouvent-ils un professionnel capable de le prendre en charge de façon globale dans notre filière, mais aussi en interfilière, bien évidemment. Nous allons voir que les soins de proximité sont mieux répartis grâce à tous ces centres de compétences qui ont vu le jour ces 10 dernières années et que Paris reste encore un centre de recours par son expertise, que ce soit en recours deuxième avis ou son expertise chirurgicale, bien entendu. Donc ces efforts au sein des différents plans nationaux maladies rares, cette revalorisation, malgré cette très dure période de pandémie que nous avons vécue, a porté ses fruits et nous allons en parler ensemble. Au début, je suis très positive et après, je dirai tout ce qu'il faut qu'on améliore. Quelle est donc cette population de la filière TETECOU? Donc nous avons dans la BNDMR à peu près 1 400 000 patients et nous avons à peu près 51 000, voilà, c'était un peu en dessous, 51 000 patients ayant eu une prise en charge dans notre filière, avec 42 000 patients ayant eu un diagnostic confirmé. C'est toujours des partis pris quand vous incluez des patients dans une étude épidémiologique. On peut discuter sur le fait de ne pas inclure les patients au diagnostic non confirmé. Et on verra tout à l'heure que le fait de ne pas confirmer un diagnostic n'est pas un échec, ni un manque de connaissances. C'est un moment intermédiaire, transversal, au milieu d'une prise en charge où on n'a pas encore posé un diagnostic. Si on s'intéresse à la période 2017-2024, qui est une période qui était bonne en termes de notre période, on a 37 000 patients inclus. Donc on a un poids qui est réel, qui est évidemment pas le plus gros poids de la filière dans toute la BNDMR. On a un bon taux de diagnostic confirmé. On a une forte chronicité du suivi, on a une augmentation massive du volume, on a une meilleure qualité du codage et on a un suivi longitudinal qui est de plus en plus structuré. Ça veut dire qu'on a des centres qui s'approprient l'outil Bamara, qui est un outil qui est complexe et qui n'est pas souvent, on en discutait, interopérable avec les autres outils de dossiers médicaux partagés que vous avez dans vos établissements. On aimerait plus d'interopérabilité, on aimerait plus parfois mettre plus de choses ou que ce soit plus facile ou que tout soit plus simple, mais néanmoins c'est l'outil que nous avons et l'incitation forte au codage qui a donné lieu à la labellisation des centres, même si c'était des seuils qui étaient petits, vous le savez, nous a permis d'avoir des chiffres meilleurs et en tout cas exploitables pour essayer de comprendre mieux qui sont nos patients. Vous voyez cette nette hausse du N de la population qui passait alors une fois, c'est évidemment par une augmentation vraie. Il y a évidemment une nuance, il y a l'effet codage, il y a l'effet de la montée en charge du recueil, il y a une contribution qui a été faite par certains types de centres. À l'époque, quand on avait fait l'analyse de la filière TETECOU, nous intéressaient les patients pour répondre à la question « l'offre et la demande de soins se rencontrent-elles ?» Qui étaient les patients qui venaient en Île-de-France pour se faire soigner et qui n'habitaient pas en Île-de-France? Qui étaient-ils? Dans quelle proportion? Et pour quelles raisons? On va en discuter. Les chiffres, à l'époque, étaient très importants. Aussi parce qu'à l'époque, déjà, les centres parisiens codaient mieux. Aujourd'hui, on apprécie cette diminution de patients pris en charge dans la filière, dans les centres parisiens, habitant en Île-de-France. Ça veut dire que le maillage territorial s'est étoffé, que les patients sont mieux répartis et mieux pris en charge grâce au maillage territorial et que ces centres codent enfin. Donc c'est vraiment intéressant et très optimiste. On va en parler maintenant
centre réseau par réseau. Donc, on en a discuté déjà. Il y a le réseau Cranios pour toutes les maladies craniosténoses. Il y a MAFAS, que vous connaissez, sur les fentes faciales, les anomalies de la face. Aurare, les dents. Malo, l'ORL. Et Spraton, succion, déglutition, Pierre-Robin. Je vous schématise. Cette table, enfin ce schéma compare pour chaque centre 2 dimensions géographiques qui sont complémentaires. D'une part, la part des patients qui résident en Île-de-France et d'autre part, la part des patients dont la prise en charge est réalisée en Île-de-France. Elle permet donc de distinguer le lieu de vie des patients et leur lieu de prise en charge. Ce qui est intéressant et que je trouve assez chouette, c'est que la part des proportions prises en charge en Île-de-France est toujours plus importante que la part des patients vivant en Île-de-France. Ça veut dire qu'il y a toujours une forme de centralisation vers l'Île-de-France pour se faire soigner. C'est souvent pour des deuxièmes avis, du recours chirurgical, de la mise en place de thérapeutiques. C'est très vrai, par exemple, pour Spraton, pour les Pierre-Robin, par exemple. D'avis de recours, de deuxième avis diagnostic, bien évidemment. Donc ça, c'est assez intéressant. On voit le poids du réseau. Alors, ça sert à... on ne peut pas se dire, il y a des plus petits centres avec plus petite activité. Il y a des filières, des centres qui sont plus chirurgicaux et qui récupèrent en activité des patients d'autres réseaux qui ont des activités moins chirurgicales. Est-ce que ça vous semble clair comme phrase? Je vous donne un exemple. Par exemple, le réseau Spraton, le professeur Abadi le confirmera, qui est un réseau, pour voir des exemples pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. Le réseau Spraton, succion, déglutition, Pierre-Robin, sont des patients dont la prise en charge est beaucoup chirurgicale. Ils sont opérés par d'autres réseaux, par MAFAS par exemple, par Cranios ou par Malo. Ils sont à la fois codés dans ces réseaux pour toute la prise en charge chirurgicale, alors que ce sont des patients Spraton. Vous comprenez? Donc ça peut baisser de façon un peu biaisée cette part de ces patients dans ce réseau, alors qu'ils en font partie. C'est un problème où il n'y a pas beaucoup de solutions, je dirais, à moins de partager mieux le codage, mais c'est pour montrer que la part des centres est à prendre aussi avec des réserves, et en tout cas, ça mérite de se pencher sur chaque centre. Je vais vous parler un peu de la caractéristique par CRMR de la population TETECOU. Quand on compare sur 2 périodes, 2017-2020 et 2020-2024, on a quand même un avant et un après. C'est pour ça qu'on a séparé... on a séparé en 2 parce que c'était avant Covid, après Covid, ça nous paraissait un peu logique pour suivre un peu l'évolution. Elle met en évidence quand même, ces quatre diagrammes mettent en évidence une organisation profonde transformation organisationnelle. Tous les centres connaissent une augmentation majeure de leurs effectifs et du nombre d'actes enregistrés. Qui traduisent évidemment une amélioration de l'exhaustivité du codage. Et on observe par ailleurs une baisse du pourcentage de prise en charge à Paris de patients habitant hors Paris. Là, on le voit très bien par centre. Alors, c'est très vrai pour certains centres, et on voit l'étendue du maillage territorial, on le voit très bien pour Aurare, par exemple, là, vous voyez. On le voit un peu pour Spraton, on le voit un peu pour Malo, on le voit aussi très bien pour MAFAS, avec beaucoup de centres de compétences et beaucoup de compétences qui ont été distillées à travers le territoire. On le voit moins pour Craniost, je ne sais pas s'il y a les gens de Craniost ici, qui ont fait le choix de réduire aussi, pour leurs raisons, le nombre de centres qu'il y avait dans leur réseau, ce qui aussi peut s'expliquer. On a énormément de nouveaux cas, ce qui est dû à cet effort de labellisation, dans la labellisation qui a été fait, et à cet effort de codage, on voit que les incidences augmentent énormément, ce qui pourrait nous dire qu'on se rapprocherait peut-être de quelque chose qui pourrait tendre au réel. La question du diagnostic et de sa confirmation pourrait en elle-même passer des milliards d'heures de discussion avec vous tous, cliniciens et chercheurs. Quand on a cette fiche BAMARA à remplir, et qu'on voit un patient pour la première fois, parce que vous ne connaissez pas tous exactement comment ça se passe quand on est clinicien ou généticien, on remplit une première feuille, et on va faire une hypothèse potentielle diagnostique. Et on s'attend
à mettre dans un monde idéal, tout serait clair, on aurait tous les éléments, à la fois cliniques, moléculaires, biologiques, pour pouvoir poser un diagnostic. Évidemment, le réel est très différent. Nous avons parfois très peu d'éléments, en tout cas quelques éléments cliniques qui l'emportent souvent sur, après, l'hypothèse diagnostique. Nous avons des signes cliniques, HPO, que nous voyons sur nos patients. Ici, une fente, ici, une craniosténose, ici, un autre signe clinique, une glossoptose, je ne sais pas. Donc, on pose dans cette feuille et dans cette premier renseignement Bambara des signes cliniques, et si on a, on met un diagnostic. Il est très difficile, quand on voit un patient bébé, de savoir si un syndrome ou un signe clinique que l'on voit va être isolé ou syndromique. Dans ma face, par exemple, on a travaillé avec les généticiens pour établir qu'avant 2 ans et demi, 3 ans, on ne pouvait pas conclure qu'une fente était isolée. Et donc, on met pendant quelques années, quelques temps, un diagnostic qui est non confirmé. Par ailleurs, un autre exemple, dans la séquence de Pierre Robin, par exemple, la fente ne peut pas être notée comme un diagnostic, mais comme un signe clinique. Ça paraît un peu technique et très clinique comme discussion, néanmoins elle est très importante, car c'est cela qui va conditionner le N qu'on aura pour chaque diagnostic, et c'est ce qui va conditionner ce qu'on pourra émettre comme données de prévalence en France. Donc, de ces interrogations cliniques de prise en charge du patient vont découler tout ce qu'on pourra émettre comme... je me dépêche. On a à la disposition ce guide du codage pour que ces données deviennent au fur et à mesure du temps les plus précises possibles en revenant sur ces feuilles de diagnostic tout au long du suivi du patient. Ce qui est très intéressant, on a travaillé sur chaque centre sur les diagnostics les plus non confirmés. Qui sont les diagnostics les plus souvent saisis comme étant non confirmés? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des situations dans lesquelles l'hypothèse diagnostique est posée sans être encore validée, sur le plan clinique, génétique, nosologique. Donc ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des échecs, mais c'est un état intermédiaire du raisonnement médical. Évidemment, nous ne sommes pas toujours aidés par les codes Orphanet, qui mettent des codes totalement aberrants, comme par exemple fente du palais avec ou sans fente labiale et un autre code fente du palais. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Voilà, donc ça, c'est quand même un travail compliqué. On a aussi des nouvelles mutations que l'on découvre, merci Véronique Abadi, année après année, qui ne sont pas encore comptabilisées, rentrées dans Orphanet, et qui ne nous permettent pas de mettre un diagnostic posé. Donc, nous sommes à ces moments un peu frontières où poser un diagnostic confirmé est très long et très complexe et, bien sûr, posera des problèmes si on veut donner des prévalences. En termes de motifs de recours, je me dépêche. Ce qui nous intéresse, c'est toujours la manière dont sont répartis les patients à travers tout le territoire et qui vient à Paris pour se faire soigner et pourquoi. Avoir une bonne compréhension de ces phénomènes permettra pour chaque réseau, Sprato, Malon, Cranios, Aura, ma face, de pouvoir mettre en place de façon nationale sur tout le territoire des équipes qui pourront pallier à ces déplacements, sauf bien sûr quand les maladies sont hyper rares, hyper complexes et que les équipes de professionnels ne sont pas en mesure, pour des raisons d'expérience, de prendre en charge ces patients. Pour Spraton, on voit que la part chirurgicale, pour quelques pathologies, on a mis Pierre Robin isolé, les fentes, ces patients traversent toujours la France, ou en tout cas viennent à Paris pour se faire soigner, mais qu'en termes de suivi, en termes de diagnostic et en termes de mise en place des thérapeutiques, elles sont de plus en plus locales et c'est une bonne chose, c'est une réussite du réseau. Pour ma face, on voit que la part chirurgicale, elle baisse et que la part chirurgicale est très élevée et plus élevée pour des pathologies très rares et très complexes comme le Goldenard ou le Treacher-Collins.
Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a toujours ce mouvement et il y a toujours cette centralisation quand le recours chirurgical et la complexité le nécessitent. Je me dépêche. Pour Aurore, c'est assez bien réparti et on voit que c'est un réseau national qui fonctionne bien avec des spécialistes à la fois sur des actes chirurgicaux, la prise en charge du diagnostic, assez bien répartis sur tout le territoire. Donc c'est plutôt une réussite. Et pour Malo, on voit que le plus grand recours au centre parisien se fait dans des syndromes qui sont très complexes pour la mise en place des thérapeutiques, pour des actes médicaux très particuliers où il y a un recours très spécialisé dans des centres experts ORL. Pour Craniost, le réseau qui est ultra spécialisé dans les syndromes des fasciocraniosténoses, on s'attendrait à voir un recours chirurgical encore plus important. C'est un réseau qui a changé son organisation ces dernières années avec moins de centres. Voilà ce qu'on peut en dire. Il y a quelques années, j'avais fait ce schéma, pour ceux qui ont lu cette publication, où on voyait, attention, il y avait toujours ce biais du codage, que je mets toujours, bien sûr, où on voyait que les patients faisaient énormément, la longueur du trait faisait de plus en plus, faisait énormément de trajets pour venir se faire soigner dans cette zone centrale parisienne. Aujourd'hui, la figure a complètement changé, et il y a des petites fleurs partout, avec une distance qui a été réduite, avec des soins de plus en plus de proximité, où bien sûr, il y a toujours, je ne vous le montre pas ici, mais les longs fils jaunes sont pour le recours, ce qu'on a dit exactement avant, recours, actes chirurgicaux complexes, diagnostic complexe, mais on a de plus en plus une organisation hiérarchisée et qui est fonctionnelle. Et on ne peut le dire ça que parce qu'il y a eu cet effort majeur de codage. Donc en bref, on a eu un réseau qui s'est de plus en plus structuré, avec un diagnostic qui est de plus en plus rapide, avec des âges au diagnostic de plus en plus courts, avec une meilleure traçabilité des parcours, avec une augmentation du suivi, et ça on le voit bien. On a un réseau qui s'est densifié, qui échange énormément de RCP, local, national, des recommandations qui sont suivies, énormément de PNDS. Il y a encore des inégalités avec des territoires qui sont moins bien dotés, des patients qui restent opérés dans des centres non experts, pas pour le bien, on peut dire ça comme ça, et ces difficultés dont nous avons parlé liées au codage diagnostique. Donc ces efforts ont vraiment porté leurs fruits avec l'amélioration qualitative majeure et une inclusion de plus en plus précoce avec une décentralisation progressive. Donc ce sont des choses positives. Il y a des questions qui restent toujours en suspens. Il faut renforcer encore les centres de compétences. C'est l'histoire de dotation, d'organisation des prises en charge, mieux répartir certaines prises en charge. Il faut mieux valoriser sans doute l'activité réelle de certains centres, bien évidemment. Je passe sur cette slide qui me paraissent évidentes, mais qui montre que ce n'est pas si simple, même si ça paraît être des bases de données avec des chiffres que l'on extrait, de savoir exactement ce qui se passe en termes d'épidémiologie dans ce réseau. Évidemment, on a envie de savoir beaucoup de choses encore, et c'est ce sur quoi nous travaillons. Comment les patients traversent les différentes filières. On a énormément de patients qui sont entre différentes filières. Oscar, Fimarade, Andirard. Bien évidemment, les patients sont polypathologiques et sont codés et sont pris en charge dans pas mal de filières. Comment les patients rentrent dans la filière? Pourquoi? Qui est le premier centre qui a posé le diagnostic? Comment le diagnostic est-il posé? Qui initie les prises en charge? Voilà, toutes ces questions qui seront au prochain épisode. J'ai pas éclaté mon temps? Non, 16 minutes. Merci. Merci Lisa. Est-ce qu'on a une ou plusieurs questions pour un topo très technique? On a une question, parce que c'est technique, hein, Barbara. Plusieurs questions, incroyable. Ouais. Notamment avec les nouveaux outils d'IA qui permettent de gérer de multiples variables dans tous les sens. Comme vous avez un suivi beaucoup plus fin, longitudinal de vos patients, est-ce que c'est possible du coup de raccourcir la durée pour poser le diagnostic? Parce que là, vous dites que jusqu'à 2,5-3 ans, vous n'êtes pas capable, enfin vous n'êtes pas sûr. Non, en fait, c'est que
y a certains patients chez qui on a des signes cliniques évidents, malformatifs notamment, qui permettent de poser un faisceau de signes, qui permettent de poser un diagnostic assez clinique, assez rapidement, et qui après prendra le temps de la génétique pour avoir une confirmation génétique. Okay ? Il y a des signes cliniques qui sont très forts, comme la fente, par exemple, la fente faciale, la fente labiopalatine, la fente vélaire, la fente vélopalatine, qui peut être isolée ou syndromique. Parfois, les symptômes arrivent plus tard. Acquisition, troubles du développement, neurodéveloppement, troubles des acquisitions, la marche, etc. Et qu'il est compliqué, parfois, pour des cliniciens ou des généticiens qui n'ont pas encore tous les éléments, mais ça, je pense qu'on peut avoir une discussion, tu peux aussi répondre, Bénédicte, pour dire, on est sur une fente isolée. Non, mais tu veux répondre à ça aussi ? Non, mais vas-y, termine. Non, mais c'est ça. Donc, est-ce que l'IA peut nous aider ? Ce qui est sûr, c'est que non, je ne pense pas. L'IA peut aider avec de la reconnaissance par des photos. Voilà, le professeur Bloch-Dupont, elle travaille sur ça. Pas mal de gens travaillent avec Heidi, on travaille sur ça, sur la similarité, bien évidemment. Mais ça, c'est vraiment un sujet à part qui n'est pas vraiment le sujet de la description épidémiologique avec tous les biais que vous avez saisis. Mais bien sûr, on a des outils. Je me permets juste peut-être un complément, un commentaire sur ce que tu viens de dire. Un des soucis de Bamara, c'est qu'il est un très bel outil qui a un gros potentiel, c'est le souci humain, en fait. C'est le remplissage. C'est que la base de données, elle ne peut mouliner que ce qu'on lui donne, en fait. Donc, quelque part, quand un patient est entré dans Bamara, il est identifié comme étant potentiellement maladie rare. Donc, d'une manière ou d'une autre, que l'IA ou quelqu'un, ou n'importe quoi, quelle que soit la machine qui se penche dessus, on finira par trouver quelque chose. Tant qu'il n'est pas entré dedans parce que le patient n'a pas été identifié comme étant un patient de maladie rare, ou parce qu'on n'a pas trouvé le temps, parce que la fiche est perdue, ou parce que... Voilà, Bamara, il y a aussi un souci technique qu'on commence progressivement à surmonter, mais voilà, qui fait que ce n'est pas un outil parfait non plus. Plus on le rendra simple d'utilisation et interopérable avec... Je dis bien ce que tu m'as dit. Voilà, interopérable. Il est interdit de double saisie. Non, mais voilà, et qu'on ne s'amuse pas à répéter les adresses, les machins, les trucs. Plus ça sera simple, plus les gens encoderont, et plus on aura des chiffres qui ressemblent au réel, en réalité. Bénédicte Demer, une remarque ou une question? Une remarque et une question, c'est aussi se mettre d'accord sur ce qu'on entend par diagnostic, en fait. Parce qu'à partir du moment où tout le monde n'entend pas la même chose sur diagnostic, c'est toujours compliqué d'utiliser l'item diagnostic, quoi. Ouais. Clinique, génétique, voilà. Merci beaucoup. Ariane, je te laisse la parole. Tu fais comme tu veux. Ok. Ou pas, d'ailleurs. So, finally, it's time for our last keynote speaker. So I have the pleasure to invite at the podium Reina de Souza from the NIH, Bethesda, Maryland. Advancing the frontiers of craniofacial biology research, translating about cures and therapies. Thank you very much for being here today. Good afternoon. Thank you for sticking around on a beautiful sunny day in Paris. And thank you for putting me last on the program just to pay you back. My talk will be about 3 hours. No. No, I'm not going to do that. But I'm really happy to be here, Ariane, for the invitation. Thank you. Miriam, for all the work you did to get us here with Fanny, and of course, Nicola, for keeping everything on time. These conferences have very special meanings, and over my journey, my scientific journey, they've really allowed me to form lifelong friendships and collaborations. And you can see here, you'd recognize a young trio with Danny Deutsch there, right here, and that's Ariane.
Mary and myself. And that was in 1990. I think it's a long time. So we've known each other for a long time, and our journeys have brought us together very happily, and they're different journeys though. So my goal today is to tell you my story, and to also make sure that there are no conflicts except for one company that I consult with, and I'll tell you about it in a minute. Someone might be wondering what I'm doing. I thought I was going to step back from a fast-track career and retire happily, but that doesn't happen. So I'm affiliated with these universities now, doing all the things that I missed doing. So my bucket list of things that I love to do, which is mentoring and advising, has all been now coming possible because I don't have one big job. So I'm enjoying that along with my other commitments. And I want to start off with visionary, inspirational stuff about the world we live in today. And no matter where you are, it is a world that is changing. And science and technology, for the first time in our history, offer us unprecedented opportunities to tackle problems that we thought were impossible to solve. And I used to have that slide, and now I can say with confidence that our world has changed. And we have to take advantage of it, right? And it's my hero, Albert Einstein, that said that when there are crazy things happening around you, whether it's here in the Institute, I hope not too much, but in the world in general, that there's always an opportunity to pursue. For those of you that are young and are starting your careers, look at it that way. Don't be frustrated, don't be disappointed. Just look at the future with hope, because there's always an opportunity when there is a crisis. So I wanted to say that. And I wanted to cover briefly what I envision, and you all know, are the drivers that will help us advance translational research on rare diseases. I want to share what's happening in the world's largest biomedical research agency that has almost $50 billion worth of funding. Lots of changes. I want to just brief you about them. Many actually have already happened in Europe. So I think the US is behind in many ways. Talk about rare disease day at NIH, but some very exciting news on where the technologies are going. And then, kind of wind down to a very narrow but deep accounting of my scientific journey itself, focusing on two rare disorders, tooth agenesis, which is the congenital absence of teeth, and of course, clefts of the secondary palate. I want to end on a very, very hopeful, bright note with a story of, I think, a magical advancement made in rare disease research. So those are my thoughts. But, if you think of where we are today and where we were 20 years ago, we really have an integration of multiple technology platforms. And you heard from Igor, thank goodness you preceded me, because you provided that wonderful introduction on where science can lead us. Now, if you look back, for those of us who have gray hair, when the internet was invented, it kind of went along on its own way, and the genome was discovered, right? That also proceeded on its own track. But today, the two actually have intersected to where science drives technology and technology drives science. And that makes us have to be integrative, interdisciplinary, and innovative. So clearly, Imagine is on the right track. Now, we also, as a reminder, being a clinician myself, seeing patients, that we're just not treating a disorder. We're treating a human body. And there's a lot that goes along with it. If you treat one aspect of the disease, there's upstream, what we call upstream determinants of health that we have to look at, providing kind of a whole person health approach. Now, with cleft palate, for example, you're not just going to be worried about the surgical interventions. You're going to be looking at what the care for that patient is at home. What dietary modifications must be made. All of that, for everything we do, nutrition, folic acid deficiencies, all of that constitute
a whole person health approach. So that is definitely driving a lot of the science now, in the US especially, but certainly around the world. I'm married to someone who designs these deep water platforms. So those are his rigs, actually. And we can say that the new oil is, in fact, data science. And what that means is, in every aspect, that if we are creating a patient database, that we make sure that the language we use is interchangeable, interoperable, and is guided by FAIR principles. And that involves every kind of patient database. So otherwise, if you put garbage in, we're going to get very unreal, nonsensical data, right? So it really does matter that what we're calling a moderate effect is what everyone is calling a moderate effect. So there has to be standardized criteria. So I bring that to your attention because by knowing where the puck is going is not enough. We really have to go beyond that today. So typically we're focused on what we're doing right now, but it's good to keep an eye out for the future because that gives you a sense as to how you can apply your work for the improvement of health for patients, no matter where they are. So most of you know that NIH is located in Bethesda and is made out of 27 institutes and centers. It's funded to the tune of almost $50 billion, so it's enormously large. And I had the privilege, to me, the cap of my career was to direct one of the institutes there for 5 years, and it was a wonderful time. Now, we've had a change in leadership with 2 individuals coming in that have very distinct visions. And that has created what seems to be chaos, a lot of change. And like Albert Einstein says, you don't get nervous about the change. You come along and you look at where you can take advantage and move your own science forward. So Dr. Bhattacharya is now the director of NIH, also now the acting director of CDC, which is the Centers for Disease Control. And our budgets come from the government, and we have to be approved on 2 levels, the Senate and the House. And now we do have a budget, at least it stayed flat for this year, which is really a decrease because everything else is going up. So when you have a flat budget, it means you really are being cut. But more than anything else, there's a true emphasis on how do we do our science? Is our science rigorous and reproducible? So that's being challenged now. They're setting up an office where, say, if Mary did a study on say you did a study on rootless teeth and you publish, I can get money to reproduce, to see if what you concluded was in fact reliable. So there's actually a lot of emphasis on rigor and reproducibility. Artificial intelligence, real-world data platforms are driving a lot of the changes at NIH. Now, this is an audience I don't have to lecture about rare diseases, but when you take them collectively, they are in fact a public threat. There's at least 7,000 plus rare diseases and over 30 million people actually involved in the US. And the sad part is only 95% of rare diseases are known, but they don't have an etiology. So we have a lot of work to do there. And many patients actually face very long diagnostic journeys. Now, the beauty of all of this is instead of thinking of individual rare diseases, we can use platform technologies to reveal insights that can be shared with other diseases. So you can group them together and look at them together as a very rare, a very threatening public health challenge. So Journée Rudder ran this last workshop, and I happened to be there, and I'm just capturing what for me was the most significant her key points. And she made it very clear that rare disease research actually represents the frontiers of medicine. Think about that.
It represents the frontiers of medicine because you're challenged by the rareness. You don't know the genetic etiology or the mechanism. And if you do for one rare disease, you're likely to use the same platforms for others and also shed light on the more common diseases. So she emphasized that. And the field is moving very rapidly from understanding to delivering cures and therapies. So I hope that all the databases that you have will be guided to that goal, which is the golden rule of what we all do in science. And that her emphasis, and truly the emphasis, is on sharing data, open access, partnerships, collaborations, and definitely partnerships with patients and their families. They're just not objects for study. There's much more wisdom and experience that can come from patients and their family members who share the journey with them. So that was the emphasis today. Now it's interesting, let me give you an example of where one platform technology, it was the adenoviral gene therapy delivery system. So in the US, we have to get approval from the FDA for anything that goes into the human body. So they created the adenoviral vector system, made sure that it was approved by the FDA. So you have just the vector, the circular vector. Now, if you wanted to come and study a gene of choice, your work will go much faster because that vector is already approved by the FDA, and you put your gene of choice and you can drive the technology forward. So those are the platforms that are actually driving research on rare diseases in the US and worldwide. Obviously, new clinical trials, and the emphasis on data sharing. I've said that before. Patient advocacy groups being critical drivers, important to connect them, to bring them for meetings like this and have them tell a story is so powerful, a message. It's very powerful. So maybe the next one you could have a story to share. So the National Center for Advancing Translational Science builds on these platform approaches, and look it up under the NIH website, and you'll see that they do have a clinical research network. So we see patients on campus. There are therapeutics in place. I'll give you one example at the end. And there is a connection between academia, industry, and partner patient populations, so that this collaborative becomes very, very critical. And I'll circle back at the end of the talk to give you an example of how magic can be created at these interfaces, and gives me a lot of hope, and I'm sure for you too. So now let's go to the craniofacial complex. There's nothing more precious. It is our identity. It gives us the sense of self-worth and well-being. And we know from everything we research that this complex is not standing on its own. It's connected to the rest of the body. So the oral cavity itself is a portal of entry to all the risk factors that are common to most of the major human conditions. Cardiovascular disease, metabolic syndrome, things have to go through this portal of entry. And I bring it up because it's not just the craniofacial complex that's affected. Typically, it's the entire system, the entire human body, which makes it even more challenging and also rewarding, depending on how you look at it. That all of this is under tight genetic control is manifested by the many developmental conditions that you know a lot about. I'll focus on cleft and tooth agenesis in great detail. Now, if you looked at the data that we own and the statistics, we shouldn't be that proud because craniofacial defects rank amongst the highest listed in OMIM. The other complexes we treat as clinicians are infectious diseases, caries and periodontal disease, that are preventable. But we don't have, it's hard to prevent craniofacial anomalies unless we develop in utero ultrasound technologies and in utero therapy. You know, we still are stuck with that. So for those of you that are teaching a little bit or lecturing on your project, don't ever ignore the power of being in the classroom. I was teaching a group of orthodontic pediatric dentists who were in training, and I was talking about the genes that regulate tooth formation because that was my area of expertise. And I could see that they were not quite interested
But one person was, Monica Goldenberg, right here. She went back to the clinic and she produced, I'll go really fast through this, a case of an 18-year-old boy she was treating that was missing 18 teeth that never formed. I first thought that it was a family that didn't have many resources, but it turns out they never did form. And at that stage, the field was developing quite strongly with mouse genetics and transgenics, and we knew some of the candidate genes that were responsible. And that really provided the genetic clues for human tooth agenesis. So we had that in place, but nothing else was known about this condition. And it was clear that it was an autosomal dominant pattern. Every generation here has a member affected. You have a 50% chance of inheriting the disease in an autosomal dominant fashion. And a non-syndromic tooth agenesis opens up, I think, great possibilities for identifying the gene versus syndromic that could be multigenic or have other factors. And so we went on this journey, this was in 1999, 2000, to build up this whole repository of patients that came to us from all over the world. We published, the mutation here are just examples of tooth agenesis, realizing that in fact it was complex, there was genetic heterogeneity, phenotypic variability, and that there was great cost to restore a mouth where teeth were never present. The bone gets very narrow and thin. You've got to do surgeries, augmentation procedures, put implants and other restorative procedures. It's a complex journey. But over that time, we spent time, in those days, a single gene, candidate gene approach, where we isolated mutations in genes and identified the following genes that were responsible for tooth agenesis. By then, there were at least 4 labs in the world that were working all together. We were working together on understanding this problem. Now, it might seem like it's not life-threatening, but honestly, if you're missing that many teeth, it affects many aspects of your function and your aesthetics and your self-esteem, and we were struck by that. And also in the US, not everyone has dental insurance. Insurance companies wouldn't pay for it. So our data helped convince them that this is, in fact, a medical genetic condition and not just aesthetics. So that made me feel good at that time. I was doing something useful. But, you know, most of these mutations were varying kinds, but the ones that were most fascinating to look at were the substitution mutations, where you have a single nucleic acid changed. And in that previous case I showed you, it was an extra G that caused a frame shift mutation and a protein that made no sense. So we wanted to understand, how does this single one nucleic acid change cause this problem? So we did a lot of stoichiometric, a lot of biochemical analyses. We were biased. Another lesson I learned, never be biased, always be open to all possibilities. And we chased, in this case, we could actually identify where the mutation was, and we could predict the phenotype in the patient based on whether the mutation was in the structural or the most important business aspect of the gene, or if it was down here, where the phenotype, as measured by less teeth missing, was the result. So we did all of that. But the bias came because at that time, if you remember, in not many of you will, but in the 2000s, we were all focused on BMP as being the magical bullet. And I was like, God, BMP has got to be the target. It is a target of PAX9 that partners with MSX1. And we chased it thinking that that might be the effector gene that we could develop into a therapeutic. Until one day, I looked in the freezer, and there were 90 samples of, from patients that we had great records from which we had no idea what the gene responsible was. And it turned out it was Win10A. At that time, 2 other labs, Mustaska and another lab, Finland, I think, also found it. So we came to this conclusion, and it stands today, that Win10A turns out to be the most important gene for tooth agenesis, or tooth development in humans, and also the culprit gene for human tooth agenesis. Now, we knew nothing about Win10A. At that time, nothing about it. So, and the mutations we identified, this could be a graduate dissertation itself, were also very intriguing, because there was one
that was most common. And we believe it was probably offering a protective effect. So over this time, we've documented now using RNA scope analysis and spatial transcriptomics that to kind of figure out what role does Wnt play. Now, the whole family of morphogens is important from the time of early neural crest migration to death and even cancers, right? The Wts play a very important role. And you can see that its presence, let me see if I can see that, is really at every stage, but it is an important gene at the very early parts of odontogenesis with PITX2, a very important gene, and one of the few that actually can transfer its expression from the epithelium to the mesenchyme. So it plays a role in the early parts of odontogenesis and also in cell differentiation. In fact, in my books, it is the gene for odontoblast differentiation. It could be developed into a therapeutic. Don't have time to show you the actual data, so this is a schematic showing you the varying differential patterns of Wnt10A expression that gave us an understanding then of the human condition. And what's beautiful about RNA scope analysis is you can look at genes in an unbiased way. And you can look at more than one in one slide, multiple genes. And this one is looking at both the inhibitor of Wnt, DKK1, along with Wnt10A and SOS. So SOS and DKK1 prevent Wnt expression, and Wnt10A is the one that we think is driving. So wherever Wnt10A is, DKK1 is down and SOS because it's antagonistic or inhibitory. And that gave us a clue as to why we call tooth development as a series of epithelial mesenchymal interactions. And so at that stage in my career, I still am so grateful for the people who I was able to mentor from all walks of the profession, and both in Houston and in Dallas, and then in Utah as I moved there. These individuals here played a real role in moving the project to another level as a story. I then get over to NIH, had a small lab because I had very little time, but a very productive lab, very dedicated team. And knowing that Wnt10A was a key gene, right, for tooth development, we took a completely random approach. Didn't make sense, but we had available a commercial small molecule that was available, that was capable of crossing the placental barrier. So we had the PAX9, that gene, our favorite gene, the mouse model, and the PAX9 knockout had a consistent phenotype of missing teeth, tooth arrest at the bud stage, and also a cleft palate. And we were interested in but correcting the tooth agenesis defect. So we took that small molecule and injected it into the tail vein of the plus-minus heterozygote mother. That will give rise, as you would know, to plus-plus, plus-minus, and minus-minus pups. This is the molecule itself. We also had another one available. Now, if you looked at the way Wnt signaling works, multiple ligands that bind to two receptor complexes. So what prevents and modulates Wnt signaling internally, intracellularly, is this control mechanism where we have inhibitors, SOS and DKK1, preventing the binding of Wnt to these receptor complex. So what we were doing was adding the small molecule that bound to DKK1 and prevented the binding of Wnt to its receptors, right? So when we put the molecule that is preventing this, we actually activate the Wnt pathway. That agonistic action was clear. Tested out different injection times in the mouse model, dosages. It was very, very tedious, and published in development. Now, I was expecting to see that we would do something with tooth development, that we would push it along further through this non-invasive, safe, and what appeared to be effective therapy. But no, that didn't actually happen. That's the beauty of science. You can never predict. And you can see here, this is the PAX9 knockout that has the cleft palate and arrested
tooth organs. With these two molecules, not much happened to the tooth organs, but consistently, and to our surprise, we had 100% resolution or resolving of the cleft defect. So obviously the conclusion was there was more needed in tooth mesenchyme to correct the arrest, but for palate development, Pax9's relationship with Wnt was absolutely key. We got 100% correction of the defect. And you can see, we also tried out, by the way, the injection into MSX1 and a variety of other genetic models, mouse genetics, that, knowing that they played a role in tooth development, and we didn't see the same effect except for the ectodisplacent mouse, the mouse that lacked ectodisplacent. When we gave that mouse an agonist to ectodisplacent, we got the same correction of the cleft defect. So we know that EDAR and Pax9 are in the same pathway. But that was a surprise, and you can see from the histology, I'll just spend a time here in the control. You're looking at different stages in development. And if you looked here, the injection of that small molecule, non-invasive through the tail vein, resulted in osteogenesis, promoted osteogenesis, very similar to the control. At each stage, you saw almost a match between this and this. So we did prove that in many, many ways. We also did it genetically by creating reducing DKK1. So if you reduce the inhibitor, you're going to have more Wnt signaling. We were able to rescue cleft palate genetically. This is purely genetics, not the therapeutic part of it. We did the opposite experiment, which is to overexpress DKK1 using it, and there we maintain the cleft palate defect. So that proved, I think, definitively in vivo that this relationship between Pax9 and Wnt was absolutely key, important for palate development. And interestingly, none of the other syndromic effects of Pax9 were actually corrected with this therapy. Very many reasons, and there's also an important question I'm sure you'll ask, is did you look at the animals, the mother who received this therapy, did she develop any tumors? Because Wnt is known to be a carcinogen, and we did very thorough histopath analysis and did not find that. So we came up with this scheme of the importance of Pax9 and Wnt signaling in the posterior region of the palate, which makes you want to think that patterning, like everything else in the human body, is controlled by very unique, exquisite relationships. Pax9 and Wnt are not that important for anterior palate formation. There, it's MSX1 and SHOX and BMP for young Chai showed that. But in the posterior palate, that is a critical effect. And along, comes life's most precious gifts. I happen to be known and got to know when I was in Texas, the world-famous plastic surgeon Ken Sawyer, who now passed away sadly. And we became very good friends. And he was the one that separated the Egyptian boys at birth, if you remember, and he was a cleft palate surgeon, so I traveled with him actually all over the world, and I was drawn into this whole field of craniofacial genetics and disorders in China here, and he treated all of these patients. Here are the Egyptian boys he separated, and they are healthy and alive and well in Egypt right now. And you realize that this, when you actually are there and you're seeing kids infants going through hours-long surgeries, and not just one, they have to go through a series of them. It really is important for us to keep in mind of whether our research is meaningful to these patients. So that's when I started thinking, what can we do in this case? We have this information in hand, but there are big gaps in knowledge. For those of you that attend cleft palate conferences and are with surgeons, they argue all the time about what time is surgery important? Do you do it once? Do you do it after the mid-face develops? Because if you do it before, then you have a mid-face concavity. There are all these arguments. And so it became pretty evident that we needed to dig much further down. And
with the goal that we could come up with an intervention for cleft in humans. So this gets interesting. Thank God for Jeremy. He comes along. He's getting his PhD. He followed me from Utah to NIH, getting his DDS actually next month. So he'll be a dual degree and then training in oral surgery at Emory, Atlanta. Just full of energy and determination. And he is a tech geek, so he went into this whole area of spatial transcriptomics. I won't go into it in detail, except to say that we became experts in vaginal plug dates and microdissection, because if you don't do that, you can really screw up your data. And you can see with single cell RNA workflows that you can get so much information here from just the population analysis. And you definitely presented so much of this. You can look at trajectory inferences to some degree, looking at cell signaling interactions, and then actually trying to figure out transcription networks. So we took that, again, took it through the whole process of single cell and spatial. Spatial gives you the sense of the cells in space. And one of the first things we did was to simply do a global transcriptomic profiling. And we found, interestingly enough, that there was a dramatic shift from E14.5 to E15.5. This is E14, and here's E15. And all this means is that there was an upregulation at E15.5, and we didn't know what this was about. It's coincided, of course, with post-fusion. At the time, palates were fusing. And it turns out, as we dug deeper, that this segregated into two classes of genes, those that drive osteogenesis and those that are cilia-enriched genes. Both genes, in this case, you can see, segregate in abundance, creating this shift in the transcriptional profiling. Now, we did further single nucleus or RNA-seq validation. This allowed us to also look at ATAC and epigenetic factors. And we were convinced that that shift was dramatic and it occurred at a specific time in development. Now, why is this important? Because if you're going in to correct palatal defects, even if you do it postnatally, it's important to have some sense about how osteogenesis is actually affected in the patient, a human patient, and how you can correct that. And I don't know if you know, there was one poster on bisphosphonates. That particular class of drugs cause a lot of problems in patients, radionecrosis after tooth extraction, because the blood supply is affected and bisphosphonates don't help. That has created a whole wave of new research to look for a replacement drug to correct osteoporosis in women. And WINS have emerged as the important therapy for osteoporosis in women. So there is an FDA-approved therapy already that is using Wnt agonists. So we had that in mind, allowing us to drive towards this, convinced that in fact osteogenesis occurs and all the genes were there, and confirmed that with RNA scope analysis. Then the traditional, I'm going through this fast because you've heard a lot of the background from Igor, and you can see that spatial resolution in situ gave us a lot of insight and led us to actually identify 3 novel genes that are cilia-enriched genes. You can see them here, 1, 2, 3. I must admit I haven't looked at them in great depth, but we did do our scope analysis and found that and confirmed that they were actually present in the palatal shelves, normal palatal shelves here. So published this in Nature Communications because it was the first demonstration of the use of this technology to understand palatal fusion. And it was exciting to hear. Now, it doesn't help if we just sat there. It was important then to compare what happens in the abnormal patient. And in this case, we had the PAX9 knockout mouse. Using micro-CT, we could tell the disruption in the growth of the palatal shells, as you can see here. And we could also identify for sure that PAX9 was absolutely needed, because when PAX9 goes down,
it's not present, the inhibitors of Wnt are increased. So DKK1 and DKK2 are increased. Now that began to explain why we got the results we did with that injection, because we used an agonist, we used an inhibitor of DKK1 that allowed for Wnt to be activated. And this was actually going to now give us definitive proof that DKK1 and 2 are both important modulators of Wnt expression and could be used as therapies. Wnt agonists could be used as therapies. Now, we use xenium, Igor, in situ because it gave us that subcellular advantage there, and through that, the general workflow was important. We were able to customize a 350 gene array, a panel, that we use for this particular analysis of subcellular localization of genes. And you can see when you compare it to H and E, these are like 350 genes all on one slide, right? Doesn't make sense, but the computer does a lot of the work for you. And you can see, this was really, to me, the best part of the whole story, was if you turn the lights out, you would see, is that possible to just lower the lights? Can you? Someone? Because you can't really see this. But this confirmed that when PAX9 is not present and you land up with the cleft defect, DKK1 is upregulated in the bone only, but it's DKK2 that's at the medial edge that also gets upregulated. Now, when you have the inhibitor of Wnt appearing at the very converging fronts of the palatal shelf, there isn't going to be any Wnt expression. So osteogenesis is suppressed in this region. And just stay with me because this has significance. You can see that here, maybe a little more clearly. You can see these purple dots, that's DKK2, which is, by the way, the same molecule along with DKK1 that was suppressed in those mice that we injected. So you have DKK2 increased at the merging edges of the palatal shelf. DKK1 remains within the bony maxilla or palatine bone, actually. So Jeremy thought then that we needed, because when you look at, he was driven by the fact, because he's going into surgery, do we need to look at other elements? We keep focusing on cells, right? And that's what spatial transcriptomics does. But there's a lot of stuff, signaling, that occurs from the extracellular matrix, outside the cell. So we looked at that more carefully and could just recently published that in Science Advances and showed that there was a disruption in collagen. Now, this could be secondary. No one's looked at promoter analysis right now. Collagen's disrupted, the homeobox genes are disrupted, and genes that are associated with osteogenesis are all disrupted in this particular model. And you can see that here. Just quick, this is all published, so you can look at it. So definitely Wnt are connected to ECM architecture. We choose to use a bioengineering approach, which we are doing right now. We hope to incorporate that in the bioactive scaffolds and make sure that there are tenacin and fibronectin and cell adhesion molecules also present, because you can have full regeneration, or not regeneration, but the full formation of the palate without the extracellular matrix genes. Also collaborated with Steve Gowdy, who's an ENT surgeon, on the soft tissue regeneration part of palate, because that is also very challenging for surgeons. And it's an interesting finding. So if you looked at where the future directions go in palate formation, which is a rare disorder that is quite devastating and of global consequence. It's a global health issue. Identifying new genes from these kind of techniques for human clefting is important. We only know a few. IGF, of course, IRF6 is very important, but there are many to be yet discovered. Using spatial transcriptomics much more broadly and making it available to all labs, developing in utero and early
interventions is important. And then creating the systemic approaches that can deliver a new agonist for palatal closure, especially if it's being used in humans anyway for correcting osteoporosis. So wins are important. Now I want to give you two, what I consider were the transformative findings of our time. It was a few years ago that a collaborator of mine, Pascal Schneider in Switzerland, along with his buddy Holm Schneider from Erlangen, did the study where they got permission from the German government to inject into a pregnant woman who was bearing twin boys. Now she had amniocentesis, and the boys were diagnosed with X-linked anhydrotic ectodermal dysplasia, also a rare disorder. She had a 2-year-old who was diagnosed but not treated, so that was a perfect control. And the German government gave her permission on the condition that she would not infect the mother's uterus. The mother, and it didn't happen. The boys were born, and they did sweat, soap, sweat glands were restored. The first summer, there was that car seat, they sent me that picture, and most of the teeth, let me see that, were restored through a single, 2 injections, week 19 and week 26 of injecting the agonist or ectodisplacin into the uterus, directly into the amniotic cavity. It's hard to believe, right? And they're continuing with this work right now. Now, I was dreaming away until I realized, hey, it's time to retire. So I couldn't do the dream experiment of my life. When I got a call from a colleague who had been at NIDCR many years ago under Hal Slavkin, a team in Japan has come up with a cure for congenital tooth agenesis in humans. Using the same principle, they developed a humanized antibody to the Wnt pathway. This antibody antagonizes the inhibitor of Wnt and stimulates Wnt signaling in vivo. So they did what they had to do, which is first try it out in mouse model, also in a ferret and a beagle dog model. You can see missing teeth here, missing teeth in the palate, a molar, a maxillary molar, a mandibular molar. One single injection, and the tooth grew back up. So now they are using this therapy in humans. It's now in phase 2, and that is the company I serve as the key opinion leader, so I'm consulting, so that one of my dreams can come true. I think it's challenging, but it's possible to be thinking that. So now I want to take you to another world where just recently, and some of you read the story, of a very rare condition of a single mutation that caused young KJ to be really at death's door. It was a very key enzyme that is necessary for the processing of ammonia in the body. So the ammonia just accumulates in your liver, goes up to the brain, and causes a lot of problems. He had absolutely no hope. They used CRISPR technology to correct the defective gene in vitro, getting his liver cells out, re-injected it in, and it worked. He was there for the Rare Disease Day phenomenon, running all over the stage, as he's about a year old. And most of you know about this data. It was published in nature.com, and you can see that it matters because it was a very personalized gene editing strategy using CRISPR. It was the first demonstration that it can work in patients who have no other hope but it has to be personalized and individualized. And we now have data coming out of spatial transcriptomics, and we need to move that into an active field of cures and therapies and not get stuck with data sets and all of that. We need to think about how do we translate this into a cure and therapies, and it's happening right now. I expect more from other cases around the world.
It shows the power of CRISPR. It shows that we can rapidly design therapies, just like they were thinking if we get another pandemic, that we will be fast-tracked now into developing vaccines and a cure because we went through that horrific experience of COVID. It also means that we can individualize our genomic medicine and that we offer hopes for rare diseases with known genetic causes. And it wouldn't have happened. This experiment was not done at NIH. NIH provided the grant and the basic science. And it was done at the Children's Hospital in Pennsylvania, at the University of Pennsylvania, CHOP. And that child is amazing and is running around, hopefully, well for life. So when you look ahead, we have to commit to shorten the path from discovery to application, to treatment. Even if you're a basic scientist, talk to clinicians who are seeing these patients and vice versa. The clinician should know what science is needed to make a difference in their patients' lives, to scale gene-targeted therapies and precision medicine, to look at AI in a very altruistic way, with big data and shared infrastructure. And believe me, there's misinformation. I got a very legitimate email saying that a group in South Korea was curing tooth agenesis. And I said, South Korea, I'm working with a group in Japan, this is funny. And the claim was they would put a patch of Wnt agonists over the gums. It was easily believable until I went further. As I was preparing this talk, I said, I need to find out where's this paper? There wasn't a paper. It was just fake news. So be careful about what comes through and ask the right questions and be guided by the right reasons to do what you have to. And of course, every rare disease, I think, has a hope for a diagnosis, treatment pathway, and hope. And each one of you are contributing to that journey. So for me, I can only leave you with this one quote, that you can't fear anything in life. You need to understand. And once you have that understanding, I think you fear far less, right? That proved to be the case as we discovered the virus itself and understood more about its pathogenesis. And I'm open to questions. I want to leave you with my absolute favorite last words from this amazing lady, Jane Goodall. This is for the future, for the young investigators here starting their journeys, that each one of you has a role to play. Each one of you is unique. Each one of you has a right to be here and to succeed. And that was her message when she was recorded a few months before she died. And they played it after she had passed away. It was like she was talking to us from heaven. And if you read the words, she says, I look back over my life. I look back at the world I've left behind. And what do I want to leave as a message? I want to make sure that you all understand that each and every one of you has a role to play. You may not know it, you may not find it, but your life matters and you are here for a reason. So have that purpose guiding you. Just don't go blindly through your project. Know what you want to be 5 years from now, to become the person you were meant to be, is to take these words from our amazing mentor and role model, Jane Goodall. So thank you very much. I enjoyed chatting. Finishing with philosophy. So anybody ask questions? With this very rich presentation, I was sure you would. Please. Make it easy. It's too late. Very motivating talk, actually. Thank you. And totally enjoyable. I wanted to ask your frank opinion on the perspectives of more or less complex bioengineering and regenerative replacement, like organoids and assembloids. I know. Thank you for asking, Igor, because one of the things I forgot to mention, that growing in the US are many, many restrictions now. We cannot use human fetal tissue or stem cells derived from humans. It's a federal regulation. We also cannot use animals, and I'm assuming it's large animals. So hence comes the organoid option. Lots of emphasis. I'll send you the link, Igor, because NIH is creating the platform technology.
So because otherwise, people are claiming all kinds of things with organoids, no standardization, no anything. So now there will be a system in place that will allow you to use the organoids. They're all human. The brain one is already in place. And that, I think, it has its limitations, but I don't think it can substitute for animals, but it would give us some clues, especially in pharmacotherapeutics, as to what works, especially in the neurosciences, yeah. Thanks a lot. Actually, I have another question, Sure. very short one. I was very much inspired by the story of WINS, and because I think quite often about polygenic diseases, which are not monogenic, which you cannot basically fix just by applying CRISPR and like doing some intervention, but those that converge on the pathways, even though they have polygenic nature, maybe they can still be compensated, right? Absolutely, yes. Because I think, I'm not saying that there are master genes, but there are hierarchies, right? And so perhaps, yes, I think so. So the work you're doing is very important for the field. Thank you. Come back to tooth development, because we're losing the old ones. We all got to be gone in a few days, years, yes. A few days. It was really nice. So keeping up with Igor with the wind story, so I mean it's fantastic, like they put wind and then you have the tools that regrow, but then it does not fix the other tissue which are affected with the same mutation. So are you planning, well, I know you're retiring, but you know, you can will live longer and longer anyway. You know, if you follow, like, if you do the same analysis along development to see like key windows, maybe time windows where the tissue will be susceptible to just react to winds, so see like, okay, when should we treat? Because I think is it a question of timing? Very much, or I also a question of dosage that maybe it needs more? Yeah, very good question, and both important. No, the first one you said is, you know, what about the other organ systems? So when you have the same pathways, right, there are 4, BMPs, FGFs, sonic, WNTs, and even ectodisplacent. These 5 are present in all organ systems. Then what makes a kidney and a tooth? It's the way they are combined, the dosage and the place that they're present and the timing. All of them seem to come together to make organ-specific phenomenon. People have asked about the WNTs because there must be a mechanism in place that tells a cell you can't have too much WNT. It's so important. That's why that receptor-ligand interaction allows for that control of modulated WNT activity. And I think that is going to be guiding the therapies for the future. If you go over that limit, maybe the cell will shut off, but it maybe not, and you'll end up with tumors. So there's a lot to be done there. But the translational aspects of trying, taking the bold move of injecting a human being with an intravenous, with a small molecule that, you know, is not going to cause major damage, but will hone in to the cell in need or the tissues in need, just those, is very critical. Yeah, it's still a beginning of the journey. Thank you. Thank you. Thank you very much. I hope that was good. Bon, on a un petit peu terminé en feu d'artifice, et donc merci à tous ces orateurs. Je voudrais simplement revenir sur un mot-clé, c'est l'interopérabilité. Ce qui est intéressant et qui est difficile pour nous dans la filière, c'est qu'objectivement, c'est extrêmement pluridisciplinaire, puisqu'en fait, le cœur de métier, c'est un petit peu des médecins chirurgiens qui vont donc intervenir, qui ont besoin des sciences dures, qui ont besoin de comprendre les principes de biologie. Donc, je pense que ce qu'on essaye, c'est d'enlever faire tomber des murs de Berlin en quelque sorte et d'enlever les frontières. Donc je crois que vraiment cette fois-ci, on a réussi à vous montrer que, par exemple, c'est très amusant de voir l'exposé d'Igor qui nous met les mécanismes d'enregistrement faciaux comme finalement quelque chose d'acquis et on va d'un cocktail d'allèles sur une forme faciale comme ça. Puis après, on a eu un exposé qui nous expliquait qu'il fallait, pour être sûr qu'il y ait une reproductibilité des mesures, etc.,
Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'à chaque fois, chaque élément que vous donnez, vous allez avoir cette notion d'incertitude et de certitude et de ligne de force. Donc, je trouve qu'on a vraiment réussi à vous faire participer. Et ce que je voudrais vous dire, effectivement, c'est un peu dans la même ligne que on ne vous parle pas du paradis, parce qu'on n'y est pas encore, mais tout ce que vous faites, quand vous l'a dit aussi Lisa, quand vous enregistrez vos données, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vos patients participent, quand les patients participent, ça veut dire par exemple l'histoire de l'hydroxychloroquine. Ça a demandé une association de patients nationale, internationale et tout un réseau. Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'on est passé au début à un espoir d'un traitement post-natal, les premiers, et ça a été un échec. Et donc, il faut un traitement anténatal. Traitement anténatal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les cliniciens, avec les généticiens, etc., on aura identifié des familles, on aura expliqué, etc., on aura fait un travail de translation, et que finalement, l'approche et l'innovation thérapeutique, qui est quand même le but ultime, c'est de poser des diagnostics et d'aider à des nouvelles thérapeutiques, c'est un effort collectif. Et donc, en fait, il faut savoir qu'on travaille pas à notre échelle, on travaille sur l'avenir. Donc, la recherche, c'est ça, c'est finalement parfois moi, je me rappelle au tout début, les gens disaient que vous faites un herbier, c'est-à-dire effectivement, moi, je me rappelle d'Agnès qui débutait ces trucs. Alors voilà, il y a une dent, alors c'est le protoconide, etc. C'est pas possible. Et puis on voit que maintenant tout prend du sens. Et donc en fait, je voudrais que vous soyez tous mobilisés par cette magnifique dynamique de la recherche. Et je voudrais vous remercier de tous participer. On rame. En fait, on rame les patients, les chirurgiens, les médecins, les généticiens, les chercheurs qui font de la transcriptomique, les gens qui intègrent. Donc, merci. Et il n'y a pas de temps perdu parce que tout est utile. Donc, je vais quand même arrêter parce que moi, je peux vous parler pendant 3 heures en vous disant que vous êtes merveilleux, mais je vais passer la parole à Nicolas. Mais je vais juste officiellement clore la journée. Merci beaucoup d'avoir été présents. Merci à nos orateurs et oratrices. Merci de nous avoir suivis en ligne. Si vous voulez contacter nos orateurs et nos oratrices, passez par le site de la filière. On répond, on transmet à chaque fois, bien sûr. Merci à l'Institut Imagine de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à Classe Hôtesse pour l'accueil. Merci à Grand Chemin, le traiteur. Merci à Unique Production pour la technique. Ça s'est toujours très bien passé. Merci à Akenium, en la personne de Guillaume Menin, notre illustrateur aujourd'hui. Donc là aussi, dont tous les dessins seront à retrouver sur le site. Merci à Justine Harley, notre graphiste, et merci beaucoup à Myriam de Chalandard, Sonia Pavon et toute l'équipe de la filière pour cette énorme quantité de travail, pas seulement pour aujourd'hui, mais au quotidien et toute l'année. Merci beaucoup. N'oubliez pas vos affaires au vestiaire et j'aimerais réinviter tous nos orateurs de la journée à refaire de l'après-midi en tout cas, ceux qui sont là, à refaire une photo de groupe ici. We'd like to make a last group picture, to take a last group picture. Please join us here. Merci encore. À très bientôt. Au revoir tout le monde.